Bon, je vous propose qu'on commence. Donc, pour ma part, simplement un tout petit mot de bienvenue à tous pour cette journée de colloque que nous avons intitulée Diaspora intellectuelle et engagement sur l'EHPAD de Mohamed Madoui. Donc, cette journée, nous l'avons organisée avec Michel Lallemand, Aïssa Kadri, Marcel Gégère, Léa Lima, donc tout le monde est là, comme une journée d'hommage à notre collègue Mohamed, disparu bien trop tôt en novembre dernier. Alors, bon, cette journée, c'est certes un moment d'hommage à un homme, à un collègue, à un ami pour certains, à un mentor pour d'autres, car on sait tous que Mohamed Madoui était très engagé dans les activités de formation à la recherche et auprès des jeunes chercheurs. Mais cette journée, c'est aussi un hommage à un chercheur. Elle est donc également un colloque dont le contenu scientifique nous a été inspiré par les thématiques du travail de recherche de notre collègue Mohamed Madoui. Donc nous avons souhaité qu'au fil de cette journée se retrouvent celles et ceux, alors une partie de celles et ceux qui ont travaillé aux côtés de Mohamed sur l'un ou l'autre des chantiers intellectuels qu'il a ouverts et qu'il a grandement contribué à faire avancer au cours de son parcours. D'ailleurs, cet itinéraire intellectuel, il sera justement détaillé, commenté dans quelques minutes par Karim Khaled, qui est membre du Centre de recherche en économie appliquée pour le développement à Alger. Puis une série de tables rondes vont non seulement retracer le travail de recherche de Mohamed Madoui, mais aussi le prolonger autour des thématiques qu'il a développées tout au long de sa carrière. Alors, il s'agira des thèmes de l'éducation et de la socialisation et de la mobilité dans une première table ronde qui sera animée par Kamel Boucherf du CREAD d'Alger, avec Mohamed Benguerna du CREAD également et Hicham Jamid du LIS qui est doctorant au LIS, puis de la question de l'entrepreneuriat et des entrepreneurs dans une table ronde qui sera animée par Abedou Abderrahmane du CREAD d'Alger de nouveau, avec Messema Khalifa de Paris 8 et Anne Gillet du LIS ici au CNAM pour ce qui concerne la matinée. Puis nous poursuivrons dans l'après-midi autour de la mise en perspective d'un numéro spécial de la revue Sociologie pratique que Mohamed avait co-dirigé avec des collègues et d'ailleurs Geneviève Daran-Seltzer qui nous fait l'amitié d'être avec nous du LIS, qui avait participé à cette co-direction, animera cette table ronde qui regroupera Imen Meliti de l'ISSHT de Tunis, Moussa Boukrif de l'Université de Béjaïa et Michel Peraldi de l'EHESS. Puis enfin, une dernière table ronde sera consacrée à la question du vieillissement des migrants et de leur accès aux droits, avec pour animatrice Marie Poinceau de la revue Hommes et Migrations, avec la participation de Bergamote Fernandez qui travaille à la mairie de Saint-Denis, de Fatima Mezouj du pacte CNRS à Grenoble et d'Emmanuel Jovelin du laboratoire 2L2S que j'ai déjà salué ce matin de l'Université de Metz. Enfin, la journée sera conclue par une mise en perspective qui sera dessinée par Aïssa Kadri de l'Université Paris 8, qui est un collègue ancien de Mohamed Madoui, et par Léa Lima, qui co-dirige avec moi le LIS CNRS ici au CNAM. Donc nos thématiques de travail pour cette journée, elles évoquent bien le rôle de lien que Mohamed Madoui a joué dans le monde francophone de la recherche en sciences sociales, notamment entre les deux rives de la Méditerranée, mais aussi tout son intérêt pour l'analyse de la circulation des hommes, des idées, des formes et des activités économiques. Pour terminer, je veux au nom de tous les organisateurs de la journée, tout spécialement remercier les collègues maghrébins qui ont fait le voyage d'Algérie ou de Tunisie pour être présents avec nous, mais bien sûr l'ensemble des intervenantes et des intervenants à cette journée. Alors un dernier mot de remerciement aux institutions qui nous ont appuyés dans l'organisation de ce colloque, de cette journée. D'abord, bien sûr, un grand merci au CNAM qui nous accueille dans cet amphithéâtre Abbé Grégoire c'est le CNAM qui a été la maison dans laquelle Mohamed a travaillé pendant près de 20 ans et qui est représenté ici à ma droite par son administrateur général, Olivier Faron, qui nous fera l'amitié d'introduire à nos travaux dans un instant. Puis mes remerciements vont également aux équipes pédagogiques nationales du travail et puis à celles de la santé. Marcel Gégère, au nom de l'équipe santé, prendra également la parole. Mohamed était professeur des universités au sein de cette équipe et un collègue direct de Marcel. Puis Michel Lallemand le fera également comme collègue d'enseignement et de recherche de Mohamed pendant de longues années, à la fois au nom de l'EPN Travail, mais aussi comme membre du LIS, dont Mohamed a été membre pendant plusieurs années. Il a même fait partie de l'équipe direction de notre UMR CNRS.
Enfin, cette tournée de remerciements, elle doit absolument se terminer par un grand merci adressé à Zaira Mario, qui s'est beaucoup engagé pour la réalisation de la journée et qui a organisé dans des conditions pas très faciles parce que voilà, le temps a parfois manqué parce qu'on a décidé de se donner un calendrier un petit peu serré. Donc ça a été un gros travail pour elle. Donc un grand merci à toi, Zaira, pour ton travail. Donc merci à tous pour votre présence et à tout le monde une excellente journée de travail et de réflexion. Et je vous passe la parole, Olivier. Merci beaucoup, merci Olivier. Évidemment, je voudrais d'abord vous saluer toutes et tous, chers collègues, et puis surtout, évidemment, chers amis, avec une salutation très, très chaleureuse pour tous nos collègues venus de nos pays frères, du Maghreb, d'Algérie, de Tunisie. Merci d'être là aujourd'hui avec tous les collègues français et tous ceux qui vont rendre hommage aujourd'hui à Mohamed Madoui. Mille merci à Olivier, à Léa, à Issa, Marcel et Michel d'avoir porté cette journée. C'était très important que nous faisions cette journée. Et puis je serais tenté de dire surtout merci à Mohamed de tout ce qu'il nous a donné, de tout ce qu'il vous a donné, de tout ce qu'il a porté. Mohamed manque ici au CNAM, comme il manque à tous ses proches bien sûr, à tous ses collègues, à tous ses amis, d'ici et de là-bas, des deux rives de la Méditerranée. Il manque au monde universitaire, mais aussi il manque au monde des acteurs, et je pense, nous en avons parlé très récemment avec, et ça a été relevé par Olivier, avec à tous les amis d'Hommes et Migration, qui en ont parlé beaucoup pour son investissement, notamment dans le comité de rédaction. Donc évidemment tout le réseau le plus important de recherche, d'activité, de présence dans le monde, il l'animait avec beaucoup de volonté, beaucoup de chaleur. En cette période si compliqué pour notre pays, je voudrais surtout rappeler combien tous les combats, toutes les luttes, tous les engagements de Mohamed sont les nôtres et combien, j'allais dire, nous devons nous y retrouver. D'abord en commençant sur le fait qu'il n'y a pas de fatalité à l'échec et Mohamed, dans son parcours qu'il a retracé avec beaucoup de talent et de brio dans son introduction à son dossier d'habilitation à diriger des recherches, rappelle tout ce qu'il a dû faire pour en arriver où il était. Depuis sa naissance en 1962 au cœur de la Kabylie, dans une famille, je cite, et je vais beaucoup citer ces mots, d'illettrés mais pas d'incultes. Une famille marquée par la pauvreté, marquée par l'illettrisme, marquée par le colonialisme, mais avec un père lui rappelant au quotidien qu'il fallait toujours avoir le plus haut diplôme, celui qui, je cite, clôt le cycle du savoir. Et Mohamed ajoute même que son père avait probablement plus d'ambition pour lui qu'il n'en avait lui-même et qu'il a signé une espèce de contrat avec son père. En 1985, il obtient sa licence de sciences politiques à l'Institut d'études politiques d'Alger. Et puis, Mohamed va batailler, va essayer d'imposer tout ce en quoi il croit dans son pays, en Algérie, au nom de la modernité, car c'est un combat, au nom de la francophonie aussi, qui est évidemment l'un des enjeux importants du monde universitaire, et puis au nom des sciences humaines et sociales libres et pouvant s'exercer dans les meilleures conditions. Il devient journaliste, mais il fait face très vite, et je cite évidemment ces termes, à des pressions professionnelles et aux intimidations des groupes islamistes. Et c'est l'heure du départ pour la France. C'est un exil, El Ghorba, comme il le dit, vécu douloureusement, et je crois que les mots qu'il utilise, car son père lui a aussi transmis ces mots, sont des mots lourds de sens et des mots qui symbolisent aussi combien nous devons être vigilants par rapport à ces questions d'exil. Pour lui, l'exil, c'est symbole et synonyme de solitude, de déracinement, d'illégitimité, d'absence, d'exploitation, d'aliénation et de mépris. Les termes sont forts, mais les termes montrent aussi le traumatisme, la violence de ce départ. Un exil symbolisé aussi par des petits boulots,
parce que la vie est très compliquée pour Mohamed quand il s'installe dans notre pays. Mais la France d'alors, celle évidemment dans laquelle nous croyons toutes et tous réunis aujourd'hui, a su l'accueillir, et c'est très important. Il a d'ailleurs pris la nationalité de notre pays. Et puis il a soutenu en 1994 une thèse marquante sur les émeutes sociales qui s'étaient produites en Algérie en octobre 1988. Il a fait beaucoup de terrain, il a fait beaucoup d'analyses, et il a montré tout ce qui se jouait, tout ce qui se tramait, tout ce qui s'était vécu à ce moment en 1988. Il a montré, au-delà des tensions qui existent en Algérie, il a montré deux choses essentielles, deux choses fortes. D'abord, la violence comme modèle de reproduction du pouvoir. Et puis aussi, plus insidieux, mais sûrement avec des effets aussi ravageurs, les méfaits de l'esprit de clan. Et dans son analyse, qui était une analyse extrêmement fine, extrêmement forte de ces questions-là, il a montré ces menaces, il a montré tout ce qui nuisait à l'avènement d'une démocratie dans le sens plein du terme. En France, après sa thèse, il devient en 1996 contractuel au ministère de l'Emploi, et il rappelle dans son texte, il rappelle combien c'était important pour lui de se frotter à ces questions d'emploi, de travail, à ces questions qui sont aujourd'hui extrêmement majeures, de comment on accompagne un certain nombre de nos concitoyennes et nos concitoyens vers ces questions de l'accès à l'emploi ou de la promotion sociale. Et puis en janvier 1999, nous avons eu la chance, l'honneur, la joie de l'accueillir au sein du CNAM. Mais là aussi, sa carrière a été une carrière marquée du sceau de l'effort, marquée du sceau de l'ambition que lui a transmise son père. Il est rentré au CNAM d'abord comme ingénieur de recherche. Et c'est un moment important que je souhaite rappeler parce qu'il devient à ce moment-là donc ingénieur de recherche en charge des questions de validation des acquis professionnels. Et il rappelle dans son parcours, il rappelle dans son mémoire comment cette fameuse validation des acquis professionnels, cette VAP, est un formidable outil, une véritable seconde chance pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir, au début de leur formation initiale, au niveau du baccalauréat, au niveau du système scolaire et au niveau de l'entrée dans le système d'enseignement supérieur, la chance d'avoir des parcours déjà cadrés et déjà préformatés. Et puis en avril 2000, c'est la rencontre, évidemment, Michel le racontera, c'est la rencontre scientifique avec Michel Lallemand. Et puis c'est le travail aux côtés de Marcel Gégère, c'est le travail aux côtés d'Olivier et de Léa au sein du LISE. Tout cela, ils raconteront et ils vont le raconter mieux que je ne le ferai. Je voudrais donc surtout aujourd'hui dire que voilà, c'est évidemment un collègue que nous saluons, mais Olivier l'a rappelé, c'est surtout un homme qui faisait l'unanimité grâce à ses qualités personnelles et professionnelles, quelqu'un de bien en qui nous nous retrouvons toutes et tous et à qui je souhaite exprimer en mon nom propre, mais surtout en notre nom collectif, au nom de tout notre établissement, notre dette profonde. Et je crois que cette journée est le moindre des hommages que nous lui devions. Merci beaucoup. Quelques mots sur l'implication de Mohamed dans l'enseignement en particulier. Au moment pratiquement où j'arrivais au CNAM, il a été recruté sur un poste de professeur des universités fléché intervention sociale. Et ça a été l'occasion d'une implication très forte dans des liens avec le secteur professionnel et avec la formation.
Sur l'intervention sociale, le fait que le CNAM se préoccupe de cette dimension, ça nous a permis de développer à la fois une formation qu'on appelle de premier cycle avec une licence d'intervention sociale. Je l'évoque parce qu'il y a eu des projets avec Mohamed de reprendre la maquette de la licence professionnelle en Algérie et en Tunisie. Et puis également, son implication était forte dans deux masters qui ont été construits avec un tronc commun, un master pro innovation sociale et économie sociale et solidaire avec Jean-Louis Laville, et puis le master de recherche en travail social. C'est à ce titre que les collaborations ont été très étroites avec Mohamed, puisqu'il avait une responsabilité dans ce master, donc avec le tronc commun, et il était responsable d'une unité qu'on avait intitulée Les publics. C'était l'idée de développer une offre de formation dans l'enseignement supérieur qui intègre la dimension des personnes. Et quand on dit les publics, en fait, en clair, c'était les âges de la vie. Alors pourquoi je dis ça? C'est que, bien entendu, il développait un certain nombre d'enseignements sur la question des migrants, mais en fait, il avait une responsabilité beaucoup plus large, puisque dans cette unité, on traitait aussi de la question de l'enfance, de l'adolescence, des adultes en difficulté et de la question des personnes âgées. Et à ce propos, ce qu'il faut dire, d'ailleurs, il va y avoir une table ronde cet après-midi qui va être consacrée à ça, c'est que dans les centres d'intérêt de Mohamed sur la dernière période, la question du vieillissement des migrants, mais plus globalement des inflexions de la politique d'aide aux personnes âgées, a été un temps fort dans ces derniers écrits. Il y a eu non seulement des articles dans la revue Hommes et Migration, mais également, je crois que c'est un des derniers, ça a été un article dans la revue du CEDIAS Vie sociale, qui est un numéro spécial sur la question du vieillissement des migrants. Ça ne veut pas dire qu'il avait laissé de côté, évidemment, ses autres préoccupations, mais je pense qu'il tenait compte aussi des évolutions démographiques, non seulement en France, mais également en Algérie. Et à ce titre-là, on avait été à l'université de Tizi Ouzou pour monter un colloque sur ces thématiques. Pour des raisons qui n'ont pas développé ici, ça n'a pas abouti, mais c'était vraiment une préoccupation très forte. L'autre chose aussi que je peux dire, c'est que dans les développements de partenariats, Mohamed s'était beaucoup impliqué aussi dans les relations qu'on avait avec certaines écoles de travail social, en particulier une qui était à Versailles, et il se rendait sur place. C'est lui qui assurait la fonction, en réalité, de coordination de cette formation qui portait sur le M1 et puis un diplôme supérieur en travail social. Son décès est pour nous évidemment catastrophique, puisque on a connu à partir du 1er janvier un des effets de la réforme du CNAM, et puis avec la création d'une équipe pédagogique nationale intitulée exactement Santé Solidarité. Et le projet de cette équipe, c'était à la fois dans une dynamique, on va dire française, mais aussi avec des préoccupations internationales, c'était de croiser la question de la santé au sens de santé publique, l'accès aux soins, et puis les questions de solidarité. Bon, il se trouve qu'il n'est pas remplacé à ce jour, et qu'il y a une grande incertitude d'ailleurs sur son remplacement. Cette EPN, cette équipe pédagogique nationale, est une petite équipe qui a quelques représentants ici, et si on n'avait pas eu le soutien de Aïssa Kadri, on n'y serait jamais arrivé. Donc je pense qu'on ne remerciera jamais assez Aïssa, à la fois pour l'organisation de cette journée, mais également pour le master. Et puis, dernier mot, on avait des relations assez étroites avec notamment Marie Poinceau, et non seulement la revue Hommes et Migration, mais également le musée de la Porte Dorée. Et Mohamed avait rédigé d'ailleurs le projet de convention entre les deux musées et les deux institutions. Et on ne peut qu'espérer le développement de ces partenariats. Merci. Donc, je vais prendre la parole à la suite des deux premiers témoignages.
Je voudrais dire d'emblée que Mohamed était plus qu'un collègue. En tout cas, pour moi, c'était vraiment un ami. Un ami dans lequel, je crois, nous faisions miroir l'un l'autre. Il se trouve que nous sommes nés la même année et que nous avons passé pas mal d'étapes ici au CNAM, selon des trajectoires différentes. Mais il se trouve que les trajectoires d'un homme passent par des âges de la vie et nous avons vécu les mêmes âges de la vie à certains moments de notre carrière au sens très très large du terme, quoi. Et donc c'est vraiment avec beaucoup de tristesse et toujours avec beaucoup d'émotion que je parle de Mohamed. Alors sans être trop long, je voudrais évoquer 3 moments et un moment fort de travail en commun avec les collègues amis du CREAD qui sont là. Alors 3 moments avec Mohamed, ça va être assez rapide parce que je ne vais pas reprendre toute sa trajectoire que vous connaissez et qu'on va retravailler, mais premier moment, c'est 99. Olivier Faron en a parlé, et bien sûr, c'est au Léonard qu'on s'est vu pour la première fois. Hein. Tout le monde connaît le Léonard ici, qui est en fait le second bureau de l'ensemble des collègues du CNAM, qui est donc le café qui est juste en bas de l'établissement. Olivier Faron a rappelé les conditions dans lesquelles Mohamed est arrivé. Il travaillait effectivement à l'époque à la VAP, et puis je ne sais plus par quel mystère. Enfin bon, bref, on a pris langue, quoi. Moi, j'étais pas encore au CNAM. Je venais, je crois, d'avoir l'accord de l'établissement pour venir. Et donc, on s'est retrouvés au café. On a beaucoup discuté. Et en fait, je crois qu'il y a vraiment 2 choses qui m'ont marqué dans cette première rencontre. La première chose, c'est pour le dire dans les termes d'un sociologue de façon peut-être stupide et brutale, mais c'est que Mohamed, c'était le démenti de la théorie bourdieusienne, quoi, pour le dire dans nos termes à nous, quoi. C'était justement l'anti-reproduction sociale. C'est quelqu'un qui a défié toutes les lois de la sociologie, toutes les lois de reproduction sociale, avec un acharnement que cachait en permanence sa modestie permanente, quoi. Alors, effectivement, il y avait derrière cette ambition de son papa, hein, dont Olivier Faron a parlé tout à l'heure. Mais il y avait un refus du déterminisme c'était un homme libre, quoi. Voilà, c'est ça que je veux dire, quoi, fondamentalement, en disant cela. Et toutes les étapes de sa carrière en ont été la manifestation. La deuxième chose qui m'a beaucoup frappé des notre discussion, c'est que c'était un homme de culture. Il a beaucoup lu, je crois, mais peut-être je me trompe, mais qu'on avait évoqué Ibn Khaldun, je sais pas, je le prononce très mal, hein, excusez-moi, Max Weber, etc. Donc on avait souvent des conversations qui débordaient, hein, les préoccupations strictement techniques, pédagogiques, ingénieriques, etc. Et c'est pour ça que ça a toujours un vrai bonheur, notamment de travailler avec lui. Et ce qui fait que c'est quelqu'un qu'on ne pourra jamais enfermer dans un objet ou dans un territoire circonscrit. Effectivement, comme ça a été rappelé, il a travaillé sur les mouvements sociaux, il a travaillé sur l'immigration, il a travaillé sur les questions de travail social, il a travaillé sur le vieillissement, etc., etc. Donc, il a débordé de toutes parts, et c'était fondamentalement avant tout un sociologue. Et c'est comme ça que je voudrais aussi m'en souvenir. Deuxième moment important dans notre carrière à tous les deux, c'est, je dirais, 10 ans plus tard, plus tard, hein, 2008-2009, il y a eu différents moments importants qui se sont joués là. La première chose, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais disons que c'était la fin de mon mandat de directeur d'équipe, et comme souvent, enfin je ne veux pas porter la poisse, mais les moments de transition de direction sont toujours délicats. Bon, ça c'est une autre affaire, mais ce que je voudrais juste dire, c'est qu'à ce moment-là, où d'ailleurs je me sentais un peu seul, je dois le dire, hein, Mohamed était là, et donc il est monté en responsabilité aussitôt, il m'a aidé, et pour moi je peux vous dire que ça a beaucoup compté. Donc il y a un moment extrêmement important avec Patrick Nivola, d'ailleurs, pour ne pas le citer. Et puis c'est le moment où il a soutenu son HDR, donc il avait 10 ans d'activité, hein, pile poil, entre le premier moment où nous sommes rencontrés et puis ce moment 10 ans plus tard. Et là, lorsqu'on regarde ces 10 années d'activité, c'est quand même assez époustouflant de voir toute l'activité qu'il a pu déployer au sein de la chaire, au sein du CNAM, au sein du laboratoire, etc. Et si de l'ensemble des travaux qu'il a pu conduire, il y en avait
un seul peut-être qu'il fallait citer. Pour moi, c'est le petit livre qu'il a publié dans cette maison d'édition qui s'appelle Au lieu d'être, qui demeure, je crois, peut-être une des traces sociologiques les plus percutantes. Alors ça s'appelle Entrepreneurs issus de l'immigration maghrébine. Et ce livre, je crois, nous apporte deux choses majeures. Première chose auquel Mohamed tenait beaucoup, c'est le fait que en dépit des stigmatisations de tout ordre que les uns, les unes et les autres peuvent porter avec eux, il y a toujours possibilité de retourner les stigmatisations pour pouvoir gagner et subvertir l'ordre dominant. Et je crois que c'est un message majeur qui a été porté notamment dans ce petit texte. Il aimait, en plaisantant, me taquiner en disant, tu sais, quand on s'appelle Mohamed et quand on s'appelle Michel, on n'a pas exactement les mêmes chances dans la vie. Et il avait raison. Et bon, voilà. Donc, c'est le premier ordre, ne jamais baisser les bras et retourner parfois les armes du dominé contre l'ordre dominant. Et ça, il a su le faire, le théoriser de façon tout à fait magnifique. Et deuxième chose que montrait son petit livre, qui a parfois été mal compris, y compris par certains collègues dans le labo, et pourtant c'est un apport sociologique majeur, c'est de montrer qu'il peut y avoir une force des liens forts. Alors pour les collègues, il y en a beaucoup dans la salle qui sont sociologues, ils savent à quoi je fais référence, dire contre la doxa de la théorie des réseaux de Granovetter, il a montré que effectivement les liens forts pouvaient aussi être un moyen, un levier au service de l'action sociale et de l'action collective. C'est pas rien de dire ça, et je peux vous dire que, à mon avis, c'est un apport majeur. Voilà, alors, son HDR était un moment important. Olivier Faron a rappelé en quoi son introduction est moi je dirais un bijou de lucidité sociologique, quoi, de réflexivité qu'il faut lire et relire. Alors le troisième moment, je serai très rapide, c'est sa promotion au rang de professeur de sociologie. Marcel Gégère a rappelé tous ses engagements au cours de ces dernières années. Je crois qu'il était très fier d'être devenu professeur de sociologie, et il était très fier pour sa famille. Et je crois que Olivier Faron l'a bien redit, et c'est avant tout en ces termes qu'il faut comprendre sa trajectoire. Il s'est engagé, il a mis un pied sur le frein de la recherche pendant un moment pour pouvoir prendre sur ses épaules l'ensemble des responsabilités associées au statut, et très tôt, il a accepté immédiatement de prendre la responsabilité de l'équipe métier du social. Donc vraiment un homme d'engagement et un homme libre. Voilà ce que je retiens de ces 3 moments de vie que nous avons partagés ensemble sans rentrer dans les détails. Alors je voudrais, pour pas être trop long, évoquer un deuxième moment qui pour nous a été important tous les deux, qui est le programme CMEP. Et il y a beaucoup d'acteurs de ce programme qui sont là aujourd'hui dans la salle, et j'en suis sincèrement fier et ému à la fois. Alors CMEP, ça parlera pas à tout le monde, c'était un comité qui était le comité mixte d'évaluation et de prospective interuniversitaire. Des acronymes comme on sait les inventer en France, hein. Et grosso modo, on a eu des sous pour travailler avec les collègues du CREAD qui sont dans la salle. Voilà. Alors c'était un grand moment pour tous, je crois. Ça a démarré en 2002, si ma mémoire est bonne. Et puis, je crois qu'on a eu 2 programmes, et c'était un moment extrêmement important. Alors, il y avait Abderrahmane Abdou qui est présent là, qui était avec Mohamed Bouyakoub, qui n'a pas pu se joindre à nous, qui était le responsable côté algérien. Et Mohamed et moi, on a pris la responsabilité côté français. Alors, ça a pris la forme de rencontres communes, de recherches communes, de colloques, de journées d'études, et ce qui est rare dans un programme de ce type, 3 ouvrages. 3 ouvrages sont sortis de cette collaboration qui a duré plusieurs années. 3 thèses également ont vu le jour. Bon. Alors, je voudrais, excusez-moi, c'est un peu comme aux Oscars, mais quand même rappeler quels étaient les acteurs très rapidement de ce moment-là, sans tous les citer, mais Anne-Françoise Bender, je ne sais pas si elle est là, a collaboré à ce programme. Kamel Boucherf, qui est quelque part aussi, que j'ai vu ce matin avec beaucoup de bonheur. Anne Gillet, qui va intervenir. Pascal Charpentier, je ne sais pas s'il est là. Asna Kadri, Elisabeth Duguay, que j'ai aperçu au fond de la salle, Jean-François Drapery, Matouk Bellataf, Zinedine Kalfaoui, Moussa Boukrif qui est arrivé aussi, etc. Frédéric Rey qui nous a rejoints, Nabil Belloutil, etc. Donc c'était un grand moment d'aventure collective. Et c'est ça que je retiens, cette capacité que Mohamed a eu à un moment donné, vraiment de nous entraîner tous dans un programme de recherche scientifique. Dans un moment, on a passé en 2002, on est passé du gris au lise, et qui pour notre histoire collective était un moment extrêmement important. Hein, voilà. Et je me suis aperçu en préparant ces notes que finalement, en parlant de Mohamed, c'est aussi de nous
hein, dont on parlait. Peut-être c'est aussi une forme d'hommage à lui rendre que de nous permettre de... Voilà. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail. Ce programme a été extrêmement stimulant sur le plan scientifique. On a travaillé pour l'essentiel sur la PME, hein, sur les PME et sur les modes de production. Un des résultats de ce programme, c'est de démontrer qu'il y avait 3 grands modes de production de la PME, statistique, culturel et historique, hein, dans les 2 pays, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Et je crois pouvoir dire que dans ce moment où Mohamed était aux commandes, dans ce travail de collaboration, il a montré toutes ses qualités scientifiques et humaines tout à la fois. Hein. Alors, d'abord, scientifique parce qu'il impulsait tout le temps des idées nouvelles, humaine au sens où il n'a jamais joué cette carte si stable dans notre milieu académique où des gens qui sont parfois dans l'entre-deux jouent l'ambiguïté. Hein. Il aurait pu dire chez les Français, écoutez, je suis algérien et je sais exactement mieux ce qui se passe, et chez les collègues algériens, écoutez, je représente la partie... Il n'a jamais joué ce jeu-là. Et il a toujours été un homme libre, il savait d'où il parlait, et il avançait vraiment avec des idées toujours renouvelées et avec cette volonté de savoir d'où il parlait. Et puis, il a toujours pris ses responsabilités et ça a donné tout le, si j'ose dire, tout le jus académique, scientifique et humain que ce programme a pu donner. Et c'est vraiment avec beaucoup d'émotion et de joie que je retrouve beaucoup d'acteurs de cette période-là qui a été vraiment importante pour nous collectivement. Voilà, je voudrais juste pour finir redire que vous avez compris, Mohamed était plus qu'un collègue, c'était un ami, et donc je suis vraiment, vraiment content d'être là avec vous aujourd'hui. Merci à vous. Bon, merci à tous les 3 de ces évocations complémentaires de nos trajectoires avec Mohamed Madoui. Donc, je vous propose qu'on continue dans le déroulement de notre journée et notamment, alors en poursuivant cette évocation, en accueillant un collègue du CREAD, mais que j'ai pas vu encore. C'est vous. Ah voilà. Ben, si vous voulez bien nous rejoindre, donc Karim Khaled du CREAD d'Alger, donc avec lequel visiblement les liens ont été très forts du côté de Mohamed et aussi avec le LIS. Bonjour, installez-vous. Et donc, je crois, Karim, vous avez entretenu un dialogue assez approfondi avec Mohamed et c'est aussi le produit de ce dialogue que vous allez relater maintenant avec nous. Merci. Merci. Bonjour à tous. Sincèrement, je suis très content d'être parmi vous. C'est vrai, c'est un exercice très difficile et pénible pour moi de retracer tout un parcours. C'est vrai, exceptionnel, parce qu'il est révélateur, c'est vrai, c'est une mémoire, une biographie personnelle individuelle, mais à travers justement ce parcours et trajectoire migratoire de M. Mohamed Madoui, que j'ai connu justement en 2008, plus exactement le mois de mai, dans le cadre de ma préparation de thèse de doctorat sur la fuite des cerveaux et sur les intelligentsias diasporiques algériennes installées spécialement en France. Donc, sous la direction de mon professeur ici présent, Issa Qadri, à Paris 8. Donc, c'est grâce à Issa Qadri qui m'a vraiment indiqué le lieu et la personne de Mohamed Madoui. Donc, j'ai eu l'occasion de le rencontrer et franchement, c'était extraordinaire parce que mon approche était à l'époque, soi-disant, contre ce que j'appelle les producteurs du savoir sur commande, tout ce qui est approche quantitativiste, etc. Donc j'ai essayé d'approcher davantage la problématique de la migration intellectuelle en Algérie sous forme d'analyse qualitative. Donc à cette occasion, j'ai rencontré Mohamed Madoui en mai 2008. Je l'ai rencontré ici au CNAM, on a pris des cafés. Je rejoins notre collègue Michel Allemand, qui a beaucoup parlé justement de cette chaleur humaine, parce qu'il m'a invité justement à prendre un café, et puis on a mangé ensemble, et puis on s'est trouvé autour d'une table plus de 2 heures à discuter de la sociologie. On a oublié même le rendez-vous justement pour retracer sa trajectoire personnelle. Donc par la suite, il m'a invité chez lui justement à son domicile. On a discuté pendant 2 heures justement sur cette trajectoire de la prison de son fils, qui était juste à côté, je me souviens.
Donc voilà, l'entretien a duré plus de 2 heures et c'est avéré, c'est vrai, pour rendre hommage à Mohamed, bon, en tant que sociologue, j'étais un peu pris par deux choses. Soit je thématise le contenu des discours de Mohamed Madoui ou je laisse la situation d'une manière brute par rapport au contexte. Parce que le parcours de Mohamed Madoui est révélateur de beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on est en face d'un espace migratoire qui est caractérisé par des conditions d'immigration et conditions d'immigration. Mohamed, il est l'incarnation justement de cette nouvelle génération issue de l'Université nationale, les années 80, justement, et cette algérianisation d'université, de cette massification de l'université algérienne, qui a donné, qui est quand même la perversion de ce qu'on appelle le développement, l'idéologie développementiste déclenchée, pensée en 67 sous le programme du président Mohamed Houari Boumediene à l'époque. Donc les prémices de cette contradiction, de cette doctrine développementiste a donné ses fruits. Mohamed à l'époque était des jeunes lycéens à l'époque, était déjà engagé, soi-disant, dans la gauche. Il se retrouve en 81 bachelier, donc il rentre à l'université. Et à l'université, il découvre un autre monde, parce que quand même, c'est l'émergence, soi-disant, ce que j'appelle l'émergence de l'habitus migratoire. Hein. C'est cette prédisposition à l'immigration. Parce que c'est vrai, quel que soit X, on peut parler de ça, que Mohamed Sivi, comme disait Michel Mamon, il veut essayer de transcender ce déterminisme, mais en réalité, même en croyant que on peut échapper à ce déterminisme, on est quand même le produit de nos propres conditions historiques. C'est-à-dire, ça relève aussi de certains éléments très importants à mon avis, c'est que à l'université, soi-disant à la cité de l'université de Ben Aknoun à Alger, il découvre justement l'islamisme, parce que quand même on a assassiné son proche ami qui est Kamal Hamzal. Donc sa position, elle est très importante, c'est crucial dans sa trajectoire personnelle. C'est un ami proche à lui, on se rencontrait dans sa chambre, on discutait, il était quand même de gauche. Et le type qui était assassiné, son ami, il était libéré par la suite sous le règne de Chadli à l'époque. Deuxième élément, c'est une fois il a justement terminé ses études en sciences politiques, il a tenté, autant que jeune, bon, je peux mettre à disposition les verbatims et les témoignages, parce que quand même c'est un texte qui est composé de 40 pages de transcription, sur la totalité de 1500 pages que je transcris avec 45 éléments que j'ai interviewés à l'époque, entre 2007 et 2010. Donc, deuxième élément déclencheur, c'est qu'une fois qu'il a terminé sa licence en sciences politiques, il a tenté justement de travailler. De travailler où ? En tant que journaliste. C'était en 86, il entre dans la radio nationale, il découvre là le cœur du pouvoir, c'est-à-dire comment le pouvoir politique à l'époque est structuré. Et donc là, c'est un point fort, deuxième élément qui a alimenté davantage sa prédisposition à l'immigration. Et là, il découvre toutes les pressions et notamment cette idéologie unanimiste. C'est-à-dire là, et la pensée unique, cette impossibilité de s'épanouir professionnellement, même individuellement. Et là, donc, le journalisme, comme métier, découvre le cœur de la raison d'État en Algérie, comment elle fonctionne. Donc, en tant que jeune, soi-disant militant de la gauche, il voulait, c'était un rêveur, il avait un idéal dans sa tête, et comme à l'ensemble de toute sa génération à l'époque, il voulait comment bouleverser dans sa conception, dans son illusion en réalité, par la suite. Cet ordre établi, c'est l'Algérie plurielle, rêvée depuis la crise dite berbériste de 1949 jusqu'à même un mouvement national, c'est-à-dire une continuité, mais d'une manière inconsciente, parce qu'il y a un mouvement social, soi-disant véhiculé par certains mouvements politiques à l'époque, mais transmis par l'intermédiaire de l'université. Comme même la fac de Ben Aknoun à l'époque, pour les gens qui le connaissent, comme c'était un foyer de soi-disant de conscience politique. Parce que quand même, il y avait la gauche, il y avait les islamistes, donc il faut prendre part quelque part et lutter pour un idéal.
Donc, à cette époque-là, il découvre, il était déçu, parce que quand même, quand j'ai analysé son discours, il y a une forme de psychanalyse des non-dits dans les discours. C'est-à-dire, on a l'impression qu'il était déjà déçu, il était poussé contre son gré, hein, parce qu'il n'a jamais quitté l'Algérie, mais il était poussé de quitter l'Algérie pour justement au moins sauver sa vocation initiale. C'est-à-dire à la fois de s'épanouir sur le plan en tant que citoyen, parce que quand même... ce qui est très important en Algérie, même dans tous les pays du Maghreb, il y a deux aspects, même d'ordre anthropologique, c'est quand même, il y a l'aspect communautariste, c'est la mort de sujets pensants, et vous avez, juste après les indépendances, c'est l'instauration d'une certaine idéologie unanimiste qui tue, qui empêche cette émergence, justement, de la citoyenneté au pluriel. Et cette idée fondamentale qui hante, justement, Mohamed Madoui a habité dans son inconscient tout son parcours professionnel. C'est vrai, quand il a eu son HDR, il était fier parce qu'il se dit si j'ai resté en Algérie, cet accomplissement, il était pour moi impossible. Donc, ces deux éléments, à mon avis, parce que je ne peux pas tout dire, malheureusement, mais je peux mettre à disposition des collègues, des autres collègues qui s'intéressent le contenu du document. Donc, c'est les deux éléments, c'est les deux gouttes qui ont fait déborder le vase. C'est-à-dire à un moment T, quand il a vu qu'à la fois on ne peut pas s'épanouir sur le plan professionnel et sur le plan individuel, il a quand même un contrat, soi-disant, parce que son père, et c'est le hasard, c'est que son père, il est arrivé à l'âge de la retraite, lui, il reprend le flambeau. Mais là, on sent, c'est vrai, il y a une dynamique du statut de l'immigré, parce que quand même, son père, parmi les premières générations d'immigration, mais lui, il avait quand même un contrat moral avec son père. C'est-à-dire, oui, je te laisse aller, mais à condition, c'est justement de faire des études poussées, de terminer tes études, etc. C'est-à-dire, même son père, par rapport à sa génération, il était, comme le témoin lui-même, comme un exemple par rapport à sa génération, parce que quand même, il a pu construire une maison au Bled, à Bougie, à l'Aqsar, exactement. Donc à l'époque, c'était quand même symbolique, c'est de construire une maison, un immigré qui construit une maison. C'est vrai, il est issu d'une famille lettrée, et c'est une famille d'immigrés. Donc c'est hautement symbolique aux yeux de la communauté. Hein. Donc c'est quand même une valeur ajoutée. Donc lui-même, si son père l'accordait cette prise en charge, au moins pour les débuts, pour les études en France, quand même, donc c'est ce contrat soi-disant tacite et implicite entre son père qui l'a poussé quand même à venir, mais en même temps, ce qui est très important, c'est de côté, en arrivant sur le côté d'immigration, là, des conditions d'immigration, il avait son oncle, qui est franco-algérien, c'est du côté de sa maman, qui l'a aidé, hébergé au moins pour 3 mois les débuts, et en même temps... Pardon, c'est dans les conditions quand même d'immigration sont pénibles. D'ailleurs, lui-même, il le reconnaît dans toute sa trajectoire. Et d'ailleurs, c'est ça ce qui pose problème. Et j'aurais aimé qu'on discute par la suite, parce que c'est très important, ce que j'appelle, c'est-à-dire comment les trajectoires des intellectuels, c'est pas quand même des trajectoires des trajectoires des premières générations, des deuxièmes générations, c'est ce qu'on appelle des déracinés, des illettrés, etc., des paysans. Mais là, on a affaire quand même à une trajectoire, ce que j'appelle le double exil. Ils l'ont exilé dans les pays d'Atal, mais en même temps, on est exilé à la fois dans le pays d'accueil. C'est ça vraiment le double exil mais le double exil qui peut être transformé en forme de sublimation, ce qui a poussé justement Mohamed à comprendre, à décrypter les mécanismes de domination par rapport aux dominés dans l'espace migratoire et d'immigration. Donc lui, quand même, il a su comment pervertir, entre guillemets, parce que quelqu'un, c'est vrai que quand j'ai discuté avec lui, c'est quelqu'un d'une grande valeur humaine, c'est quelqu'un de très intelligent, il voulait booster les choses, il voulait être une référence aussi dans son domaine respectif, mais avec un prix. Le prix, justement, c'est cet exil, parce que lui-même, il le retrace, il le reconnaît en lui-même, par le biais, la Libye des enfants, parce qu'il voit aussi par la suite, le hasard, c'est que même son père le voit aussi, le projet, et se projette son fils, Mohamed, et Mohamed aussi se projette sur la socialisation de ses enfants par la suite. Il lui dit, voilà, je reconnais que je suis déraciné pour deux choses, parce que comme dans mon pays,
natale, c'est ce qu'appelle Sayad la double absence en réalité. Mais malgré cette double absence, il essaie justement, ça par l'intermédiaire de la coopération, de trouver un moyen de lier avec son pays natal, justement par l'intermédiaire toujours de Aïssa Qadri, de ces 2000 témoignages, et Mohamed Belgarna ici présent, pardon, de lier cette relation avec son pays natal par l'intermédiaire justement d'un système de coopération, de partenariat. Mais aussi, dans l'espace d'immigration, en arrivant en France, les conditions ne sont pas vraiment faciles pour lui, hein, il faut le dire. Et c'est incorporé, mais il était conscient dès le départ. Et il a parlé chaleureusement de son ami proche justement de Michel Lallemand. Et sincèrement, c'est le même partage parce que je peux vous ramener beaucoup de témoignages sur Michel Lallemand. Et j'ai connu monsieur Michel Lallemand par l'intermédiaire de Mohamed. Hein. Et pas mal... parce que son intégration au CNAM, quand il a finalisé sa thèse en 1994, donc il est resté 1994 jusqu'à 1999 dans une période soi-disant transitoire, mais en même temps de désarroi, parce que son passage au ministère du Travail lui permet davantage d'utiliser ce poste, de tisser des relations de nouveau avec des gens du CNAM. Ce qui est extraordinaire, il a su quand même connaître énormément de personnes intéressantes au niveau du CNAM. Le CNAM l'a aidé, en toute sincérité. Lui, je peux vous citer énormément de citations, parce que c'est un document de 40 pages, et à un certain moment, il parlait du CNAM d'une manière très chaleureuse, et malgré, il faut pas se leurrer, l'espace universitaire, c'est pas un espace, il est traversé par soi-disant des tensions, il y a l'accès à l'espace universitaire, c'est pas ici évident, c'est pas facile, et ce qu'on appelle lui-même reconnaît l'idéologie du double effort, c'est si vous êtes français, Michel, comme disait Michel Lallemand et Mohamed, c'est pas la même tendance. Et il faut, je pense, la meilleure manière de faire avancer les choses, c'est de mettre en surface justement c'est tout ce qui est mécanisme et c'est inconscient qui hante, soi-disant, cette mémoire migratoire chez les individus. Et c'est à mon avis, lui-même, il a su mettre en surface ces mécanismes qui justement, mécanismes de domination sur les dominés qui sont les immigrés. Et Michel Lallemand était la personne, soi-disant, qui a beaucoup apprécié, il y a beaucoup de reconnaissance, il y a beaucoup de chaleur, d'amitié vis-à-vis de lui. Et puis le CNAM, c'est vrai que pour revenir à sa thèse, elle est cruciale. Il était d'actualité, comme vous le savez, parce qu'il a travaillé sur le octobre 88 comme une forme de révolte, de mouvement social au niveau de l'Algérie, mais qui est d'actualité. Vous le savez toujours, je ne sais pas ce que vous... des gens qui s'intéressent au pays du Maghreb, notamment l'Algérie, cette réalité politique, elle est toujours là. Il y a une forme de mouvement cyclique, et c'est vrai, c'est des élites qui sont nées dans la violence, et cette violence qui est omniprésente, malheureusement. Est-ce que c'est un cas spécifique, justement? J'aurais aimé qu'on essaie d'aborder ça, mais Mohamed Madoui, justement, parce que même en parlant avec lui en 2008, ici au Cafétéria, il m'a dit, il y a deux choses intéressantes qui m'ont vraiment intéressé, c'est pourquoi les changements en Algérie se font à travers la violence. Et pourquoi il n'y a pas une certaine médiation pacifique qui permet justement l'incarnation des générations, etc. Donc, c'est vrai, c'est pour ça qu'il revient à Ibn Khaldoun, mais aussi à Mohamed Boukhebza, qui était aussi lui-même, qui a fait un bon bouquin sur l'octobre rupture aux évolutions en 88, qui était assassiné par la suite chez lui, même devant ses enfants et sa femme. C'était en 92, je pense 91. Et à un certain moment, il se posait la question et pourquoi cette violence qui
prend quand même un caractère permanent de la société algérienne. Et c'est pour ça que je vous dis que même sa thèse, elle est d'actualité. Et il revient à l'idée de Hassabiya, l'esprit de clan chez Ibn Khaldoun. Justement, il a mobilisé, soi-disant, Ibn Khaldoun pour essayer de comprendre les mécanismes de cette violence qui prend de l'ampleur dans le temps. Et deuxième élément, à mon avis, qui est très important par l'intermédiaire de partenariats, et quand même c'est lui qui a quand même créé cette connexion entre le CNAM et les pays du Maghreb, et à travers ce partenariat dans le cadre du CMEP et le FSP aussi. Le FSP, c'est quand même, il y a deux projets importants qui ont engendré justement cette mobilisation, cette dynamique à la fois de la partie francophone, et, française, et de la partie maghrébine. Donc, deux éléments importants. À un certain moment, il se pose la question comment un pays musulman qui sacralise, j'ai bien dit, qui sacralise le travail, mais le travail n'a jamais été à sa porte-valeur. C'est-à-dire, ça pose comme une contradiction. Donc, il a mobilisé, soi-disant, une certaine approche weberienne. Quel est le rapport de l'éthique par rapport au travail? Donc, c'est à travers ça, quand même, à mon avis, qu'il y a un champ d'investigation très important, parce que quand même, il a dépassé toutes ces approches dominantes à un certain moment quantitativistes qui donnent des tendances, mais sans avoir cette capacité de donner du sens quand même qu'on donne, en réalité c'est du sens de l'histoire quand même, du travail en Algérie. Donc, à mon avis, c'est deux thématiques importantes, c'est la transition politique en Algérie, et même du pays du Maghreb, mais en même temps, deuxième élément, c'est le statut du travail en Algérie. C'est pour ça que, sincèrement, vous m'excusez parce que moi j'avais le souci de prendre beaucoup de temps, mais sincèrement, voilà, grosso modo, donc il y a 5 éléments importants, c'est les conditions d'immigration, ces conditions d'immigration, mais en même temps sa thèse qui est centrale, sa thèse de doctorat, mais en même temps sa participation comme acteur actif à la fois au CNAM, mais en même temps vis-à-vis du pays du Maghreb, et la preuve on est là, réunis ensemble justement pour comprendre ce personnage, mais que ce personnage, on le peut comprendre si on le met dans ses conditions historiques, parce que lui-même, en tant qu'intellectuel, il produit ses propres conditions historiques. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Karim Khaled, d'avoir prolongé la perspective sur à la fois l'itinéraire intellectuel et personnel de Mohamed. Donc bon, on va maintenant peut-être aborder une deuxième phase dans notre journée avec les tables rondes qui vont traiter plus des contenus de recherche que Mohamed Madoui a travaillé tout au long de sa carrière. Donc on a une première table ronde qui s'intitule Éducation, socialisation et mobilité. Donc si les participants voulaient bien vous installer. Donc c'est Kamel Boucherf, je l'ai dit tout à l'heure, du CREAD d'Alger, qui va coordonner, animer cette table ronde et avec la participation de Mohamed Bengarna du CREAD et Hicham Jamid qui est doctorant, qui a été doctorant de Mohamed et qui est associé, qui est membre de notre unité Le LIS. Donc je vous passe le relais pour la table ronde. Bonjour tout le monde, je me présente. Je suis M. Kamel Boucherf. Je suis enseignant à l'École nationale supérieure, sociologue de formation.
et enseignant à l'École nationale supérieure des sciences politiques d'Alger et chercheur associé au CREAD. En fait, pour ne pas redire ce qui a été dit, parce que pour l'essentiel, énormément de choses ont été dites quand même sur notre collègue et ami Mohamed Madoui, notamment par Michel. Alors pour moi, mon témoignage se résume dans mon lien avec Mohamed en tant que chercheur, avant d'être ami. Pourquoi chercheur? Parce que pour moi, je témoigne d'un acharnement, je dirais même exagéré, à créer un lien de recherche et faire durer, Michel Lallemand en a parlé, un lien de recherche entre le CREAD et le CNAM. Donc, pour moi, si je mettrais un cadre global à cette action extraordinaire, en ce qui me concerne, dans le domaine de la recherche, Mohamed Madoui est un instigateur fondamental du rapprochement entre le Nord et le Sud, en fait, entre nos deux institutions en tant que telles. Donc, il a montré un acharnement et une volonté extraordinaire donc dans la création de ce rapport qui a été très très bénéfique dans les deux sens. On a bénéficié de l'expérience du CNAM et j'espère aussi que le CNAM en a fait autant. Alors je dirais uniquement que en plus de ce qu'a dit Karim, par rapport à son rapport à l'immigration lui-même étant acté dans ce cadre-là, quand il a essayé de créer ce lien, en fait c'est par rapport à un objectif en Algérie qui était celui de lier, parce que ça tournait autour, Michel Lallemand en a parlé, ça tournait autour de un peu la sociologie de la PME, dans le cadre de la sociologie économique. Il liait ça à l'emploi des jeunes en Algérie, parce que on devrait savoir que la PME en Algérie, toute la politique de la PME est strictement liée, intimement liée à la politique d'emploi des jeunes. C'est dirigé strictement vers cette politique, cet objectif d'emploi des jeunes. Donc voilà un peu le rapport que Mohamed essayait d'établir. Et je ne vous cache pas, avec bien sûr l'aide de Michel Lallemand, Anne Gillet aussi, toute la bonne volonté qu'ils ont montré pour créer donc cette nouvelle ambiance, et je ne vous cache pas, à laquelle on n'a pas été habitué dans le cadre de la relation entre la création d'une relation de recherche entre le CREAD et le CNAM. Je risque aussi, encore une fois, de répéter ce qu'a dit Michel Lallemand, c'est que notre initiative s'est soldée quand même par la publication de 3 ouvrages avec l'Harmattan. Donc ce n'est pas... Enfin, c'est quand même un résultat assez important. Donc pour ne pas redire et essayer d'apporter quelque chose de nouveau, pour ne pas redire ce qui a été dit, je m'attacherai directement à l'objet de cette table ronde qui tourne autour de 3 thématiques, l'éducation, la socialisation et la mobilité. Effectivement, ce sont des 3 thèmes qui ont suscité la réflexion chez Mohamed Madoui. On va trouver les jeunes, l'éducation, on va trouver les jeunes issus de l'immigration, on va trouver toutes les questions d'ascension sociale qu'il posait dans son travail. Et je ferai référence pour vous dire uniquement comment cela est lié à ces thèmes.
l'intitulé de son dernier article qui tourne autour de, enfin le sujet, qui tourne autour de le chômage des jeunes universitaires en Algérie. Donc directement lié à deux thèmes phares, les jeunes et l'éducation. Donc pour ne pas monopoliser la parole et pour laisser le temps de débat, beaucoup plus que la présentation en elle-même, je crois que je vais m'atteler à passer la parole à mes collègues qui vont être la base, je pense, d'un débat sur ces... Alors, mes collègues sont M. Bounguerna Mohamed et M. Hicham Djamil. Donc, je donnerai la parole à M. Mohamed Bounguerna, qui va nous parler donc de son témoignage dans le domaine de la recherche de Mohamed Madoui. Vas-y, Mohamed. Merci, Kamal. Alors, j'ai pas de témoignage précis sur Mohamed Madoui. Je vais essayer à partir de l'intitulé de la trilogie Formation, Socialisation, Mobilité et à partir d'un travail de recherche qui a été fait récemment et auquel Mohamed Madoui devait participer avec nous. On l'avait invité, on avait fait la rencontre de clôture à Biskra, mais il ne pouvait pas à l'époque y participer pour des raisons de santé. Alors, deux points, j'ai bien connu, j'ai pas beaucoup travaillé avec lui directement député de recherche, mais on a été en contact permanent, des discussions souvent. Je me rappelle toujours de la, je ne sais pas quelle année, mais c'était dans les années 90 ou avant. On était dans un colloque, je crois, à Aix-en-Provence, et on était à Marseille. Et on a passé, je crois, jusqu'à 2 heures du matin à marcher dans Marseille, discuter sur tas de projets, de recherche, etc. Des projets, parce que ça a été dit par Michel Allemand tout à l'heure, il s'attachait beaucoup à garder une coopération constante et permanente avec l'Algérie, bien sûr, sur des sujets, des thématiques différentes. Et aussi, chaque fois que je venais à Alger ou je venais à Paris, on se rencontrait autour d'un café, le café des Arts et Métiers. C'est pas le café en face, mais l'autre côté, les Arts et Métiers. Et donc, on prenait un café, on discutait de projets, etc., de publications, on s'échangeait des publications. Et la dernière fois que je l'ai vu, c'était à la soutenance de notre collègue Aziz Nafa, qui est présent ici, qui a soutenu une thèse sur le diaspora, et dans lequel Mohamed Madoui était membre du jury. Et je l'avais vu, c'était en décembre, si ma mémoire est bonne, décembre 2015. Voilà, donc il était venu à Marseille. Et vraiment, je me rappelle toujours sa phrase. Je suis allé l'accueillir à la gare. Et je ne l'ai pas reconnu. Sincèrement, je ne l'ai pas reconnu. Mais je lui ai dit, comment se fait-il que tu es venu? Il m'a dit, j'ai pris un engagement, je viens. Donc ça, c'était quelque chose de très fort. Et vraiment, ça m'a beaucoup marqué, le fait qu'il soit présent à la soutenance de notre collègue Aziz Nafa. Et bon, j'étais surpris. La preuve, juste la semaine où il était hospitalisé, j'étais de passage à Paris. Moi, je l'appelais sur son téléphone, mais ça ne répondait pas. J'envoyais des emails, il ne répondait pas. Et après, c'est Qadr Issa qui m'a dit qu'il était très souffrant. Je crois que c'est 2 jours après qu'il est décédé. Voilà un peu pour vous dire un peu, mais on était très proches. Bien sûr, dans la discussion universitaire, Khaled l'a rappelé, il y a des débats. C'est jamais parfait, il y a toujours des tensions, on a eu des discussions, etc. Mais ça fait partie comme on dit, des règles du jeu des universitaires, discuter, de se confronter sur des questions universitaires. Alors, pour rester un peu dans la thématique de cette table ronde, je vais essayer d'intervenir, mais surtout vous livrer 2-3 questions au débat. À la suite d'un travail de recherche qui est dans le cadre d'un projet qui à l'époque s'appelait CMEP, maintenant qui s'appelle Tassili. Donc on a changé le programme algéro-français et dans lequel des équipes françaises et algériennes sont engagées. Et on a monté un projet avec une équipe de Brest, de Linda Gardel, qui devait être parmi nous, mais pour des raisons personnelles n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui. On a monté un projet sur les ingénieurs maghrébins formés dans les grandes écoles françaises.
Donc, c'est un projet qui a duré 4 ans avec des enquêtes de terrain, etc. Et on a voulu voir un peu ces 3 moments. Ça concerne, c'est la formation, la socialisation et la mobilité au niveau de ces ingénieurs-là. Et donc, on a travaillé, donc il y a eu, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, pour c'est comme du travail sociologique de terrain. Il y a ce qu'on appelle les 3 phases, les enquêtes, donc il y a des entretiens, il y a eu des questionnaires, il y a un travail d'observation, etc. Et on a clôturé ça par un grand colloque à Biskra qui a eu lieu en 2014 et qui a donné lieu à un ouvrage pour les gens que ça intéresse. C'est sorti grâce à notre ami Issa Qadri dans une collection des éditions Public Sud qui s'appelle « Les enjeux de la formation des élites maghrébines en France ». Donc le bouquin existe. Bon, je pourrais même l'envoyer en version électronique, pour ça t'intéresse. Alors, 3 moments sont intéressants dans cette étude qu'on a observée. C'est des ingénieurs maghrébins qui viennent faire des études en France. Il y a le premier moment, c'est l'arrivée. Donc, on a pris des gens, dans l'échantillonnage, on a pris des gens qui ont fait déjà leurs études dans le Maghreb. Donc, ils viennent déjà avec soit un diplôme d'ingénieur, soit l'équivalent, et qui viennent faire des écoles d'ingénieurs en France. Et ce qui était intéressant, parce que notre étude est arrivée au moment la loi Guéant, qui était juste au moment où elle était sortie. Et donc, c'était intéressant, et on a pris les ingénieurs qui étaient en première année. Et c'est intéressant parce qu'ils venaient d'arriver, et il avait la loi à côté. Et donc, déjà, beaucoup se projetaient. Déjà, ils commençaient à réfléchir quoi faire. Parce qu'ils voyaient la loi et donc ils pensaient. Mais ce qui était intéressant, en dehors de cette question de loi, c'est, et je pense que pour nous, on est tous passés par là, pour la plupart, les gens qui ont fait des études en France, qui arrivent en France, il y a ce moment de la première année qui est problématique. Donc, où il y a, je dirais entre parenthèses, un malaise, où les ingénieurs étaient là, mais ils avaient encore un pied, ou leur tête de leur côté. C'est-à-dire, ils viennent, pour eux, ils font leurs études, mais ils pensent déjà à retourner. Donc, la question de rester ne se posait pas encore, parce qu'ils n'étaient pas encore bien ancrés en France, et il y avait la loi Guéant, mais en même temps, ils ne réfléchissaient pas encore à cette... Donc leur préoccupation, c'était de faire des revenir. Ça, c'est le début, ce que j'appelle le cycle 1. Et ça, c'est très important parce que presque Marocains, Tunisiens, Algériens, ils étaient tous sur la même... Donc ça, c'est un moment très, très... Et on les revoit après, et il y a un moment très important qui apparaît, c'est la question du stage, parce que nous avons affaire à des ingénieurs et tous doivent faire des stages dans les entreprises. Donc là, c'est la première épreuve. C'est-à-dire que la difficulté de trouver des stages, pour eux surtout, parce que tout à l'heure, ça a été dit plusieurs fois, entre je m'appelle Mohamed ou j'appelle Michel ou autre, c'est pas la même chose. Ils avaient des grandes difficultés, la plupart, c'était leur crainte de trouver des stages. Bon. Et ils arrivent toujours avec chacun ses astuces, chacun ses réseaux, etc. Ils arrivent à trouver des stages. Et c'est le stage. Et déjà, quand ils rentrent dans le moment du stage, déjà l'idée de rester commence à germer. Ils commencent déjà le stage. Déjà tous, ils ont l'idée que le stage, c'est un pied pour le recrutement. Et ça, c'est ce que j'appelle le deuxième cycle qui est très important. Alors, par la suite, bien sûr, c'est la vie estudiantine dans les écoles d'ingénieurs, bien sûr, il y a les associations, il y a les réseaux, ils commencent à un peu leur faire à tisser leur réseau, etc., leurs relations. Et le troisième moment qui est très important aussi, c'est la question de l'emploi. Et là aussi, c'est une autre épreuve très importante, la question de l'emploi, parce que c'est pas évident. Et donc, ils commencent à envoyer du courrier, etc. Et les choses passent. Alors, nous avons là les 3 moments entre la formation, les 3 phases, les 3 cycles dans le trajectoire de la formation, et on arrive à la question de la socialisation,
et la mobilité. Alors, c'est là où je m'interroge sur ces questions-là. Est-ce que ces trois moments peuvent être des moments séparés, au sens tels qu'ils sont posés, ou bien dans la socialisation, est-ce que dans la mobilité, il n'y a pas une explication dans les modalités de la socialisation? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on entend par socialisation? Je ne parle pas de la question du nom. Est-ce que les écoles d'ingénieurs préparent à la socialisation? Parce que quand on pose la question à ces ingénieurs, pourquoi vous voulez partir? Pourquoi vous voulez? Bon, bien sûr, il y a la dimension, nous sommes au XXIe siècle, etc. L'ingénieur, c'est un ingénieur, ce qu'on appelle maintenant connecté, etc. C'est un ingénieur qui peut être ici. Mais est-ce que c'est suffisant, cette explication qui me semble un peu, je dirais, techniciste ou technologiste ou un peu logique? Ou il n'y a pas autre chose qui explique le fait que ces ingénieurs-là, dont on a étudié le parcours, veulent partir? Et donc, moi, je m'interroge sur cette notion de socialisation. Est-ce qu'elle s'arrête à l'espace de la formation, ou bien il ne faut pas se poser la question de l'environnement dans lequel vivent et exercent ces ingénieurs? Et je pense que le travail qu'on a fait et un peu l'actualité, et là je vais revenir tout à l'heure dans un petit moment sur les questions que je vais poser pour le débat, est-ce que les écoles d'ingénieurs, on prend l'école d'ingénieurs, et l'environnement actuellement, est-ce qu'il y a toutes les conditions pour permettre à la socialisation? Et de quelle socialisation on parle? De quelle socialisation on parle? Quels sont les éléments qu'on met? Qu'est-ce que ça veut dire socialiser aujourd'hui par rapport au débat classique de la sociologie, de l'éducation, etc. Et je me pose ces questions. Pourquoi? Parce qu'il me semble que nous avons une vision, je ne dirais pas figée, mais un peu limitée de la socialisation. Et on pense que c'est uniquement l'école, l'université ou l'école d'ingénieurs qui participent d'une manière très importante à ce qu'on appelle cette socialisation, c'est-à-dire préparer l'ingénieur à vivre dans un milieu professionnel, social, etc. Est-ce que c'est suffisant? Ou est-ce que c'est exclusif? Ou bien il ne faut pas chercher autre chose, une autre explication? Et là, je vais essayer d'être un peu en relation avec l'actualité peut-être, mais j'étais un peu étonné récemment par 12 ouvrages qui viennent de sortir. Ce n'est pas des ouvrages d'universitaires, mais c'est beaucoup plus, c'est des romans qui viennent de sortir. Et le premier, j'ai réussi à le lire, et j'ai même eu une discussion avec l'auteur comme ça rapidement. Et le deuxième, j'ai pas réussi à le lire, enfin j'ai pas encore lu, mais j'ai écouté l'auteur dans une émission à l'occasion du Salon du Livre là récemment, et je trouve que ce sont deux ouvrages peut-être que c'est des romans, mais qui sont intéressants à lire pour pouvoir comprendre, en fin de compte, tout le malaise dont on parle depuis ce matin sur la question de l'élite maghrébine, de l'intellectuel maghrébine en France ou ailleurs. Ce malaise, ils sont là, mais ils ne sont pas là, mais ils sont ailleurs, mais ils ne sont pas ailleurs. C'est la question. Et c'est une question qui est plus ou moins ancienne. Je vais donner quelques auteurs tout à l'heure. Et le premier roman que j'ai lu, c'est celui de... Il ne parle pas des universitaires, mais comment il s'appelle? Majid Cherki, qui vient d'écrire son bouquin qui s'appelle « Ma part de Gaulois ». Et en lisant ce roman, c'est très intéressant. C'est très intéressant parce qu'il montre en fin de compte le mode de vie. Bien sûr, c'est un roman. Mais c'est intéressant de voir, il présente comment ces gens dans l'appel de la banlieue, comment ils vivent, avec quelle mentalité, quelle perception ils ont de la France, quelle perception de quelqu'un qui... Ça m'a rappelé ce que disait tout à l'heure ce matin Michel et Khaled aussi sur Mohamed Oui. C'est quelqu'un qui vient d'aussi loin et qui fait des études, qui réussit, et comment la réussite est perçue dans ces banlieues.
comment quelqu'un de l'immigration qui veut réussir, comment il est perçu. Et très intéressant parce que vraiment ça donne une idée et je crois que tous les débats médiatiques, tout ce qui se dit actuellement, il me semble qu'il y a quelque chose, ils sont à côté de la plaque parce que la réalité elle est beaucoup plus profonde. Et j'ai croisé l'auteur, vraiment, le salon de Maghreb des livres à l'Hôtel de Ville il y a récemment, et je lui ai dit, voilà, moi j'ai une autre lecture de votre ouvrage, et j'aimerais bien vous rencontrer pour en discuter. Il m'a dit, bah, on n'a pas eu l'occasion de... Et le deuxième roman qui vient de sortir, c'est un romancier marocain qui vit au Pays-de-Bas, et qui vient de sortir, je n'ai pas encore lu, mais je l'ai écouté, je l'ai sur Le Monde, je me rappelle Libération aussi, des entretiens, et qui vient de sortir un bouquin dont le titre est très long, ça s'appelle Fouad Laroui, qui vient de sortir un roman il y a quelques jours, et le héros de son roman, c'est un ingénieur. Et il explique comment l'ingénieur, son roman qui s'appelle Ali, je crois, il explique à travers l'histoire de cet ingénieur, comment cet ingénieur qui est confronté à des problèmes de tous les jours, du stage, de l'emploi, du recrutement, comment, à son environnement, comment il est dans une situation de malaise à la limite. Et comment il peut parce qu'il parle d'islamisme, son roman, et comment cette condition de mépris, de ne pas avoir trouvé de stage, etc., comment peut-être elle va le pousser à un moment donné, peut-être de verser dans des situations de violence, etc. etc. Et donc, moi, la question que je me suis... C'était un roman, mais c'est pour ça que je voudrais qu'on interroge ensemble tous cette question de socialisation. Est-ce qu'elle se limite à la formation, à l'espace formation, ou peut-être il faut aller au-delà. Parce que je pense que ce sont deux écrits qui, moi j'étais étonné en les lisant, et qui nous interpellent pour réfléchir cette trilogie et de la revoir avec un autre regard, peut-être avec d'autres clés théoriques pour essayer de la comprendre. Parce que me semble-t-il qu'il y a beaucoup de choses qui s'écrivent et qu'on a l'impression que c'est automatique. On fait une école d'ingénieur ou on fait une université française ou hollandaise ou anglaise et tout de suite on est inséré, socialisé et on épouse toutes les règles du jeu, etc. Peut-être qu'il y a autre chose à trouver, à expliquer et qui peut... on peut être socialisé autrement, mais ça n'enlève rien à notre compétence, à notre savoir-faire en tant qu'ingénieur, en tant qu'universitaire, etc. Voilà un peu quelques éléments de travail et deux, trois questions que je pose à la salle et on peut revenir dans le débat tout à l'heure. Merci. Merci. Mohamed. Merci Mohamed qui a eu la bonté et l'amabilité de nous rappeler un peu la dynamique de l'interrogation, la dynamique et la perpétuité de l'interrogation scientifique, que toutes nos notions, en fait, sont des notions intermédiaires, elles sont provisoires, tant qu'elles reflètent ou elles tentent de refléter une réalité sociale et des structures sociales dynamiques, et de ce fait, elles sont nécessairement remises en cause perpétuellement, d'où la fameuse problématisation et l'interrogation de nos notions. Donc j'espère qu'au niveau du débat, on reviendra sur ce que nous propose Mohamed comme idée et interrogation nouvelle. Sans plus tarder, et pour respecter un peu le temps, je donnerai la parole à M. Hicham Jamil. Merci, Monsieur le Président. Donc, bonjour à toutes et à tous. À mon tour, je tiens à remercier les organisatrices et les organisateurs de cet événement de m'avoir invité pour prendre part à cette journée en hommage à Mohamed Madoui. En effet, la revue Esprit Critique, que quelqu'un d'entre vous peut-être connaisse, vient de sortir un numéro spécial consacré aux travaux de Mohamed Madoui, dirigé par Sylvie Chious et Brahim Labari. Les deux sont amis de Mohamed Madoui, ils ont longtemps travaillé avec lui.
Donc, en ce qui concerne mon intervention ce matin, je vais me contenter de lire seulement l'introduction et la conclusion de l'article que j'ai publié dans ce numéro et dans lequel j'aborde ma relation avec Mohamed Madoui et j'évoque, entre autres, nos différents échanges et collaborations scientifiques. Donc, deux images s'imposent à moi quand je repense à Mohamed Madoui. Celle d'abord de notre première rencontre en juin 2014 dans cette brasserie parisienne à la porte de Champéret, où je suis venu lui présenter mon projet de thèse et lui faire part de mon désir qu'il co-encadre avec Mohamed Charef mon travail doctoral. D'emblée, j'avais découvert un homme attentif, réactif et doué d'une capacité réflexive qui m'a laissé admiratif. L'échange autour de mon sujet de thèse a été fructueux. Conscient des conditions épineuses de mener une recherche doctorale sans financement, il m'a proposé violemment de co-diriger mon travail dans le cadre d'une co-tutelle de thèse entre son laboratoire de rattachement au CNAM, le LIS, et mon unité de recherche à l'Université Ibn Zar d'Agadir au Maroc, et ce, dans l'optique de prétendre ultérieurement à des bourses régionales ou nationales. Il me paraît nécessaire de mentionner ici que c'est grâce à Mohamed Madoui que j'ai intégré l'un des établissements d'enseignement et de recherche les plus prestigieux de France. L'échange qui a suivi a porté sur les défis auxquels peut être confronté un jeune chercheur étranger en France. Mohamed n'hésitait pas à se prendre comme exemple et faire référence à son parcours et à son itinéraire scientifique de chercheur, sans doute laborieux, qui l'a conduit au poste de professeur de sociologie au CNAM. La conversation prit peu à peu une tournure plus personnelle et nos pensées se sont envolées vers l'autre côté de la Méditerranée, aux dépens de ses positions critiques vis-à-vis des problématiques sociales et des orientations socio-économiques actuelles de l'Algérie, comme du Maghreb de manière générale. J'étais mis en présence d'un homme engagé et habité par l'amour de son pays d'origine. La fin de cette première rencontre nous a permis d'évoquer la Kabylie et le Souss, et d'échanger autour de nos valeurs, de nos traditions et de nos pratiques culturelles communes aux Amazirs, aux Berbères, que nous sommes. La seconde image que j'ai gardée de Mohamed Madoui, plus douloureuse, mais aussi plus saillante, est celle de notre dernière rencontre en octobre 2016, peu de temps avant son décès, où il m'a donné rendez-vous dans son bureau rue Turbigo. Ce jour-là, il s'est déplacé pour signer le formulaire de ma réinscription en thèse et discuter de l'état d'avancement de ma recherche doctorale. Il était assez satisfait de la progression de mon travail et ses mots d'encouragement résonnent encore en moi. Loin de toute prétention, je peux affirmer qu'il était même fier de moi, mais aussi des autres collègues doctorants qu'il encadrait. Je ne saurais poursuivre ce témoignage sans le remercier pour la cordialité des rapports qu'il a su établir entre nous deux, et ce depuis notre première rencontre et tout au long de nos échanges scientifiques et personnels. De notre dernier rendez-vous, il m'est difficile de penser à Mohamed Madoui sans me souvenir de son regard, de son sourire et de son courage. Sa disparition m'a frappé de plein fouet et la tristesse de ne plus le voir, le lire ou simplement lui parler m'habite depuis lors. Cela dit, si j'ai abordé l'homme avant de parler du chercheur, c'est évidemment parce que je suis persuadé que les travaux de Mohamed Madoui demeurent, ne seraient que d'une manière subtile, le miroir de sa personnalité. Doté d'une vigueur intellectuelle imminente, ses qualités scientifiques sont reconnues par tous ceux qui connaissent ses travaux et ses projets de recherche. D'ailleurs, l'avoir sollicité pour co-diriger ma thèse n'a pas été le fruit du hasard. En effet, pour l'obtention d'un diplôme du master spécialisé en migration et développement durable à la faculté des lettres et des sciences humaines d'Agadir au Maroc, j'ai soutenu un mémoire de fin d'études portant sur les investissements productifs des migrants marocains de retour dans cette ville. Les écrits de Mohamed Madoui sur l'entrepreneuriat migrant m'ont été incontournables et ont constitué une source précieuse d'inspiration pour la suite de mes recherches. Quant à mon sujet de thèse actuel, il croise le thème de la migration des Marocains hautement diplômés et leur activité entrepreneuriale en France et au Maroc. Cette recherche doctorale se situe donc à l'intersection de plusieurs travaux de Mohamed Madoui et s'inscrit pleinement dans ces thématiques de recherche. Donc, dans cet article, scindé en deux parties, je résume dans un premier temps les résultats de mon enquête de terrain en master sur les entrepreneurs migrants de retour dans la ville d'Agadir, au Maroc.
Tout en faisant bien sûr référence à certains travaux de Mohamed Madoui, je mobilise une typologie de profil de ces entrepreneurs et j'analyse leur parcours migratoire ainsi que les dynamiques ayant contribué à la mise en œuvre de leurs projets d'investissement dans leur pays d'origine. La deuxième partie de ce papier est la synthèse d'un chapitre d'ouvrage coécrit avec Mohamed et publié dans le livre que M. Benguerna a présenté. Donc, j'ai entrepris avec Mohamed Madoui une enquête qualitative à caractère exploratoire sur les ingénieurs maghrébins ayant obtenu leur diplôme ici au CNAM. Ainsi, suite à des entretiens biographiques réalisés avec 10 ingénieurs maghrébins diplômés du CNAM, nous étudions les représentations qu'ils ont de cet établissement, de ces formations, ainsi que la portée de leur diplôme dans l'évolution de leur carrière professionnelle. Ces diplômés, formés dans le cadre de la formation continue, ont-ils en tête le même modèle de réussite que les élèves maghrébins qui sont admis dans les écoles d'ingénieurs classiques après un passage en classe préparatoire? Partagent-ils les mêmes représentations de leur formation d'ingénieur, à savoir celle de la voie des élites? En guise de conclusion, la corrélation entre les dynamiques entrepreneuriales et les logiques sociales demeure l'une des idées phares que nous pouvons retenir des travaux de Mohamed Madoui. À travers ses multiples écrits, sa réflexion avait pour objet de dépasser les analyses appréhendant l'acte entrepreneurial uniquement sous le prisme économique de réalisation de gains et de profits. Dans son livre « Entreprises et entrepreneurs en Algérie et dans l'immigration », synthèse de 15 années de recherche, Mohamed souligne que, je le cite, « l'entrepreneur, la petite entreprise et l'acte d'entreprendre n'obéissent pas seulement aux motivations d'ordre économique, mais qu'ils sont profondément encastrés dans des systèmes sociaux, culturels, politiques, religieux, particuliers, notamment quête de reconnaissance et de statuts sociaux, estime de soi, volonté d'intégration sociale et économique, entraide et réciprocité. » Fin de citation. Pour aborder et affirmer cette réflexion, il a étudié entre autres les trajectoires socio-professionnelles des entrepreneurs issus de l'immigration maghrébine en France, leur motivation d'entreprendre, les caractéristiques et les modes de fonctionnement de leur petite entreprise. En effet, face aux différentes formes de ségrégation et de discrimination qu'ils rencontrent sur le marché du travail en France, les descendants des immigrés maghrébins envisagent la création d'entreprises comme une échappatoire au déclassement social qui semble être leur destinée. Ainsi, pour ce groupe social, la petite entreprise individuelle ou familiale semble être un tremplin par lequel ils aspirent à une ascension sociale manquée par la voie de l'école ou du salariat. Sur le plan méthodologique, la posture de recherche de Mohamed Madoui, fondée sur une approche compréhensive d'inspiration weberienne, c'est une citation de son livre, s'inscrit au croisement de la sociologie économique et de la sociologie d'immigration. Au vu de sa proximité, notamment culturelle et sociale avec la population étudiée, ainsi que de sa position d'observateur participant, les travaux de Mohamed Madoui témoignent d'une grande qualité scientifique et nous apportent un éclairage irréfutable sur un aspect de l'immigration maghrébine en France encore peu étudié dans les recherches en sciences sociales. Cela dit, et pour clore ma modeste contribution à cet hommage, je garderai de Mohamed Madoui le souvenir d'un homme humble et bienveillant. Pardon. Certes, il était mon co-directeur de thèse, mais nous étions toujours considérés comme des amis. Sa disparition ne va sûrement pas empêcher la vie de sa pensée. À Mohamed Madoui, je dis au revoir. Merci. Merci. Merci Hicham. Bien entendu, ce papier nous rappelle encore une fois cette bonne volonté de Mohamed en tant qu'encadreur et formateur. Et dans ce cadre-là, au-delà donc des supposés scientifiques, méthodologiques, etc., dont on lui reconnaît et qui sont concrétisés dans ses publications, moi je dois aussi apporter mon témoignage sur au moins 2 points, très rapidement, pour ne pas monopoliser encore une fois la parole.
c'est que s'il y a bien un concept en sociologie assez important, donc dans la littérature, qui est le lien social, chez Mohamed Madoui, le lien social, il est l'incarnation en fait du lien social. Karim en parlait tout à l'heure. Pourquoi je dis cela? Parce qu'en fait, c'est un chercheur, c'est un intellectuel, c'est l'homme, mais aussi qui n'a pas oublié son pays, malgré qu'il vivait en immigration, ici en France. Pourquoi je dis cela? Parce que Mohamed Madoui nous aidait énormément dans la formation des doctorants algériens que nous avons dans les universités à Alger. Et donc, c'était pour nous un tremplin. C'était un homme sur lequel on peut compter. Et moi-même, personnellement, c'est lui qui m'a mis en relation dans le cadre d'une co-direction avec le professeur Antoine Bévor, du LIS. Je ne sais pas s'il est encore là. Antoine Bévor, donc, et des Antoine Bévor, il y en a beaucoup. Maintenant, sur le plan scientifique et surtout l'apport en termes de connaissances par rapport à l'immigration, nous faisons usage aussi des travaux de Mohamed Madoui dans le cadre d'une très grande étude financée par la Commission européenne qu'on vient de finaliser, qui concerne un échantillon de 10 000 jeunes, c'est-à-dire que cette fois-ci on parle de l'immigration avant d'être le fait, c'est-à-dire a posteriori, c'est-à-dire voir les jeunes, la position des jeunes par rapport à l'immigration, avec tous les changements qui sont en train de s'opérer dans nos pays, notamment les pays arabes du sud de la Méditerranée, avec l'avènement du fameux printemps arabe, etc. Donc, c'est l'Union européenne qui a financé ce travail. Donc, les jeunes, dans la tranche d'âge 15-29 ans, 10 000 jeunes, 5 pays qu'on appelle les AMCs, Arab Mediterranean Countries, et qui sont le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte et le Liban. 2 parmi ces pays, donc dans une perspective comparative, on a pris 2 pays qui ont connu ce printemps arabe, notamment sous forme de révolution, etc., changement radical, notamment l'Égypte et la Tunisie. Et parmi toutes les questions qu'on posait, se situait cette question de désir de migration. Ben, un jeune sur 4, aujourd'hui, un jeune sur 4 voudrait émigrer. Et quand on fait l'ensemble en termes absolus de ce pourcentage, par rapport à ces pays-là, c'est 46 millions de jeunes qui voudraient émigrer. Et sachant très bien que ce ne sont pas des jeunes qui sont concernés déjà par le chômage. Non, c'est-à-dire qu'ils sont occupés. Donc ça mérite quand même de penser. C'est pour cela que dans le cadre de la socialisation, de la mobilité, etc., c'est pour cela que nous investissons aussi le travail de Mohamed Madoui, parce que nous pensons qu'il y a chez ces jeunes-là une crise de mobilité. Une crise de mobilité dans nos sociétés, quelque part, qui fait que ces jeunes réfléchissent à aller ailleurs, vivre ailleurs, parce qu'ils ont beaucoup plus de chances d'évoluer, de connaître une certaine mobilité. Donc voilà les points les plus importants sur lesquels on a voulu intervenir, et pour susciter un débat, certainement qu'il y a énormément de choses sur lesquelles on n'a pas intervenu, mais nous pensions uniquement évoquer les principales idées qui concernent les 3 thématiques et qui seront surtout la base d'un débat et que j'espère fructueux. Donc voilà, je vous remercie.
J'en aurais peut-être une parce que je pense que vous avez... Merci à tous les trois pour vos réflexions qui sont très, très complémentaires. Et puisque la table ronde, elle porte sur la thématique éducation, socialisation, mobilité, il y a évidemment un mot-clé qui, en tout cas à moi, me vient à l'esprit, c'est la question d'un espace transnational. Donc ça fait beaucoup de décennies que la France ou d'autres pays européens sont en commerce d'une façon ou d'une autre avec les pays de la rive sud de la Méditerranée. Alors, est-ce que, d'après vous, que ce soit autour des échanges économiques, de l'entrepreneuriat, mais aussi de l'espace intellectuel, le monde universitaire, est-ce que pour vous, il y a une réalité de la formation d'un espace transnational entre ces deux rives de la Méditerranée, et notamment peut-être entre la France et l'Algérie, ou la France et d'autres pays? Peut-être voilà juste pour lancer la discussion, mais on peut aussi bien sûr enchaîner avec d'autres questions. Oui, bien sûr. Moi, ma question, c'est vrai, par rapport, parce que c'est vrai, j'avais pas assez de temps pour m'étaler sur la question de la coopération que Mohamed a initiée justement, Knam Créade notamment. Vous avez l'Institut de planification, je pense, en Tunisie et l'Institut Jack Back au Maroc. Donc, ce qui est très important pour moi, le cas de l'Algérie, parce que d'après son témoignage, c'est vrai, on a senti que dans son discours qu'il y a cette incompatibilité de la tradition de recherche par rapport à l'école française et de l'autre côté les pays du Maghreb qui sont quand même qui ont connu les années 60, enfin notamment les années, parce que il faut pas qu'on laisse les choses enfin, on laisse l'émotion envahir notre intervention, mais c'est un moment fort pour justement discuter des problématiques de fond. C'est les systèmes de recherche et les systèmes d'enseignement supérieur qui dominent actuellement dans l'espace maghrébin, qui sont issus d'un processus long qui engendre en même temps beaucoup de contradictions, parce que c'est vrai que j'en reviens à la question de la coopération. Mohamed parlait à un certain moment est-ce que c'est des conflits, est-ce que c'est des conflits rationnels ou ça relève quand même de deux espaces qui sont en même temps différents et différenciés par rapport à ce rapport à la recherche? Parce que lui-même parlait quand même de cette difficulté d'accès au terrain. Tout le monde le sait, je sais pas. Quand même cet accès, il y a certains objets qui sont difficilement à construire dans l'espace, notamment en Algérie, au Maroc, en Tunisie. C'est-à-dire ça relève, comme disait Mohamed Darkoun, de l'impensé, de l'impensable. Donc pour y accéder, c'est pas ici évident. Et vous avez le deuxième élément que Mohamed Madoui a révélé, c'est le problème de l'étatisation de la recherche au Maghreb, notamment en Algérie. C'est-à-dire on a l'impression que toutes les thématiques imposées aux chercheurs, c'est des thématiques qui viennent d'en haut. Il n'y a pas cette possibilité d'autonomisation de l'espace de recherche où les objets se construisent autour d'une manière collégiale, autour des éminemment viennent de la part des professeurs, des icônes, des personnalités symboliquement. Il pose le problème de l'autonomie. Et l'autonomie dans l'espace universitaire algérien notamment, c'est la désignation, cette impossibilité, c'est la désignation, ce qu'il faut le dire, la désignation des recteurs, les directeurs de centres de recherche, et c'est ce qu'on appelle la cooptation, et ça crée ce qu'on appelle l'inertie dans les institutions. C'est pour ça qu'il y a énormément de problèmes qui se posent par la suite dans le domaine de partenariat et de la coopération scientifique, etc. Qui, à mon avis, de l'autre côté, il est actuellement difficile de penser, de repenser justement cette manière de gouverner et de gérer l'espace universitaire et l'espace de la recherche. C'est pour ça qu'il y a des fois, il y a des, comme dirais-je, la partie française, il y a des mécontentements, il y a des surprises, parce que, d'ailleurs ici présent, Issa Qadri l'a bien analysé, ce qu'il appelle lui la désinstitutionnalisation et la retraditionnalisation de l'espace universitaire de recherche en Algérie. Donc, sauf à l'exception de ce n'est pas à hasard, Mohamed a cherché auprès de Créade et non pas dans d'autres universités. Parce qu'il y a un processus de délitement, il y a un processus d'arabisation,
malmenée. Donc le CREAD, de ce point de vue, est un échappatoire, moins pour lier cette relation avec elle, comment il reste une petite élite francophone qui peut quand même former dans le standard international, qui peut apporter une valeur ajoutée dans cette justement relation de coopération. C'est le même cas aussi de l'Institut du Maghreb. Enfin, ils peuvent témoigner, les gens qui sont justement dans l'Institut en Tunisie et le Jacques Bercon au Maroc. Quand même, il y a une tradition, mais cette tradition était en rupture malheureusement. Et c'est pour ça que le projet de Mohamed Madoui, je l'ai intitulé « C'est un rêve inachevé ». Et malheureusement, voilà. Bonjour, Aziz Nafa. Donc j'étais le doctorant qui a soutenu avec membre jury Mohamed Madoui. Donc moi je voulais intervenir par rapport à l'intervention de Mohamed Benguerna sur les ingénieurs maghrébins. Donc je faisais partie, donc j'étais membre de l'équipe et j'ai interviewé une cinquantaine d'ingénieurs en formation dans les grandes écoles françaises à Lyon, Marseille, Lille et Paris. Voilà, donc il n'a pas eu le temps d'aller dans le détail. Moi, je pense que par rapport à cet atelier qui porte sur le socialisation, mobilité et transnationalisme, moi, je pense que les ingénieurs maghrébins, lorsqu'ils intègrent les écoles prépa, dans les grandes écoles françaises d'ingénieurs, et ils ont pour idée en premier donc de repartir tout de suite dans le pays d'origine. Donc l'objectif était effectivement d'avoir une formation de base, de niveau élevé pour pouvoir justement accéder à des postes supérieurs dans le pays d'origine. Par la suite, avec le temps, lorsqu'ils évoluent dans leur formation, avec les différents stages, la socialisation au niveau des écoles, au niveau de l'environnement dans lequel ils évoluent, cette idée, donc, évolue et change. Leur formation achevée, ils ont pour objectif d'intégrer, donc, des multinationales, des grandes entreprises, avoir de l'expérience du moins 5-10 ans maximum, dans l'objectif, justement, d'acquérir non pas une formation de qualité, mais plutôt une expertise. Cette expertise pour qu'ils puissent l'exporter, pour qu'ils puissent l'adapter dans le pays d'origine et apporter ainsi une contribution. Mais au vu du temps, puisque nous avons aussi interviewé certains qui ont été formés, intégré donc diplômés et intégré le monde professionnel, cette socialisation évolue puisqu'ils se marient pour certains. Ils se marient avec des Françaises, ils se marient avec des étrangères et certains avec celles des pays d'origine. Toutefois, donc cette évolution familiale, sociale et aussi professionnelle les maintient et les amène à une autre réflexion, celle de rentrer au pays après quelques années en France, mais souvent après la retraite. Voilà un peu. On retrouve donc l'évolution de la socialisation, qui est effectivement un questionnement que Mohamed avait posé. C'est quoi cette socialisation? Comment elle évolue? Le contexte, il est très important. L'environnement est très important, ce qui nous donne donc une nouvelle réflexion justement à cette réflexion, à ce concept de socialisation. Il y a aussi cette importance de mobilité, puisque ces ingénieurs, finalement, ils cherchent un environnement dans lequel ils peuvent évoluer, ils peuvent être très très mobiles et surtout dans un monde globalisé pour y accéder à des technologies beaucoup plus avancées, à avoir cette capacité à intégrer des multinationales pour qu'ils puissent justement aller plus en profondeur dans leur connaissances techniques. Et aussi le transnationalisme. Donc on revient donc à cette jonction entre le pays d'accueil, le pays dans lequel ils ont évolué, socialement, professionnellement, et aussi la capacité et l'envie, le vouloir apporter un plus au pays d'origine en contribuant soit par l'entrepreneuriat,
soit par donc le transfert de savoir-faire, transfert de connaissances. Voilà un peu ma contribution. Merci. Merci beaucoup. Donc peut-être, oui. Je pense qu'il y a deux formes de... Alors là, je parle un peu de ce qui est sciences sociales et humaines. Donc la question de est-ce que c'est une réalité ou pas, cette question de collaboration entre le Sud, etc. Moi, je pense qu'il y a deux choses. Il y a deux types de collaboration ou deux types d'expériences. Il y a ce qu'on appelle les expériences, je dirais, institutionnelles, comme le CMEP, Tassili, etc. Et ça, je pense que les connaissances que j'ai eues, soit en participant directement dans les projets, soit en étant dans les commissions d'évaluation ou d'expertise à un moment donné, etc. Moi, je pense que, et je parle aussi, bien sûr, de CREAD, on a eu beaucoup de projets Tassili, CMEP et Tassili, et généralement, ça s'est très bien passé. Donc, la preuve, il y a eu de la production, il y a eu des échanges. Ce qui est intéressant aussi, un point très important, c'est que souvent, ce type de collaboration démarre. Bien sûr, ça a été dit par Michel Allemand, ça a été dit par d'autres collègues, que c'est timide au départ. C'est pour ça que si on discute un peu avec peut-être Michel, mais Madoui, etc., les gens qui étaient un peu les porteurs du projet, c'était très difficile au départ. C'est-à-dire, mais une fois que la machine s'enclenche, et je crois qu'il y a des relations, on tisse des relations très très fortes entre les équipes, et souvent, je parle en tant que de mon expérience, je suis à Mende, j'ai fait 2 Tassili, et les 2 ont été poursuivis par des projets européens. Le premier, c'était avec Saint-Étienne, avec Khaled Bouabdallah, et un Tassili qui a donné lieu à un projet européen. Et le deuxième, avec Brest, avec Linda Gardel, on a fait un Tassili et on a soumissionné pour un projet européen. C'est pour vous dire que les relations sont très, très... Donc c'est quelque chose de réel. Il y a aussi une deuxième forme de collaboration, et ça, je dirais peut-être que des fois, elle est plus forte et plus présente que ce forme de type institutionnel. Il y a des collaborations, je dirais, pas informelles, mais qui se nouent avec des collègues, je parle de la France, avec des collègues français, sur des points concrets, et qui souvent se font sur la base de relations, de connaissances, un réseau social, et on arrive à monter des choses en Algérie et en France sur des expériences précises, et qui des fois, la convention vient après. Mais au départ, c'est beaucoup plus des profs, des enseignants algériens, français qui se connaissent, qui montent des choses ensemble, de collaboration, de co-tutelle, de co-direction, des projets concrets. Actuellement, nous sommes en train de mener un projet avec un collègue, Jean-Baptiste Meyer de l'IRD, et que Aïssa Qadri a participé, etc. Un atelier doctoral d'accompagnement et qui a fonctionné vraiment sur des bases qui n'avaient rien d'institutionnel. Il y a des choses, on a eu reçu un financement. Mais je veux dire par là qu'on peut faire beaucoup de choses à travers un réseau social, avec des connaissances, etc. Mais c'est une réalité. Je veux dire, c'est pas... Sauf que dans les deux cas, les attitudes, les approches diffèrent. Voilà un peu ce que je voulais dire. Merci. Donc, juste pour réagir à ta question, Olivier, et je vais parler surtout sur les questions de transnationalisme, et je vais parler sous le contrôle de l'un des spécialistes de la question, Michel Peraldi, c'est présent. Donc, en ce qui concerne la population que j'ai étudiée dans le cadre de ma thèse, à savoir les migrants marocains hautement diplômés, dans un contexte transmigratoire, ce que j'appelle de la mobilité géographique à la mobilité sociale. Donc eux aussi, à l'image de la génération des premiers migrants, qui étaient aussi ce que je peux appeler les avatars ou les acteurs de cette mondialisation par le bas, qui ont monté des projets du commerce transnational entre les deux rives de la Méditerranée, notamment entre le Maroc et la France. Donc j'ai rencontré aussi des jeunes Marocains qui ont décidé de retourner dans leur pays d'origine, dans la région de Casablanca et à Rabat, et qui ont décidé de monter des projets d'entrepreneuriat au Maroc. Ils s'inscrivent aussi dans cette logique que Mohamed Madoui, de l'entrepreneuriat pour réussir la déstigmatisation. En fait, ils étaient sujets d'une stigmatisation ici. Du coup, ils se retournent vers l'entrepreneuriat
pour réussir une déstigmatisation au niveau de leur pays d'origine. Donc, et malgré ça, ils sont toujours en perpétuel mouvement et circulation entre le Maroc et la France. Donc, Michel Peraldi, Alain Tarius parle de circulation migratoire, de mobilité d'ici, de là-bas et de l'entre eux deux. Et du coup, donc une mobilité de chez soi vers chez soi. Et du coup, moi, je l'ai appelé, enfin, c'est l'entrepreneuriat pour une affirmation de soi, chez soi, notamment dans leur pays d'origine. Voilà, donc c'est un peu ça. Voilà. Juste un mot par rapport à cette question très, très intéressante, très importante, qu'est la coopération dans le domaine de la recherche. Alors là, oui, je pense qu'il y a de bonnes perspectives, et je peux vous en donner l'exemple, parce que le méga-projet, donc je vous donne une situation concrète, le méga-projet qu'on vient de terminer concerne 15 universités et centres de recherche, autant du côté du nord, du sud de l'Europe, que des pays AMC, qu'on appelle les AMC, les Arab Mediterranean Countries. Et donc, il s'agit de l'université de Liverpool, celle de Bremen, de Bulgarie. Tout est arrangé et coordonné par le Centre de relations internationales, CIDOB, d'Espagne. Et ça concerne aussi, effectivement, 5 universités et centres de recherche des pays concernés. Donc, à partir de là, bien sûr, le débat n'est pas terminé sur cette question-là, quand on essaye de réfléchir à des perspectives telles que celle-ci. Donc, c'est réalisable, vous vous imaginez bien, ne serait-ce que sur le plan financier, c'est 3 millions d'euros. Donc, c'est réalisable quand c'est porté par des institutions lourdes, premièrement, donc, dans une certaine mesure peut-être étatique, et ça pose la question des priorités de recherche. Quand l'Union européenne s'intéresse à la migration des jeunes issus de AMC, donc on comprend à peu près quelles sont les priorités accordées à ce type de recherche. Donc voilà où est le débat. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup à tous les trois pour vos contributions. Et je pense qu'effectivement, de toute façon, on va prolonger ces réflexions autour de la deuxième table ronde parce que la thématique est quand même liée puisque la deuxième thématique porte sur les enjeux de l'entrepreneuriat et des entrepreneurs. Donc c'est encore beaucoup autour des circulations et de la construction peut-être de cet espace transnational qu'on va continuer à réfléchir maintenant. Donc j'accueille cette deuxième table ronde, si vous voulez vous installer, qui va être animée par... Pardon ? Oui, le troisième collègue malheureusement n'a pas pu se joindre à nous. Donc je vous laisse la parole, Monsieur Abedou Abderrahmane du CREAT d'Alger, pour participer, pour animer à cette deuxième table ronde. Merci. Tout d'abord, je vous présente une pensée très forte à la mémoire de notre ami et collègue, M. Mohamed Badoui. Je pense que c'est une personne que nous avons côtoyée à des moments forts. Et je remercie le CNAM et le laboratoire LIS d'avoir pensé à lui organiser cet hommage.
Mon collègue Bouyakoub s'excuse de ne pas être parmi nous. Hier, j'ai discuté avec lui. Il présente ses excuses et vous souhaite beaucoup de réussite à ces travaux en hommage à M. Madwi. Donc, je vais essayer d'animer cette séance. D'abord, en présence d'un gilet et M. Messamah Khalifa. Mais avant de commencer, je vais essayer de dire quelque chose en 5 points, parce qu'il me semble, j'étais un des acteurs, parmi les acteurs d'un travail assez approfondi avec Mohamed Madwi et M. Michel Allemand qui est là, présent avec nous. Bon, qu'est-ce que je vais essayer de présenter cette expérience que j'ai eue avec lui au CREAT sur 5 points. Comment j'ai connu Madwi? Je tiens à le rappeler aujourd'hui. Au CREAT, on était dans une dynamique à travailler sur la PME. On était en partenariat avec le ministère de la PME et mon ami et collègue Mohamed Bengarra est venu me voir en disant il y a quelqu'un, je ne connaissais pas Madwi, il y a quelqu'un qui voudrait monter un Tassili, un CMEP. Est-ce que ça t'intéresserait? Je dis pourquoi pas. Et je suis parti de cette idée-là. Pourquoi je rappelle ça? Parce que à cette époque-là, dans les années 2000, on était dans une dynamique concurrentielle entre les équipes de recherche au CREAT. Donc, le CREAT est passé par différentes étapes, très difficiles, ce qu'on appelle les années noires chez nous. Et à partir de la fin 90, début 2000, on commençait à bouger et les équipes étaient en compétition. Donc, tout simplement, faisant comme tout le monde, je me suis mis en compétition avec les équipes. Donc, on a eu un Tassili, mon collègue Mohamed Bengarra a eu un autre Tassili, et on a commencé à travailler qui allait faire mieux. C'était ça. Et Mohamed est venu, Madwi est venu, avec cet esprit de dire je veux faire mieux. Je suis dans un laboratoire griot, et ce griot-là, c'est un petit laboratoire qui commence à dynamique, qui veut faire mieux. Donc il y avait une convergence d'intérêts. Et ça, c'est très important. Très important. Et on ne se connaissait pas. Pratiquement, on n'avait aucun feeling entre nous. Et on s'est dit, quels sont nos projets? On va faire quelque chose d'extraordinaire entre nous. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé de travailler pour monter un réseau. Et je pense, c'est l'unique, pour l'instant à ma connaissance au CREAT, et même en Algérie, le réseau qui a été monté. Pourquoi? Et je veux dire un peu la personnalité de Madwi. Madwi, on a joué le même rôle. On s'est dit, nous allons mettre au devant de la scène deux personnes, Michel et Ahmed Bouyakoub, et on va essayer de travailler avec eux tout en assurant la logistique, l'administration, etc. Donc tout en étant scientifique, on a assuré ça. Et il y avait une complicité entre nous, hein, sincèrement, une très grande complicité. Peut-être je dirais quelques petites choses. Je me rappelle quand on a fait quand on a réfléchi au premier ouvrage, comme tout scientifique, c'est l'ordonnancement des noms. Qui va être le premier? Michel, Bouyakoub, ou bien Abdou, ou Madwi. Et je me rappelle, Michel est là, pour dire, bon, nous travaillons dans un esprit convivial, sincère, on va prendre par ordre alphabétique. Et il se trouvait que c'est sur les Algériens, ensuite les Français. Mohamed était côté français. Vous voyez un peu l'esprit qui a animé ce groupe. Donc on a monté un réseau et chacun, de son côté, allait construire le meilleur réseau. De notre côté, en Algérie, on a monté 5 universités, 5 laboratoires, et dans chaque laboratoire, il y avait au moins un professeur qui venait avec minimum 5 doctorants.
C'était ça qui était important. Donc on avait l'université d'Oran, l'université de Béjaïa, l'université d'Alger, l'université de Constantine. Et ça, c'était la chose la plus importante. De son côté, Mohamed, avec Michel, c'était Lyon, le CEREC et tous les M. Trouville, etc. Donc ça, c'était un peu le montage du projet, c'était le réseau, et je pense que c'était quelque chose pour nous très très important. Et c'est cet esprit, quand il y a 2 personnes ou un quadruple, 4 personnes qui s'entendaient pour construire, je pense que les choses vont très bien. Donc ça, c'est la chose la plus importante. La deuxième chose, c'est que le réseau qu'on a monté est un réseau multidisciplinaire. Et ça, c'est quelque chose de nouveau chez nous, dans les projets CMEP, etc. Donc, il y avait dans le réseau des sociologues, des économistes, des statisticiens, des géographes. Et là, c'était très très intéressant dans les débats parce que quand le sociologue venait présenter son discours explicatif, interprétatif, l'économiste lui dit ou le statisticien non, les chiffres vous disent autre chose. Et ça a été quelque chose de pour nous très très important. Troisième chose, on avait dans ce réseau des chercheurs confirmés, des chercheurs en voie de confirmation et des doctorants. Donc on avait toute la hiérarchie et ce projet qui a duré, je crois, 6 ou 7 ans, parce qu'on a eu un projet, ensuite prolongation, deux mandats plus une petite prolongation, ça nous a permis, et je le signale, d'avoir plusieurs thèses de doctorat, plusieurs promotions ont été faites dans ce projet. Pas uniquement des doctorants, mais de passage de grade, etc., sur la base des travaux que nous avons faits. Quels étaient les moments forts de ce projet, de cette expérience? Ça a commencé par une première rencontre à Alger. Ainsi dit, en 2002, on va inviter nos collègues français à venir, et à l'époque, c'était pas bien vu de venir en Algérie pour un Français. Pays de terrorisme, etc., etc. Et les gens ont dit, bon, nous allons venir. Et on les a fait visiter la Gasba. Ils ont vu que c'était... Quel était ce moment fort à Alger? C'était sur un atelier de méthodologie. Je tiens de souligner ça parce que c'est très important. Et le débat, c'était un atelier de méthodologie sur l'analyse comparative. Nous avons un projet comparatif sur les PME, Algérie, France. Comment faire? Est-ce qu'on compare des indicateurs? Est-ce qu'on compare? Et ça a été un débat. Nous avons invité des enseignants, des collègues qui étaient vraiment agréablement surpris sur les débats. Parce qu'à ce jour-là, on s'est entendu de dire que nous avons un projet international et dans les pratiques internationales, nous allons comparer des réalités. Nous avons des entités, des réalités. On va essayer de comparer les réalités. On s'est entendu sur ces principes-là méthodologiques très importants. Et je pense que c'est ça qui nous a permis, en toute modestie, d'aller très loin dans ce travail. Quels étaient les deuxièmes moments forts? C'est qu'on s'est entendu avec les moyens de bord d'organiser 3 colloques. On les a organisés comme ça avec les moyens de bord, tout simplement. Et ces colloques, c'était pour nous, en tant qu'équipe algéro-française, d'inviter des Marocains, des Tunisiens, des Français, d'assister à nos travaux. Et ça a été quelque chose de très très important. Et chaque colloque, par la suite, en travaillant, on a eu des publications. Troisième moment fort, et je suis content que Anne est à côté de moi, parce que Anne a été la première Française en 2001-2002 à pénétrer dans les faubourgs d'Alger pour faire des enquêtes auprès des entreprises et des femmes chefs d'entreprise. C'est très important de dire ça. Pourquoi? Parce qu'actuellement, depuis une année et demie, je suis en train de faire un travail, une commande du BIT, donc l'OIT, l'Organisation internationale du travail, sur l'entrepreneuriat féminin. Et dans ce travail-là, il y a un volet sur l'état de la littérature. Qu'est-ce qui a été écrit sur l'entrepreneuriat féminin? Parmi l'article d'Angélique, le travail d'Angélique qui a été publié, figure parmi les premiers travaux qui ont été écrits sur la femme entrepreneur en Algérie.
Donc vous voyez modestement un petit projet, qu'est-ce qu'il nous a ramené. Cette relation griot-créat a évolué dans les deux sens. Le griot a maturé, est devenu lisse, et le créat, notre équipe a gagné en maturité. Et qu'est-ce qui a été au fond de cette relation? C'est que pendant notre CMEP, pendant les 6 années ou 7 années ou 8 années de travail ensemble, Michel et Mohamed ont commencé à enseigner à l'université de Béjaïa la sociologie économique. Ça, c'est une chose très importante. C'est les premiers sociologues à enseigner en Algérie sur la sociologie économique. C'est la seule université en Algérie qui enseigne dans ses programmes la sociologie économique. Du coup, nous, on a intériorisé ça dans le cadre de notre recherche, mais Mohamed et Michel faisaient ça auprès des étudiants, auprès des universités. Et sur ce plan-là, je pense que c'est quelque chose de très important d'avoir introduit ce corpus universitaire, ce champ conceptuel au niveau de l'université de Béjaïa. Et je dis un peu à Michel que le travail a continué parce qu'il y a des magistères qui ont été ouverts sur la sociologie économique. Et depuis 2010, je dirige une école doctorale sur la sociologie économique à l'université de Béjaïa. Et la première thèse de doctorat LMD nouvelle va être soutenue la semaine prochaine à l'université de Béjaïa et le cœur de ce travail sur la sociologie économique. Et je tiens à rappeler une petite chose, c'est que parmi les membres du jury, quelqu'un a écrit un rapport négatif en disant que c'est un très bon travail, sauf que la sociologie économique ne fait pas partie de la sociologie. Et dans ça, qu'est-ce que j'étais interpellé en tant qu'encadreur. Et comment fallait-il répondre à ce membre du jury? Eh bien, j'ai pris un des articles de Mohamed sur la sociologie économique et j'ai transmis au rectorat ce papier en disant voici un peu la sociologie économique, c'est quoi, etc., etc. Donc ça, c'est une expérience qui nous a permis non seulement de travailler en équipe, de former une équipe, mais également d'introduire un champ de recherche en Algérie. Et ça, c'est quelque chose de très, très, très important. Qu'est-ce que ça nous a permis, ce CMEP? Et cette expérience avec Mohamed et Michel, ça nous a permis un peu d'abord de passer du bilatéral, de la relation bilatérale, ce que disait M. Benguela, à une relation multilatérale. Donc on est passé d'un CMEP qui a bien réussi et on était tout un réseau, à un FSP maghrébin. Un FSP maghrébin, donc on s'est dit, nous avons une bonne expérience de doctorants, des gens qui ont écrit des deux rives. On va essayer de faire la même chose avec les Tunisiens et les Marocains. Et je salue Pierre Aldi qui est là présent avec nous aujourd'hui. Le CMEP a été dans une logique de production scientifique. Or, l'FSP a été plus dans un processus de formation, de mise à niveau des équipes. Parce que nous avons eu 6 ans d'avancée, parce que nous avons fait un premier ouvrage sur l'entrepreneuriat, ensuite un deuxième ouvrage sur la gouvernance des PME entrepreneuriat, ensuite la gouvernance, ensuite les relations sociales, et donc on commençait à affiner nos problématiques et essayer en joignant les équipes avec le FSP. Et il faut signaler que le FSP, Michel, est parti pour d'autres fonctions, d'autres tâches, parce que bon, je pense qu'à l'époque tu es parti en Chine. Et Mohamed a conduit ce projet avec Deniel, mais la dynamique que nous avons eue comme équipe a été stoppée légèrement parce qu'on a fait plus de la formation, des problèmes de mise à niveau, etc. Et ça, je voulais aujourd'hui le signaler pour dire, quand on est dans une dynamique d'équipe, quand on élargit, quelquefois on perd en termes d'efficacité. Quelles étaient les questions
les questions que nous avons traitées depuis 2000 avec Michel et Mohamed. D'abord, la première discussion, c'était sur l'entrepreneur. On a essayé d'identifier l'entrepreneur innovant, l'entrepreneur femme, etc. Et on a commencé à rentrer un peu dans le fleuve de la recherche sur la PME, et on faisait un peu ce que faisaient les grands centres main français de recherche sur la PME. On a rattrapé un peu le retard, et c'était très très intéressant. Ensuite, on a commencé à parler, et c'est là où je tiens à le souligner aujourd'hui, on était un peu en avance sur les discussions. À un moment, on a fait une rencontre ici au CNAM, et la discussion avec Mohamed, c'était de dire aujourd'hui que si on veut comprendre l'entrepreneur, l'acte entrepreneurial, la PME, il faut revenir aux origines. Et c'est là où il a présenté l'idée, le travail de Weberien, comme l'a dit le Khaled, en disant pourquoi ne pas utiliser le corpus de l'éthique de procession Weber et essayer de comprendre l'origine de l'entrepreneuriat algérien. Et il a présenté quelque chose dont personnellement je le dis aujourd'hui, et les gens qui étaient présents lors de cette rencontre, j'ai dit, je ne suis pas d'accord sur ta réflexion, je ne suis pas d'accord. Il a dit, bon, on a pris deux communautés, les Mozabites et les Kabyles, en disant ce sont des minorités, et les minorités ont des capacités à produire de la connaissance, à produire de l'acte. Donc le fait qu'ils sont dans des positions minoritaires, c'est comme un peu les protestants par rapport aux catholiques, etc. J'étais vraiment totalement contre, j'étais pas d'accord, et on a terminé par un queue de poisson. Je veux dire entre parenthèses qu'on n'a pas été tout le temps d'accord. Hein. On était efficace, on a bien travaillé, mais on n'était pas tout le temps d'accord. Moi et Mohamed, on n'était pas tout le temps d'accord. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on est en relation avec l'université, je crois, de Versailles ou quelque chose. Les gens travaillent sur l'islam. Il nous a ramené un peu l'islam, l'entrepreneuriat. Je dis, bon, écoute, Mohamed, nous sommes dans une logique un peu d'expliquer l'acte entrepreneurial sur le plan économique, socio-économique. Pourquoi tu nous ramènes vers l'islam, etc. Ça m'a dérangé. Ça m'a dérangé beaucoup, beaucoup, au jour où, ces dernières années, donc en travaillant sur l'entrepreneuriat féminin, j'ai fait tout un travail qualitatif, des entretiens, des focus group. Et en terminant le travail, j'ai dit, je n'ai rien produit, je n'ai rien compris à la réalité des entrepreneurs, des femmes entrepreneurs. Pourquoi ? Parce que tout simplement, les logiques sociales étaient occultées. Je ne les arrivais pas à les disséquer. Et c'est là où je suis revenu, j'ai dit, en fin de compte, Mohamed avait raison à cette époque-là, qu'il y avait quelque chose qui était caché, qu'on ne pouvait pas comprendre à l'époque. Lui a osé. Nous, on a été un peu réticents, en tant que chercheurs. Bon, chacun a son angle d'attaque. Et c'est là où j'ai redécouvert un peu son travail. J'ai relu un peu ce qu'il a fait. Et donc, j'ai commencé à me remettre en cause pour dire que... Et là, j'ai contacté des sociologues, anthropologues, pour leur dire, par exemple, pourquoi une femme qui fait un cursus universitaire, qui est diplômée, qui a tous les diplômes les plus élevés, décide de rentrer chez elle, ne pas aller travailler, refuse de faire de l'entrepreneuriat. Donc s'il y a quelque chose. Pourquoi ? Est-ce que c'est de l'exclusion ? Je ne pense pas aujourd'hui. Qu'est-ce qui bloque ? Est-ce que c'est un problème dans la famille ? Est-ce que c'est un problème dans la société ? Est-ce que c'est un problème de religion ? Quel est le problème ? Et là, c'est là où aujourd'hui, je reviens à me poser certaines questions que posent tous les sociologues un peu qui travaillent sur des réalités, sur l'imitation sociale. Et ça, je tenais un peu à reprendre, à signaler ces idées très importantes, parce que vous savez, quand on travaille après 10 ans, 15 ans, on garde une expérience, on garde une marque. Nous avons travaillé dans un esprit très, très chaleureux, très conversé sur le plan scientifique. Heureusement, on avait deux arbitres, un économiste et un sociologue qui nous arbitraient, Michel
et Ahmed. Ahmed est professeur d'économie, Michel est professeur de sociologie, donc, et les deux coupaient la poire en deux, et c'est comme ça qu'on a pu travailler, qu'on a bien réussi. Donc je tenais à signaler ça parce que c'est très important dans notre carrière, et je pense que Anne Gillet va retracer un peu les travaux de Mohamed, et je souhaiterais pour l'assistante qu'elle vous dise un peu comment elle s'est comportée sur le terrain, parce que c'était, à ma connaissance, la première Française à venir faire l'enquête de terrain en Algérie, à cette époque-là. Bien sûr, après Fanny Colonna, les anciennes, mais après les années difficiles 90, c'était par la première. On a mis à sa disposition un chauffeur et on l'a lâché auprès des entreprises dans des faubourgs. Et elle revenait le soir très contente. Ensuite, elle est partie sur Oran. Je pense que c'était quelque chose de très important. Je souhaiterais qu'elle souffle un petit mot. Merci et je donne la parole à Anne. Merci bien. Merci aux organisateurs de m'avoir invité pour cette journée en hommage à Mohamed. Donc, je suis Anne Gillet, sociologue du travail et des organisations, ancienne collègue de Mohamed, avec qui j'ai eu en effet l'occasion de travailler la première fois au début des années 2000 lors d'une recherche menée avec lui sur les entrepreneurs algériens à Alger, dans les petites et moyennes entreprises, au début de sa carrière de chercheur dans notre laboratoire. Si aujourd'hui je regarde ce que hommage signifie, plusieurs mots me semblent essentiels. L'hommage est un don qui exprime le respect, l'admiration, la reconnaissance de quelqu'un. L'hommage est une marque de respect. Par l'organisation de cette journée, par l'intervention des chercheurs, par la participation de nombreuses personnes, l'hommage à Mohamed se veut donc d'exprimer aujourd'hui, selon moi, le respect et l'admiration envers la personne de Mohamed, ses valeurs personnelles et professionnelles, de par son implication au CNAM et dans les différents collectifs de travail, tant enseignement, recherche ou fonction de direction, et aussi par rapport à son côté social et à son soutien, son écoute, son guidage et ses conseils qu'il a pu offrir à ses collègues et aux doctorants, dont beaucoup sont présents aujourd'hui. Respect à Mohamed qui savait donner de son temps et de sa présence. Respect donc aussi envers son travail scientifique, original, porteur, riche, varié, que je vais ici partiellement présenter, à partir de ses travaux de recherche sur le thème de l'entrepreneuriat et des entrepreneurs. J'accentuerai certes mon intervention sur la période de son parcours de chercheur où j'ai donc eu l'occasion de travailler avec lui sur ce thème de recherche. C'est à partir de 90 articles, ouvrages ou chapitres d'ouvrages ou communications que j'ai trouvé référencés dans notre centre de documentation sur la formation et le travail du CNAM. J'ai répertorié donc et regardé les travaux et publications scientifiques de Mohamed sur ce thème, entrepreneuriat et entrepreneurs, et sur celui des petites entreprises. Ainsi, je tenais à souligner ici, sur ce thème de recherche, les 5 ouvrages qu'il y a consacrés, dont 3 ouvrages collectifs, dont certains intervenants ont déjà parlé, et qu'il a coordonné avec d'autres professeurs, et regroupant les textes d'une 60aine de chercheurs et doctorants, et 2 ouvrages qu'il a écrits. Je tenais à souligner la 20aine de chapitres d'ouvrages et d'articles qu'il a publiés sur ce thème dans des revues scientifiques, aussi variées et reconnues que, par exemple, Travail et emploi, Temporalité, Hommes et migration, Cahiers internationaux de sociologie, Journal des anthropologues, Revue internationale de sociologie et de sciences sociales, Méditerranée, la revue géographique des pays méditerranéens. Ou bien encore ses publications dans les cahiers de nos laboratoires, les cahiers du Griot, du LIS en France, et les cahiers du CREAD en Algérie. Je rappelle aussi sur ce thème les nombreuses communications qu'il a données en France et en Algérie et dans d'autres pays. Et je souligne que son HDR, habilitation à diriger des recherches qu'il a soutenues en 2009 à l'Université Paris X Nanterre, porte sur ces thèmes, comme le précise son titre, Encastrement et sociologie économique des entreprises et entrepreneurs. Je rappelle aussi que parmi les thèses de doctorat qu'il encadrait, plusieurs portaient sur ce thème, comme celle de M. Quentin Chaput ou celle de Hicham Djamid. Mohamed porta donc ses propres thèmes de recherche et les développa à travers des travaux scientifiques collectifs, individuels, et il permit le développement scientifique de plusieurs doctorants par son accompagnement. Je vais essayer à présent de reprendre les thèmes principaux sur lesquels il a travaillé pendant cette période allant, disons, de 2002 à 2010 environ.
Donc je commencerai tout d'abord par ses travaux sur les entrepreneurs en Algérie, dans les TPE, PME. Il débuta cette recherche au début des années 2000. Il s'intéressait en effet tout particulièrement aux mutations de l'économie algérienne depuis les années 90 et il montra, à partir du contexte de transition économique, le regain d'intérêt économique pour la petite entreprise, présentée en Algérie comme potentiellement créatrice d'emplois et de richesses, et alors vue tant de la part des pouvoirs publics algériens que des institutions internationales comme un instrument privilégié de développement économique et de transformation sociale. Mohamed rappelle qu'à cette époque, au début des années 2000, 95% des entreprises algériennes sont constituées de petites et moyennes entreprises, qui pour beaucoup fonctionnent sur des logiques de type domestique, avec des petites communautés, la famille, le clan, le groupe, et qui mettent en œuvre des règles du jeu basées sur la confiance et le travail en réseau. Un enjeu fort se présentait alors pour les dynamiques entrepreneuriales en Algérie dans cette économie qui opérait sa transition d'une économie planifiée à une économie de marché. Mohamed développa alors un programme de collaboration dont on a parlé déjà entre notre laboratoire au CNAM, le Griot à l'époque, l'ancien labo du Lys, et le CREAD, centre de recherche en économie appliquée pour le développement de l'Université d'Alger et à l'Université d'Oran. Programme soutenu alors par le CMEP, Comité mixte d'évaluation et de prospective interuniversitaire franco-algérien. Ce programme international de recherche, coordonné par Mohamed du côté français et par Abdou du côté algérien, avait pour objectif de développer les connaissances théoriques et empiriques sur la petite entreprise en Algérie et en France, ainsi que sur l'univers entrepreneurial dans les deux pays. Mohamed était un chercheur de terrain, appliqué à la connaissance fine du vécu et à son observation. Il était aussi un homme qui cherchait à faire un pont entre les cultures. Pardon. Là où le pont n'existait pas encore. Comme c'était le cas précisément dans les recherches sur ce thème et dans une perspective de comparaison internationale. Pardon. Dans le cadre de développement de ce programme de recherche entre les deux laboratoires, Mohamed organisa plusieurs rencontres scientifiques entre chercheurs des deux pays, chercheurs de plusieurs disciplines, comme il a été dit, sociologie, économie, sciences de gestion, géographie, statistique, et facilita les échanges scientifiques et la mobilité des jeunes doctorants. Il activa les connaissances de chacun et donna les opportunités d'en créer de nouvelles. C'est dans ce cadre, en effet, que j'avais pu, en collaboration avec lui, mener un travail de terrain à Alger, en 2002, en réalisant des entretiens auprès d'hommes, chefs d'entreprise, et quelques visites d'entreprise également. Les résultats de cette recherche nous amenèrent à écrire ensemble un article scientifique sur les évolutions des petites entreprises et sur les entrepreneurs en Algérie. Donc effectivement, comme Abdou le rappelait, ça a été une expérience de terrain tout à fait unique et originale dans un contexte particulier. Et par la suite, donc on faisait des entretiens ensemble avec Mohamed. On a travaillé ensuite ensemble à l'analyse de ces entretiens pour ensuite écrire donc ce qu'on avait pu observer et analyser. Et par la suite, je proposais à Mohamed de poursuivre cette thématique, mais cette fois sur les femmes, chefs d'entreprise en Algérie. Il approuva sans hésiter. Je partis alors à Oran, en 2003, mener à bien une enquête de terrain où je rencontrais des femmes, chefs d'entreprise, exceptionnelles, dynamiques, et où je vécus des moments uniques, en logeant d'ailleurs chez des religieuses de l'ordre des sœurs missionnaires de Notre-Dame d'Afrique, ou Sœurs Blanches, très impliquées dans la société algérienne et à Oran. Toutes ces femmes rencontrées contribuèrent à leur manière à cette recherche, trouvant le thème important pour l'Algérie à plusieurs niveaux. Au départ, j'avais peu de contacts, je veux dire de femmes chefs d'entreprise, et progressivement, en les rencontrant, elles ont trouvé le thème intéressant et elles m'ont par elles-mêmes donné d'autres contacts. Donc ça a eu un effet un petit peu boule de neige qui a fait que j'ai pu rencontrer à peu près une vingtaine de femmes chefs d'entreprise dans un temps relativement limité.
Et donc toutes ces femmes ont contribué en fait à cette recherche, trouvant, comme je disais tout à l'heure, ce thème important pour l'Algérie, les femmes chefs d'entreprise. Et aussi, j'ai pu rencontrer des femmes qui avaient certaines fonctions de direction également dans les entreprises. Toujours dans le cadre de ce programme international de recherche, avec d'autres professeurs algériens, Ahmed Bouyakoub et Abderrahman Abdou ici présents, et avec notre collègue français, le professeur Michel Lallemand ici présent, Mohamed fut coordinateur de 2 premiers ouvrages, ayant marqué un foisonnant champ de recherche. L'un de ces ouvrages, paru en 2004, porte sur les petites entreprises, les entrepreneurs, montre un état des lieux de la recherche sur les PME, PMI en Algérie et en France, analyse les points principaux sur la gestion des ressources humaines, les figures et les trajectoires des entrepreneurs, le territoire, l'éthique des affaires, l'éthique religieuse, la dynamique entrepreneuriale. L'autre ouvrage, paru en 2006, se consacre à la gouvernance dans les PME-PMI et porte d'une part sur la production, la gouvernance autour de 3 axes, les institutions, les acteurs, les territoires, et d'autre part sur la stratégie de gouvernance analysée du point de vue du management, des pratiques sociales, de l'impact des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Chacun de ces 2 ouvrages comporte des textes de chercheurs d'Algérie et de France et permirent le développement de connaissances et des perspectives de comparaison entre les 2 pays sur des points touchants des dynamiques économiques et sociales. Mohamed s'intéressa ici tout particulièrement aux caractéristiques des PME-PMI en Algérie, aux conditions de leur création et de leur développement, au profil, au parcours des entrepreneurs, au rapport entre l'individu et le collectif de travail, au lien entre sphère familiale et sphère professionnelle. Dans plusieurs articles, Mohamed propose une typologie des figures de l'entrepreneuriat qui croisent plusieurs caractéristiques individuelles et socio-professionnelles, distinguant et caractérisant les entrepreneurs par leur trajectoire socio-professionnelle, leur motivation à créer, leur rapport aux groupes sociaux, proches et familiaux, leur propension à l'innovation dans des modes de fonctionnement traditionnels de l'entreprise. Mohamed porta aussi son attention au sens du travail que donnent les entrepreneurs algériens et à la place du travail dans l'esprit d'entreprise. S'inspirant des thèses de Max Weber, Mohamed s'intéressa à l'esprit économique et à l'éthique islamique du travail. Il analysa le lien que les entrepreneurs entretiennent entre, d'un côté, le souci de gagner de l'argent et de l'autre côté, la relation traditionnelle entre l'éthique islamique et la valeur travail. Je reprends les travaux de Mohamed. Dans l'islam, le travail est très important. Il est une adoration de Dieu. Et il est un moyen d'accéder à une appartenance sociale et d'acquérir la reconnaissance des autres membres de la collectivité. Le travail en islam, c'est aussi l'action de bien faire, c'est-à-dire qu'il est synonyme d'esthétique. Il s'agit d'avoir l'ardeur pour la qualité de son travail, d'avoir la fierté de son propre métier, d'avoir le souci de se satisfaire et de satisfaire les autres, de donner service à la communauté. Dans un article récent, paru en 2016, et à partir de résultats de ces nouvelles enquêtes de terrain menées en Algérie, Mohamed revenait sur la question de la mobilisation de l'éthique islamique par les entrepreneurs algériens à des fins de management en entreprise. Par ailleurs, dès le milieu des années 2000, Mohamed travailla sur la question du temps et de l'usage du temps chez les entrepreneurs algériens. Il mit en lumière quelques aspects de la temporalité et des représentations du temps en islam, où, je cite Mohamed, qui écrit en 2005, « L'instant présent domine un passé qui n'est plus et un futur qui n'est pas encore. » Ces représentations ont des effets sur la gestion de l'entreprise. À partir d'enquêtes empiriques réalisées en Algérie jusqu'en 2010 sur ce thème, Mohamed montra que le temps industriel n'est pas un temps coupé du reste du temps social et qu'il contient un temps sacral où les rituels rythment la vie de l'entreprise. La gestion du temps sacral en concédant du temps et un lieu au culte est importante pour l'entrepreneur, car d'un côté, cela préserve l'ordre productif, cela participe à la régulation sociale et d'un autre côté, cela permet aussi aux salariés une sorte de reconnaissance ainsi que leur adhésion à la culture de l'entreprise tout en veillant à ne remettre en question ni le temps de travail ni les modes opératoires de l'entreprise. Ainsi, Mohamed soulignait « Comprendre la figure de l'entrepreneur nécessite de s'intéresser au-delà des valeurs entrepreneuriales telles que l'acceptation du risque et la recherche de profit, s'intéresser donc à l'analyse d'autres éléments tels que le territoire, l'environnement, la famille, la culture et la religion. »
Aussi, Mohamed continuait son programme de recherche par des travaux sur les petits entrepreneurs d'origine maghrébine en France, avec des résultats qu'il publia là encore dans plusieurs articles et chapitres d'ouvrages à partir de 2003 et dans un ouvrage paru en 2008 intitulé, qui a déjà été cité, « Entrepreneurs issus de l'immigration maghrébine, de la stigmatisation à la quête de la reconnaissance sociale ». Dans cette phase de son travail de chercheur, Mohamed partit du constat des questions de racisme et de discrimination sur le marché du travail qui frappent les descendants des immigrants maghrébins et africains. Et il travailla l'hypothèse qu'entre un marché du travail difficilement accessible et une certaine défaillance de l'État-providence, la création d'entreprises est un moyen pour eux de s'en sortir. La création d'entreprises est un moyen d'insertion en mobilisant la solidarité familiale et professionnelle. Rappelons qu'à cette époque, en France, la question du racisme et des discriminations était peu travaillée en sociologie du travail, tout comme la question des entrepreneurs issus de l'immigration maghrébine et celle de la création d'entreprises. Dans son ouvrage, Mohamed montra que près de 15 000 entreprises sont créées à cette époque, chaque année en France, par des personnes d'origine immigrée, ce qui est un chiffre important. Créer sa propre entreprise, c'est créer son propre emploi et échapper à la précarité. C'est aussi travailler à une forme de retournement identitaire que Mohamed, s'inspirant d'Irving Goffman, nomma déstigmatisation, comme certains l'ont dit tout à l'heure. Pour Mohamed, l'enjeu de l'entreprise n'est donc pas qu'économique, il est aussi social. Créer son entreprise est une opportunité où il s'agit de construire et d'affirmer une identité qui confère honneur et dignité. Ainsi, en menant des enquêtes de terrain, Mohamed démontrait dans ses recherches que la stigmatisation et l'exclusion peuvent se retourner et conduire à la réussite et à la solidarité à travers le soutien des proches et de la famille. Mohamed souligna que l'entreprise est une affaire de famille et aussi une affaire communautaire et de liens forts. À partir de 2005, Mohamed poursuit ses recherches sur les entrepreneurs, l'activité entrepreneuriale et sur les modes de production de la petite entreprise, toujours en Algérie, et il ouvre son travail à d'autres pays du Maghreb, la Tunisie et le Maroc, en collaboration avec d'autres chercheurs, des nouveaux chercheurs qui participèrent, comme Pierre-Noël Deneuil, alors directeur de l'Institut de recherche sur le Maghreb contemporain, dont le siège est à Tunis. Donc, dans le cadre du programme Petite entreprise, entrepreneuriat, développement local au Maghreb, financé par le Fonds de solidarité prioritaire, qui a été également en partie présenté, Maghreb Sciences Sociales, porté par plusieurs équipes de recherche de France, d'Algérie, de Tunisie, du Maroc, Mohamed contribua fortement à la structuration d'un réseau de chercheurs en sciences sociales où se combinaient interdisciplinarité, travail en réseau, formation des doctorants, soutien à la jeune recherche. Il contribua aussi fortement à la construction de l'objet de recherche sur les modes de production de petites et moyennes entreprises dans les pays du Maghreb, ainsi que sur le rôle joué par le petit entrepreneuriat dans la création d'emplois et le développement local. Un ouvrage collectif, résultat des travaux du collectif constitué, fut codirigé par Mohamed avec Pierre-Noël Deneuil, qui parut en 2010 sous le titre « Entrepreneurs maghrébins, terrain en développement », où 25 chercheurs écrivaient en fait dans cet ouvrage avec une originalité des contributions là aussi forte, mettant l'accent sur la complexité sociétale de l'entreprise et la variété des types d'entreprises. Là aussi, dans cet ouvrage, il ne s'agissait pas de réduire l'action de l'entrepreneur à la seule finalité économique, mais d'étudier d'autres éléments comme les normes sociales, les croyances, la culture, les réseaux sociaux, la question du genre, avec la place des femmes dans ces activités, l'impact de l'immigration sur le développement local. Après avoir soutenu son HDR en 2009, Mohamed poursuivit ses recherches et poursuivit en 2012 son ouvrage intitulé « Entreprises et entrepreneurs en Algérie et dans l'immigration, essai de sociologie économique » où, à partir d'une synthèse de ses travaux, de ses enquêtes de terrain conduites en Algérie et en France entre 2001 et 2008, il identifie les motivations des entrepreneurs et saisit les logiques d'action qu'ils mettent en œuvre dans leur entreprise. Il analysait bien, là encore, qu'au-delà de l'analyse économique de l'acteur rationnel, maximisant les opportunités de gain, d'autres facteurs non économiques
résultant d'interactions sociales en rapport à des environnements politiques, socio-structurels, religieux, permettent de mieux comprendre les manières d'être et d'agir des entrepreneurs, de mieux comprendre leur travail, aux prises avec leurs projets et les marchés, aux prises avec leur entreprise et ses employés, leur territoire, leurs réseaux sociaux qui sont familiaux, communautaires, ethniques et parfois politiques. J'arrive à présent à la dernière partie plus courte et conclusive de mon intervention. J'ai parlé au début de ce qu'on entend par faire hommage à une personne. C'est lui témoigner le respect, l'admiration et la reconnaissance. J'ai parlé du respect et de l'admiration que nous portons à Mohamed. La reconnaissance, nous la témoignons à Mohamed pour tout son travail scientifique. La reconnaissance, nous pouvons la montrer aussi par ce qu'il a pu nous apporter dans notre propre travail et cheminement professionnel. Et là, je voulais illustrer, à partir d'une touche plus personnelle, ce que Mohamed a sans doute pu apporter aux jeunes chercheurs, comme à ses doctorants. Quand il m'a été proposé en 2002 de participer à la recherche sur les entrepreneurs algériens portés au labo par Mohamed, j'acceptais assez facilement. Certes, ma curiosité, mon ouverture d'esprit m'aidèrent à m'y engager sans a priori, même si j'étais plutôt éloignée de cette culture et de ce pays. Mais c'est grâce aussi au dynamisme et à l'optimisme de Mohamed, toujours fortement convaincu et passionné par ses recherches, que j'ai été convaincue à mon tour de faire ce détour dans cette société et auprès de ce peuple. Grâce à Mohamed, j'ai ainsi pu découvrir un autre pays, d'autres cultures, à Alger, puis à Oran, rencontrer des femmes et des hommes avec de belles valeurs et un grand respect de l'humain, rencontrer une communauté scientifique fortement chaleureuse et enthousiaste, dont certains chercheurs sont présents aujourd'hui. J'aimerais donc dire que la reconnaissance scientifique que l'on porte à Mohamed, au-delà de l'aspect strictement académique ou universitaire, se situe également au niveau de sa posture de recherche, proche du terrain, je l'ai déjà dit, et aussi avec cette attitude de recherche qu'il développait en tricotant, en imbriquant si favorablement sa curiosité, son ouverture d'esprit, sa positivité et son optimisme, son dynamisme, sa rigueur, son engagement et sa volonté. Toutes ces notes positives qui le caractérisaient, selon moi, font aussi partie de la mélodie harmonieuse qu'il joua dans sa vie de chercheur, d'encadrant de recherche et en tant que collègue, auprès de nous et tout au long de son parcours au CNAM. Je vous remercie pour votre écoute. Merci Anne pour cette intervention. Je vous remercie et vous avez bien traduit votre proximité de Mohamed. Je vous remercie pour ça. Donc Anne nous a relaté 3 moments de relation avec Mohamed, dont au point de vue de production scientifique, au plan quantitatif et qualitatif. Elle a relaté un peu la richesse de la production qui a été faite par Mohamed. Elle a relaté un deuxième point, de mon point de vue, très très important, c'est son souci de la coopération avec les institutions étrangères. Ça, c'est très très important chez Mohamed. Et le troisième point que je le souligne, c'est mon point de vue, et je pense que le groupe qui a travaillé avec lui et les gens du CNAM se reconnaissent. Mohamed avait un souci et un souhait de faire travailler les Français sur l'Algérie et sur le Maghreb. Quand beaucoup de Français se sont tourné le dos au Maghreb pour s'intéresser à d'autres régions, Mohamed était parmi les gens qui voulaient qu'on revienne à cette région importante, le Maghreb, l'Algérie, etc. Et avec sa modeste contribution, je pense qu'il a fait intéresser un certain nombre de personnes, ne serait-ce de les avoir fait déplacer, et pour certains, les avoir fait travailler sur l'objet d'études qui était le Maghreb et l'Algérie. Merci Anne. Donc je donne la parole à Monsieur Messar Khalifa. Allez-y, tfadal. Bonjour. Oui, je suis donc très sensible à participer à cette journée que j'appellerai plus sur les pas de Mohamed Medoui.
Donc, puisque c'est sur ces travaux, ces recherches qui, je pense, doivent être et seront prolongées. Donc, moi, je ne vais pas revenir. Beaucoup de choses ont été dites sur les qualités, donc aussi bien scientifiques et humaines, donc de l'homme. Par contre, j'aimerais bien essayer de développer 3 aspects. Un peu tard, donc c'est dommage sur l'investissement de l'homme, donc avec lequel on a participé en immigration. Donc énormément, un investissement intellectuel fort, important, permanent, quotidien. Et puis le deuxième aspect, c'est sur ces réseaux qu'il a su mutualiser, qu'on fasse des projets de recherche, surtout avec le Maghreb. Et je reçois ce que disait Abdenou, il était très tourné vers le Maghreb. Moi aussi, ça fait 40 ans que j'enseigne ici. Donc je suis venu dès 62 et j'ai jamais coupé avec le Maghreb. Tous mes travaux, mes recherches et tout ont porté sur le Maghreb. Et j'étais le plus sensibilisé à l'immigration, puisque à partir avant mes thèses qui portaient sur les problèmes d'aménagement du territoire, loin de l'immigration, mais sur les régionalisations, l'urbanisation, confronter l'immigration. Donc à travers lesquelles j'ai commencé avec un ensemble de chercheurs sur la Goutte d'Or à travailler sur ces questions et j'avais rejoint le comité Homme-Immigration très tôt. Donc ça fait plus de 30 ans. Donc c'était sur cet aspect de recherche donc principal qu'on avait avec le Maghreb. Et le troisième, j'essaierai, si je peux, dire 2 mots ou plus sur effectivement ce que c'est l'entreprise et l'entrepreneuriat, puisque c'est le thème qu'on m'a demandé de traiter, qui était une de nos thématiques principales sur le Maghreb, parce que le chômage dans le monde arabe et le défi de l'emploi au Maghreb. Donc voilà, vous voyez, ça veut dire des chantiers énormes qu'on avait commencé à ouvrir, sur lesquels on a beaucoup travaillé. Alors je commence par le premier point le plus sensible, c'est effectivement toutes nos réunions depuis des années à Homme-Immigration, donc dont les revues que vous connaissez, et Marie Poinceau reviendra cet après-midi, dont le numéro de 2007 coordonné par Mohamed Medoui, dans lequel il y a plusieurs articles, et sur l'entrepreneuriat, nouvelle figure de l'immigration, donc en France et en Méditerranée. Et puis 2012, avec Kadri Issa, on a coordonné un autre numéro, donc 5 ans après, sur les nouveaux modèles migratoires en Méditerranée. Je pense que vous voyez les points communs. Il y a nouveau, figure et modèle. Figures de l'immigration, je ne vais pas trop revenir quelles étaient les figures de l'immigration sur lesquelles on a travaillé compétences, exil et autres, c'est-à-dire on a dépassé ce que disait Sayad, les 3 âges, quels étaient les nouveaux migrants, pourquoi et tout, c'est-à-dire intellectuels, à quel moment. Bon, je pense que ce n'était pas l'objet principal de ce qu'on va traiter, et qu'il y avait effectivement une figure dans laquelle on va reprendre la figure que pas des cadres et ainsi de suite qui sont venus exilés, que ce soit politiques ou différemment par des filières, des firmes multinationales qui ont délocalisé, déraciné et amené aussi du monde, ce qu'on ne nous dit pas non plus, sur lesquels j'ai beaucoup travaillé. Comment les filiales nous ont pris, il n'y a pas que la fuite, il y a aussi effectivement ce qui a été pris par ces filiales internationales à travers des contrats et d'autres, et qu'on a un gisement de compétences là-bas potentiel qui n'est plus. Et d'où le problème de la question du développement. Qu'est-ce que le développement sans cadre, sans intellectuel, sans recherche? Comment peut-on poser une problématique du développement? Déjà, on a raté le décollage économique dans les années 70 de ces pays-là, et puis maintenant, on nous dit, oui, il y a sous-développement, non-développement, ainsi de suite. C'est qu'il y a une question importante sur laquelle, dès le début, j'avais travaillé, sur lesquelles, après, je dis à mes collègues, vous pouvez vous travailler avec un point de vue européocentriste. Qu'est-ce que le sous-développement de l'autre côté? En oubliant, effectivement, la trame principale, c'est que on a eu une économie qui n'a pas eu les moyens de se développer. Donc ça, c'était une question principale au niveau de tous ces figures de l'immigration, et puis après qu'on a récupéré une grande partie qui sont venus dans ces mobilités, ces circulations. Voilà, je vous propose qu'on reprenne nos travaux donc de l'après-midi avec la première table ronde. Donc j'ai déjà annoncé un tout petit peu tout à l'heure, mais j'y reviens rapidement. Donc une table ronde de sociologie d'ici et d'ailleurs qui fait écho à un numéro spécial de la revue Sociologie pratique. Entre autres. Alors peut-être tu vas justement l'expliquer, Geneviève Dahan, et puis peut-être présenter aussi les intervenants de la table ronde. Donc juste un mot pour te présenter toi, Geneviève Dahan-Seltzer, qui est membre du LISE, membre associé du LISE à présent, et qui a donc joué un rôle tout à fait prépondérant aux côtés de Mohamed dans cet agenda de travail, de comparaison
sociologies d'ici, en France et d'ailleurs. Donc je vous laisse la parole pour cette table ronde. Ça marche le micro là ? Il faut que tu appuies. Voilà, c'est ça. Ah, parfait. Donc, dans cette table ronde, sociologie d'ici et d'ailleurs, je voudrais dire quelques mots sur la coopération que nous avons eue avec notre ami Mohamed Madoui. En effet, nous étions tous les deux membres du LISE, mais nous avons plus spécialement travaillé ensemble dans le cadre de la revue Sociologie pratique que j'anime depuis plusieurs années avec quelques membres qui sont ici dans la salle. Et Mohamed a été pendant un temps membre du comité de rédaction de la revue. Il a proposé à ce moment-là un numéro sur les discriminations, qui était un de ses thèmes de recherche. Et nous nous sommes retrouvés surtout à partir d'une rubrique Sociologie d'ailleurs que j'avais intégrée dès 2008 dans la revue parce que je trouve toujours très important, surtout après les voyages que j'ai faits dans différents pays avec Renaud Saint-Saulieu et d'autres, de comparer comment on peut être sociologue et quelle est la place de la sociologie dans les différents pays. Et ce n'est pas toujours la même chose. Donc je tenais beaucoup à cette rubrique et Mohamed, qui est un passeur aussi, entre les deux rives, notamment, on l'a évoqué ce matin, a tout de suite adhéré à ce projet. Et ce que nous avons fait en plus, à la suite d'un certain nombre de rubriques, nous avons organisé ensemble, et Mohamed s'était beaucoup impliqué, un colloque au CNAM qu'on appelait Sociologie d'ici et d'ailleurs en mai 2012, où plusieurs collègues, certains étaient là, ont participé à ce colloque. Et nous avons ensuite publié les actes dans un numéro hors série de la revue Sociologie pratique. Alors, ce que nous allons faire aujourd'hui, et je crois que c'est un thème infini, nous allons continuer à échanger sur ce thème, sociologie d'ici et d'ailleurs, quelle est la place de la discipline, comment être sociologue dans différents contextes, et quels sont peut-être les thèmes et les débats contemporains sur lesquels la sociologie se questionne. Pour cela, nous avons 1 heure, donc ce qui fait 10-12 minutes par collègue, par communication, pour qu'on ait un quart d'heure, 20 minutes d'échange. Et 3 d'entre nous vont prendre la parole. Je les laisserai se présenter pour ne pas faire d'erreur sur les dénominations qui sont souvent des sigles auxquels je risquerai de me tromper. Nous aurons un apport sur l'Algérie, un apport sur la Tunisie et un apport sur le Maroc. Donc c'est déjà un bon tour, un bon voyage pour sociologie d'ici et d'ailleurs. Donc je donne la parole à qu'est-ce qu'il veut comme Ahmed, pardon. Oui, merci. Je suis Ahmed Melliti, je suis sociologue. Là, ça marche. Voilà. Je suis sociologue, actuellement chercheur à l'IRMC, à l'Institut de recherche sur le Maghreb contemporain, détaché de l'Université Tunis-Le-Manar. Je voudrais d'abord, bien sûr, remercier en premier lieu les organisateurs de cette journée d'hommage à Mohamed Madoui, Issa Qadri, le CNAM et les autres amis qui ont voulu m'associer à cet hommage rendu à Mohamed. Je voudrais peut-être d'abord, avant de parler un peu de l'esprit de la commande, en quelque sorte de ce quoi je devrais parler, juste rappeler très rapidement les circonstances de ma rencontre avec Mohamed. Alors j'ai rencontré Mohamed, je l'ai connu à travers un ami commun qui est Pierre-Noël Denieuil, qui m'a présenté, et on a eu, sur les 5-6 dernières années, peut-être 5 ou 6 occasions de se voir, en tout et pour tout, dans lesquelles nous avons échangé pas mal, et sur les sociologies dans nos pays, et puis un peu sur ce qu'il fait également. Et la dernière fois où je l'ai vu, il m'a invité ici au CNAM pour parler dans un séminaire qu'il animait, pour présenter un peu mon projet de recherche à l'IRMC sur les sentiments d'injustice. Et à l'occasion de cette dernière rencontre, on avait convenu de publier peut-être quelque chose sur les sociologies maghrébines. Partant de l'idée que moi j'avais écrit un papier sur la sociologie tunisienne pour la revue Sociologie pratique, et lui il a fait la même chose pour le cas de voilà. Et ce projet est resté sans lendemain. On était appris après par le travail chacun de son côté, et puis lui il a été rattrapé un peu plus tard par la maladie, et le projet n'a pas vu le jour. Alors aujourd'hui je vais vous parler un peu de la sociologie tunisienne.
Et je pense que le diagnostic que je vais faire de cette sociologie rejoint un peu le diagnostic qu'aurait pu faire Mohamed à propos de la sociologie algérienne. Même si je vois qu'il y a beaucoup de différences entre le contexte tunisien et le contexte algérien. Il y a les effets de la rente en Algérie, qui n'existent pas en Tunisie. Mais il y a aussi un effet commun, l'effet de la massification et de l'arabisation sur la qualité des enseignements. Et puis peut-être pour le cas tunisien aujourd'hui, il y a aussi les effets de la révolution et de l'ouverture de l'espace public qui changent énormément la donne. Alors, je vais essayer peut-être rapidement de présenter, d'esquisser rapidement la nature des enjeux qui entourent le développement de la recherche en sciences sociales en Tunisie, dans son rapport d'une part à l'évolution de l'espace politique et d'autre part aux transformations du champ scientifique lui-même et de la division du travail, en quelque sorte, entre les disciplines. Et je vais choisir l'option la plus facile pour le faire, celle qui consiste à partir de la chronologie du temps, d'accord, pour essayer de retracer les moments essentiels de l'évolution de la sociologie en Tunisie, qui, il faut bien que je le rappelle, correspondent aussi à des moments politiques. La sociologie n'est pas pratiquée comme ça entre ciel et terre. Elle a des ancrages politiques très importants, des ancrages institutionnels. Il est important d'insister sur cela. Alors je commence par le premier moment, qui est le moment fondateur, c'est-à-dire l'indépendance de la Tunisie, et qui est aussi le moment de la mise en place d'universités tunisiennes. Ce moment se caractérise premièrement pour les censurés, par la mise en quarantaine de la science coloniale, c'est-à-dire de l'anthropologie. Et je crois que c'est le cas un peu partout au Maghreb, au Maroc un peu moins, mais voilà, ou peut-être un peu plus. Yolande pourrait apporter des éléments par rapport à ça. Et cette mise en quarantaine, en quelque sorte, de la science anthropologique, de la science coloniale, va être portée, je dirais, par une sorte de mot d'ordre mobilisateur, décoloniser les sciences sociales, décoloniser la sociologie. Mais ce qui est intéressant et frappant en même temps, c'est que cette décolonisation, en quelque sorte volontaire, des sciences sociales, va s'accommoder, en quelque sorte, avec des liens très étroits avec le champ académique français, avec la métropole. Une bonne partie des sociologues de cette génération, des années 60-70, vont être formés par les pairs, par des sociologues français, par des gens comme Duvigneau, Ballandier. Et ces personnes-là vont jouer un rôle très important dans le développement du département de sociologie à Tunis, qui sera créé en 61. Ça, je crois que c'est important de le rappeler, c'est-à-dire de rappeler à la fois ce rejet en quelque sorte du savoir de la métropole, du savoir de l'ancien colonisateur, et en même temps ce lien organique étroit avec exactement la fabrique de ce savoir ici en métropole. Mais ce qui va peut-être aussi accompagner ce premier moment, c'est la disqualification des objets traditionnels du savoir anthropologique. C'est-à-dire on ne va plus travailler sur le tribalisme, on ne va plus travailler sur les confréries, on ne va plus travailler sur le magico-religieux, et on va plutôt mettre l'accent sur, je dirais, ce qui serait les objets d'une société décolonisée qui retrouve son agencie, qui retrouve son pouvoir de se fabriquer, de se produire. Alors les travaux des premiers sociologues de cette génération, qui sont nombreux, Lilia Ben Salem par exemple, Abdelkader Zral et d'autres, vont tous s'intéresser à ce qui serait des symptômes de modernisation dans la société tunisienne. Lilia Ben Salem va travailler sur les cadres, Zral va travailler sur la mécanisation et sur la modernisation de l'agriculture. Hamzaoui, qui est un sociologue du syndicalisme, va travailler sur les mines et sur les ouvriers et sur le mouvement syndical en Tunisie. Boukra, il va travailler sur un site industriel dans la région de Kasserine, etc. Et on a, je dirais, dans toute cette première partie, ou cette première période, une sorte de sociologie qui va se mettre au service de la modernisation de la société, une modernisation bien sûr impulsée par l'État, essentiellement. Bien sûr, il faut peut-être dire un mot là-dessus aussi. La création en 62 du CRS, le Centre d'études et recherches économiques et sociales, va être en quelque sorte un moment très important dans le développement des sciences sociales en Tunisie. Toute cette première génération va travailler dans le cadre de cette institution et il va y avoir, je dirais, toute une
pléiade de travaux de recherche qui montrent cette alliance scellée entre, si j'ose dire, un sociologue ou des sociologues plutôt de la modernisation et un État aussi modernisateur, un État volontariste qui voulait par tous les moyens, je dirais, voilà, moderniser le pays. Alors, ce premier moment est aussi un moment où le paysage académique va se figer, les découpages entre les institutions et entre les disciplines vont se faire. Exit pour l'anthropologie, qui cède la place à une sociologie au service de l'entreprise exactement, de modernisation et de construction de l'État national. Et puis aussi, on va dire, une sociologie du politique qui va de plus en plus être juridique, d'accord, de plus en plus déterminée par une sorte de commentaire de la loi, une exégèse des textes, etc., d'accord, et qui va évacuer complètement la question des acteurs, la question de l'action collective, etc. Alors, de manière plus générale, la fin des années 60 va marquer la fin de l'enquête sociologique proprement dite, d'accord. Certains penseurs pensent que la dernière enquête de cette période, c'est le livre de Duvigneau chez Bicay qui a été publié aux éditions Gallimard en 1968. Le deuxième moment maintenant. Alors, le deuxième moment est un moment qui accompagne exactement l'échec des politiques de collectivisation et de modernisation volontariste menée par l'État. L'échec de l'expérience de Ben Salah, essentiellement en Tunisie, de la création des coopérations, d'accord, et les premiers moments de faiblesse, en quelque sorte, de l'État bourguibien. D'accord, avec ce tournant politique important, d'accord, on assiste en sociologie à une sorte de retour de la revendication, je dirais, de la question identitaire et d'un retour de la dimension culturelle qui va prendre le dessus. Ce deuxième moment est un moment aussi qui va en quelque sorte de plus en plus aller dans la direction de ce qu'on appelait à l'époque une arabisation de la sociologie. Mais l'arabisation n'est pas que linguistique, dans le sens où l'entendaient ses promoteurs, c'est aussi une arabisation des référents, c'est-à-dire arabiser aussi les concepts, les auteurs de référence, etc., le retour à Ibn Khaldoun qui a été cité aujourd'hui, etc. Et il y a derrière, à travers cela, une sorte de revendication postcoloniale, comme on le dirait aujourd'hui, en quelque sorte, avant la lettre. Mais ce qui va, je crois, nuire plus aux sciences sociales dans les pays maghrébins de cette période, et la Tunisie en particulier, c'est une sorte d'indigénisme, en quelque sorte, ou de légitimité de l'autochtonie. Désormais, être autochtone suffisait, je dirais, pour apporter la caution de la validité de son savoir. Et je crois que cette tendance va réellement nuire énormément à la qualité des travaux de recherche de l'époque. Alors, bien sûr, cette période va aussi voir naître des objets jusque-là inédits, travail sur le religieux, travail essentiellement sur l'islamisme à partir des années 80, etc. Et de plus en plus abandonner, je dirais, les objets de recherche classiques sur la modernisation, sur le développement, etc. Ceci ne veut pas dire que, je dirais, que d'autres formes de recherche n'ont pas eu lieu. Il y a eu bien sûr un travail sur les femmes, le travail sur les jeunes, le travail sur les rapports sociaux de sexe de manière plus précise, mais sur le féminisme, sur le syndicalisme aussi. Mais je crois que ces travaux n'étaient pas dans le mainstream, en quelque sorte, de la recherche de l'époque. Ce qui caractérise aussi, je dirais, la sociologie de l'époque, c'est une sorte de sociologie rhétorique, une sociologie du verbe, beaucoup plus que de l'enquête, et qui va se développer de cette manière-là, sous surtout la contrainte, je dirais, de plus en plus grandissante de faire de l'enquête en Tunisie, avec l'arrivée de Ben Ali surtout au pouvoir, et la clôture de l'espace public. De plus en plus, il était devenu impossible de faire de l'enquête. Les seules possibilités de faire de l'enquête étaient soit de les faire dans des institutions périphériques comme l'IRMC, à un moment donné, d'accord, qui était un peu le repère, si j'ose dire, des chercheurs un peu, notamment français ou même tunisiens, qui travaillent un peu sur la question politique, par exemple en Tunisie, ou aussi dans des institutions dans des organisations internationales qui permettaient de faire des recherches sur les jeunes, sur les femmes, etc. Mais vous l'avez imaginé, ces recherches étaient bien formatées aussi dans le langage, dans les mots qui étaient autorisés par ces organismes internationaux. Parler de genre, on ne parle plus de rapports sociaux de sexe, parler de, je ne sais pas moi, d'empowerment, etc.
toute la panoplie et tout l'arsenal, en quelque sorte, conceptuel, qui est aussi qui est aseptisé, complètement aseptisé politiquement, et qui était mis en circulation par ces organismes. Alors, le troisième moment, et je vais être rapide, peut-être, j'ai dépassé le temps qui m'était imparti. Le troisième moment, c'est bien sûr la Révolution. Alors, avec la Révolution, plusieurs processus vont se mettre en place, avec des effets très souvent contradictoires sur la pratique des sciences sociales. D'abord, une remise en question des concepts et des outils que le sociologue était habitué à manier. Est-ce qu'on peut continuer toujours, je dirais, penser de la même manière les concepts de développement, de politique sociale, de citoyenneté, de sécularisation, de société civile après la Révolution? Je crois qu'il y a eu beaucoup de remises en question par rapport à ça. Et puis, ce qui est important aussi, c'est le retour de l'enquête après la Révolution, avec l'ouverture du champ politique et de l'espace public, et le retour de certains objets. Le retour de la question de la pauvreté, de la question sociale, de manière plus générale, et aussi la naissance d'objets inédits jusque-là, comme par exemple le comportement électoral. On voit très bien que des objets qui ne pouvaient pas, je dirais, être abordés le sont devenus après la Révolution. Mais je dirais la Révolution n'apporte pas que des bienfaits, elle apporte aussi des problèmes, et des problèmes majeurs pour la pratique du sociologue. Par exemple, les changements de la Révolution ont aussi apporté une sorte d'effet pervers considérable à mes yeux, qui est le fait de coller à l'actualité politique galopante, en quelque sorte, et de perdre de vue les dynamiques profondes de la société. On était tout le temps dans une sorte d'écume des jours, en quelque sorte, et une sorte de frénésie de suivre ce qui se passait. Et on avait perdu de vue, je dirais, les dynamiques les plus profondes, les plus importantes qui traversaient la société tunisienne, c'est-à-dire les questions toujours d'individualisation, les transformations de la famille, les transformations du rapport religieux, etc. Des choses qui sont comme une sorte de lame de fond, qui avancent à un rythme beaucoup plus lent, mais qui sont, je pense, plus importants à explorer. Très rapidement aussi, et je terminerai là-dessus, ce que la Révolution va apporter, c'est aussi, en quelque sorte, un nouveau découpage du rapport entre disciplines. La sociologie n'est pas la reine des disciplines de la Révolution, c'est le droit qui le sera. Le droit qui était censé accompagner ce qu'on pourrait appeler une sorte de demande transitologique. C'est les juristes, au travers, je dirais, d'une grille très normative, tout compte fait, qui était plus à même de dire comment il faut faire pour sortir de la crise, comment il faut faire pour refonder les institutions, comment il faut faire pour revenir à une vie normale. Et cette demande transitologique est portée par des acteurs locaux, mais aussi par des organisations internationales, etc. Et très souvent, son caractère normatif était un peu camouflé, si j'ose dire, par ce qu'on appelle dans le jargon de ces organismes les expériences comparées. Les expériences comparées, c'est-à-dire il faut faire comme le Chili, il faut faire comme la Pologne, il faut faire comme tel ou tel pays, avec très souvent un esprit de recette considérable. Alors, je termine avec une dernière remarque assez rapide. Je crois que les sociologues, malgré le fait que, ou la sociologie, malgré le fait qu'elle soit déclassée comme discipline dans le contexte actuel, ne se portent pas moins bien en Tunisie malgré tout, parce qu'il y a eu quand même un changement de contexte très important. Les sociologues parlent beaucoup, malgré tout, dans les tribunes, dans les médias, mais il y a une sorte de sociologie légère qui circule. Et d'ailleurs, ce qui est étonnant, et je termine là-dessus peut-être mon exposé, c'est qu'on a eu très peu de publications de sociologues sur la révolution tunisienne. Et la plupart des publications sont des publications qui reprennent un peu des articles de presse, des petites tribunes de journaux, etc., qui sont une sorte de réchauffement ou de quelque chose de petits textes essentiellement, d'ailleurs sans véritable signification. Et ce qui est étonnant et ce qui est révélateur par rapport à ça, c'est que moi je pense que l'un des meilleurs textes qui soit publié sur la révolution tunisienne a été publié par un juriste. Il vient de sortir il y a quelques mois. Il a été édité par Yad Menachour. Voilà. Je vous remercie. Merci à Ahmed pour cette présentation qui nous montre bien l'évolution du rôle de la sociologie et des sociologues en fonction des contextes sociopolitiques. Donc après la Tunisie, je propose qu'on aille en Algérie avec Moussa Boukrif. Bonjour. Parler de la sociologie, sachant que je ne suis pas sociologue. Donc,
plutôt, je suis gestionnaire de formation. Mais justement, c'est le défunt Mohamed qui m'a un petit peu entraîné vers la sociologie. Donc, au point, j'ai eu une contribution quand même avec lui. Donc, 5 articles, je crois. Et j'ai appris beaucoup de choses à ses côtés. Donc, je vais essayer de parler un petit peu de la sociologie en Algérie, d'un regard de quelqu'un de l'extérieur. Donc, au moins, je ne suis pas juge du parti. Donc, je vais donner un petit peu un avis. Donc, beaucoup de chercheurs remontent à dire, sont d'accord à dire que la sociologie a été enseignée à partir des années 70, en 1971, avec la réforme universitaire qu'on a introduit pour la première fois la discipline de sociologie à l'université. Mais on peut remonter un peu plus loin, donc à l'époque coloniale, où déjà en 1884, il y avait un certain Sabatier qui donnait à Alger un cours qu'il appelait à l'époque de la sociologie indigène. Donc, plus tard, dans les années 20, on trouve René Monnier, qui était chargé donc, à la faculté d'Alger, à l'université d'Alger dans les années 20, pour donner un cours donc, dont l'intitulé c'est Économie et sociologie algérienne. Donc on va trouver plusieurs appellations, sociologie maghrébine, sociologie algérienne, donc, pour la sociologie. Donc, les travaux de Bourdieu, que vous connaissez mieux que moi, donc lui-même, il a appelé un de ses ouvrages les plus importants, il l'a appelé Sociologie de l'Algérie. Donc, ces travaux de Bourdieu et surtout comment dirais-je, que l'importance de ces travaux ont fait que laver toute la sociologie en Algérie de tout soupçon colonial et impérialiste qu'on avait au départ. Et avec la tenue le 20e congrès international de la sociologie en Algérie, la discipline commençait à un petit peu avoir un élan et on commençait à donner un peu plus d'importance. Mais malheureusement, avec l'arabisation qui est venue dans les années 80, où toutes les sciences sociales ont été enseignées de langue arabe, sachant que la majorité des sociologues avaient une formation plutôt en langue française, a freiné cet élan. À côté de ça, de l'arabisation, il y avait aussi une sorte de tentative de la part de l'État de domestiquer un petit peu la discipline, ce qui fait donc, si on conjugue un petit peu ça à côté des conditions de l'époque, ce qu'on appelle les années noires, on voit un petit peu que la sociologie commençait à perdre de terrain, a commencé à être défavorisée, et surtout avec l'assassinat malheureusement de beaucoup de grands noms de la sociologie tels que Bozpsi, Bourbsa et Estamboli. Donc ces noms, ces assassinats, cette volonté de l'État de maîtriser un petit peu, de domestiquer la sociologie, a poussé beaucoup de sociologues carrément à abandonner la discipline. Donc, ce qui fait, notamment, il y a beaucoup d'étudiants qui, maintenant, quand ils sont obligés d'y arriver à la sociologie, très peu d'étudiants choisissent la sociologie, mais plutôt poussés parce qu'on a une sorte de quotas. Donc, une fois qu'on a le bac, c'est une affectation d'office donc qui se fait par ordinateur. Donc, beaucoup se posent la question des débouchés parce que l'environnement, le marché du travail, c'est justement, ne se prête pas. Il n'y a pas de métiers qui sont développés concernant la sociologie. Du coup, le taux de chômage dans le milieu de diplômés d'universitaires, il est plus important chez les sociologues. Donc, ce qui fait, c'est une discipline très marginalisée, auquel on n'a pas beaucoup donné de l'importance. D'autant plus, malheureusement, il n'a pas pris en charge les attentes de la société. Donc, on est resté un petit peu coincé par les thématiques développées par Bourdieu et autres. On s'occupe un peu plus de la sociologie de l'immigration, mais on oublie de travailler sur les questions qui relèvent directement de notre société qui est en mutation. Donc il y a beaucoup de terrains qui ne sont pas justement investis, et quand on regarde de près ce qui a été fait, ce qui a été étudié, on voit que, y compris la question de genre, la question de la femme, on a parlé tout à l'heure en partie pendant le déjeuner, donc on a
du moins ce que je vois de l'extérieur, comme quoi on est un petit peu coincé par ces questions qui sont déjà développées et on a tendance à calquer sur ce qui se fait en France en matière de thématiques et on oublie que nous avons nos propres attentes, nous avons nos propres terrains d'études que nous devons investir. Donc, ce qui me justement me permet d'enchaîner un petit peu mon expérience à côté de Madoui, dans les années 2001 plus exactement, avec le projet CMUP, donc, dont je peux dire que je suis le fruit de ce projet. C'était l'année où je me suis inscrit en doctorat. Aujourd'hui, j'ai oublié de dire que je suis professeur des universités et grâce à tout ce que j'ai fait dans le cadre de ce CMUP et à côté de Madoui. Donc, à l'époque, en tant que chercheur en gestion, on a tendance plutôt à faire appel à la statistique, à faire appel à des instruments de gestion pour essayer de comprendre, notamment on s'intéressait à l'époque au comportement des chefs d'entreprise, mais il y a beaucoup d'angles que la gestion et l'économie n'arrivent pas à expliquer. À titre d'exemple, par exemple, quand on a essayé de travailler sur ce qui bloque la petite entreprise se développer en grande entreprise chez nous, nous avons ce problème-là. Donc on a essayé d'expliquer par l'environnement économique, par le climat des affaires et tout ce qui s'ensuit. Mais plus tard, à côté de Mohamed, j'ai compris que la sociologie peut me donner des explications. J'ai compris qu'il y a un autre développement auquel on n'a pas pensé. C'est au lieu de développer l'entreprise pour qu'elle devienne une grande entreprise, plutôt on crée ce qu'on appelle le groupement d'entreprise. Le groupement d'entreprise qui est différent de la notion du groupe d'entreprise. Le groupement, ça veut dire que le chef d'entreprise, pour justement des raisons sociologiques, pour permettre plus tard comment on appelle la succession, selon le nombre d'enfants et tout, il a tendance à multiplier la création des entreprises qui ne répondent pas forcément à la logique économique. Donc, quand on dit c'est intégration verticale ou horizontale, ça n'a pas de relation du tout, mais il crée un certain nombre d'entreprises pour préparer la succession. Donc, on voit que la sociologie nous permettait plus tard, qu'on a compris, ce n'est qu'avec la sociologie qu'on peut comprendre beaucoup de comportements, y compris, dont je me rappelle, j'avais beaucoup de discussions de Mohamed, on interrogeait quelques concepts comme rationalité. C'est quoi la rationalité? C'est quoi être rationnel? Et on avait un très bon exemple d'un entrepreneur qui a construit une mosquée à peu près, je peux dire, à 150 000 €. Il a construit une mosquée. Il a donné de l'argent pour construire. On se posait la question, est-ce que c'est rationnel ou irrationnel? Dans quel contexte on peut juger l'action de l'entrepreneur? Qu'est-ce qu'il attend à travers ça? Est-ce que la reconnaissance sociale? Est-ce que c'est au-delà qu'il attend? Donc tout ça, donc ce qui fait, tous ces instruments économiques qu'on avait entre nos mains ne permettaient pas justement de mieux comprendre ce qui se passe dans notre environnement, etc. C'est pour ça, donc, j'ai vu donc, dans les instruments que Madoui me proposait un moyen de mieux comprendre. Et il m'a accompagné, je peux dire que c'est aujourd'hui, je suis professeur des universités, c'est grâce à lui, je peux le dire, grâce à lui, il m'a accompagné, on a publié 5 articles, on est sur le point, espérant, on est avec Yolande sur le point de publier le dernier travail que j'ai fait à ses côtés. Donc, c'est comme ça que après, et justement en 2002, avec cette rencontre, la première rencontre au CRIAD, et je remercie les gens de CRIAD qui sont là, Madoui s'est approché un petit peu de moi, sachant qu'il est originaire de Bijaya. Moi, je travaille à l'université de Bijaya. Il m'a posé la question, est-ce qu'il y a un département de sociologie à Bijaya? J'ai dit à ma connaissance, non, mais je vais m'informer. Effectivement, il n'y avait ni département, ni faculté, ni rien du tout qui se faisait à Bijaya. Et après, il m'a dit, est-ce que je peux me mettre en contact? Je l'ai mis en contact avec un de ses amis qui était, il était avec lui au lycée à l'époque, donc il est devenu doyen d'une faculté des langues. Et c'est comme ça qu'on a créé, il a créé Mohamed, avec le doyen, un département de sociologie attaché à la faculté des langues, qui s'est transformé plus tard en une faculté, et maintenant c'est l'une des meilleures facultés en Algérie, et c'est la seule faculté qui fonctionne en langue française. C'est Mohamed qui a créé la faculté de sociologie à Bijaya, et il a introduit justement la discipline de la sociologie économique. Et non seulement donc il l'a créé, mais surtout c'est lui qui nous a influencés. Donc je l'ai invité plusieurs fois à faire au départ c'est des séminaires de méthodologie, puis à enseigner directement la sociologie économique. Et comme ça, elle a formé un certain nombre de jeunes qui sont maintenant des cadres, ils sont des docteurs, ils ont soutenu, et maintenant c'est eux qui dirigent un petit peu cette faculté. Et tout à l'heure, ça a été rappelé par
à Abdou. Il y a une école doctorale en sociologie qui est dirigée justement par Abdou, et voilà le fruit de son travail de fond. Donc, elle était sur le terrain. Autre chose que je peux jamais oublier, il m'a appris à moi, et maintenant ce que je transmets pour mes étudiants, l'importance de terrain. Auparavant, je peux vous dire une chose, et ça, je peux donner un témoignage, qu'on faisait nos thèses dans les bibliothèques. On était vraiment en déphasage par rapport à le terrain. Après, on a appris plutôt à s'interroger, à interroger, et j'ai appris des concepts à ses côtés, construire pour déconstruire pour construire à zéro, tout ce qui s'ensuit, ces concepts-là. Et là, j'ai aimé ce qu'il faisait, et c'est comme ça qu'il m'a contaminé. Et maintenant, je suis plus sociologue que gestionnaire à l'université. Tout le monde me dit, Moussa, t'as plus les pieds en gestion, parce qu'effectivement, tous ces modèles dont il a parlé tout à l'heure, ce que j'enseigne à l'université de management stratégique, la matrice SWAP, PSTEL et tout ce qui s'ensuit, ces modèles-là, vraiment, ils sont très limités, à mon sens, en tant que gestionnaire. Et surtout, on avait toujours des débats, est-ce que réellement on peut modéliser les phénomènes sociaux? Donc, on était toujours d'accord de dire oui, c'est pas possible un phénomène social ne peut pas être modélisé. La statistique ou les mathématiques ont leur place, mais il ne peut pas remplacer la sociologie. Donc, voyez un petit peu ce qu'il a fait pour notre région. Mais surtout, je voudrais dire que j'ai accompagné Mohamed dans ces derniers jours, j'ai passé des heures à lui téléphoner, à échanger des emails, et commencer un petit peu, on parlait de la vie, de Dieu, et beaucoup de choses, on parlait de Guy, et surtout, il me disait, tu vas pas croire ce que je veux, c'est des choses très simples pourtant de la vie, c'est de marcher sans mètres, sans béquille, de marcher un petit peu, juste, d'arroi, comme ça, comme je faisais auparavant. Il disait que quand on est en bonne santé, on ne voit pas des choses simples de la vie, mais qui ont une importance extraordinaire. C'est qu'une fois qu'on a perdu ça, qu'on constate combien c'est important ça. Et après, il voyait tout ce qui est matériel, finalement, n'a pas d'importance. Il donnait de la considération à la relation, il donnait de la considération. Parce qu'à un moment donné, il se sentait un petit peu seul. Il causait avec moi, soit à téléphone, soit surtout la webcam et tout. Et pour moi, c'est un frère. Et surtout, ce qui l'a chagriné, il n'a pas assisté à l'enterrement de son père. Ça lui faisait très, très mal. Et je peux vous dire, le jour de l'enterrement, je l'ai eu au téléphone, et je lui ai parlé au téléphone en décrivant un petit peu ce qui se passe pendant l'enterrement de son père. Lui qui était, justement, ça a été dit ce matin, effectivement, son père c'était un moteur pour lui. Il ne faut pas oublier, c'est un immigré. Et pour Mohamed, c'est une sorte de vengeance. Parce qu'il était sur les pas de son père et il a réussi à grimper des postes de responsabilité. Et il le faisait pour son père, mais pour toute une génération des Chibani qui ont souffert pour s'installer en France. Donc, pour lui, c'était très important de montrer ça. Donc, il me posait des questions sur l'enterrement de son père, l'Ondarois et tout. Et je peux vous dire maintenant, il est enterré à côté de son père, sous un olivier. Voilà. Merci Moussa pour ce beau témoignage sur Mohamed et sur la transmission qu'il a faite et la formation qu'il a faite, sur ce rôle par rapport au terrain, cette attention aux besoins de la société. Maintenant, il nous reste à faire un tour au Maroc avec Michel Perali. Pas simple. Vous m'entendez là? C'est bon? Oui. Oui, alors, moi je suis de moins en moins sociologue et de plus en plus anthropologue, donc je vais aussi parler de ce point de vue-là. J'ai rencontré Mohamed quand j'étais directeur du centre Jacques Berck à Rabat. J'ai occupé ce poste pendant 5 ans. On a monté ensemble un certain nombre de programmes. Je ne peux pas dire que j'étais très proche de Mohamed, j'aimais beaucoup. On s'est rencontrés sur 2 ou 3 choses que j'essaierai de dire après. Juste un point, parce que j'ai compris qu'il fallait faire ça.
j'ai l'esprit un peu lent, je suis désolé. Et donc j'ai compris qu'il fallait parler de la sociologie au Maroc. Moi, quand je suis arrivé au Maroc dans les années 2004-2005, il n'existait plus aucune école doctorale au Maroc. La sociologie faisait partie des sciences sociales qui avaient été laminées par le régime dans les années 80. Il n'y avait plus d'école doctorale. Il y avait une seule possibilité de s'inscrire quand on voulait faire une thèse de sociologie à l'université de Rabat. Et alors, donc ça, c'est le côté un peu noir ou négatif de la chose. Le côté positif, c'est qu'il y avait une espèce d'effervescence tous azimuts de plein de gens qui se souciaient pas. Et c'est ça, je crois, toute la richesse de l'époque, c'est que les gens se souciaient pas trop d'étiquettes et d'étiquetage épistémologique ou méthodologique, mais essayaient de faire renaître quelque chose qui était à la fois très désordonné mais très effervescent, qui était une réflexion aux sciences sociales. Donc, j'ai aucun mérite, mais il se trouve que j'ai participé à cette renaissance et cette effervescence. Et donc, on a créé depuis, je crois que c'était en 2010, ou en 2009, je ne me souviens plus, 2009, on a créé la première école doctorale qui s'est recréée, qui était une école doctorale de sciences sociales, qui s'est recréée à Casablanca, avec des gens comme Hassan Jachir, avec Mohamed Tozi, etc. Donc, des gens qui avaient un passé, un long passé de sociologue et de sciences sociales, mais qui ont reconstitué ça. Aujourd'hui, au Maroc, il existe une vraie effervescence en matière de sciences sociales. Je pense qu'il se passe des choses. Alors, il ne se passe pas des choses partout. Du côté d'Oujda ou de Tanger, c'est plutôt plat, c'est plutôt calme plat. Bon, mais par exemple du côté de Mohamedia, du côté de Casa, du côté de Rabat, il y a beaucoup de choses qui se passent. Avec une sorte de tension. Moi, il se trouve que j'ai fait des vacations. Je peux pas dire que j'ai enseigné, mais j'ai fait des vacations dans les 3 dernières années à l'université à Marrakech, l'université Kadi Ayad, dans lequel il y a un département de sociologie. Mais pour vous donner juste un tout petit aperçu, il y a 1300 étudiants inscrits en première année de sociologie au département de sociologie de l'université Kadi Ayad. Les enseignants passent leur temps, et je le dis sans aucun reproche fait aux enseignants, en fait, ils passent leur temps à corriger les copies, puisqu'ils font 2 examens, ils ont une obligation institutionnelle de 2 examens dans l'année. Et donc, vous imaginez corriger 1200 copies, je dis ça pour les amis enseignants, corriger 1200 copies 2 fois dans l'année, ça fait 2400 copies à corriger dans l'année, vous faites que ça, et même ça, vous avez du mal à le faire. Donc, il y a aussi, je dirais, il y a plusieurs versions des choses. Donc, il y a au Maroc, je pense, depuis les années 2005-2008, il y a une renaissance de la sociologie. Je dis très précisément de la sociologie, des sciences sociales aussi, mais cette renaissance est aussi prise dans une sorte de lourdeur de l'institution universitaire et d'une manière générale de l'institution d'enseignement au Maroc, qui fait que c'est quelque chose qui s'extrait comme un volcan, un peu difficilement de terre, mais il y a des jeunes qui font des thèses à Agadir, etc. Donc c'est très bien, ça marche. Voilà. Je voulais parler de ça très rapidement, parce que je voulais aussi parler des points communs qu'on avait avec Mohamed. Moi, je me souviens, j'ai un souvenir très très précis d'une partie de son HDR sur Ibn Khaldoun et sur l'enseignement économique d'Ibn Khaldoun. Moi, j'avais découvert beaucoup de choses. C'est lui qui m'a donné envie de relire Ibn Khaldoun, qui a été traduit d'ailleurs qui a été traduit à la Pléiade par un Marocain, il faut quand même le dire, Chedadi, qui a traduit, qui est devenu d'ailleurs, il y a une telle osmose qu'on l'appelle Chedadoun maintenant, parce que bref, quand il a traduit Ibn Khaldoun. C'est pas Ibn Khaldi et Chedadoun, c'est Ibn Khaldoun et Chedadoun. Voilà, quand même. Respectons les préséances. Voilà, alors bon. Donc voilà, moi je me souviens de ça. Je me souviens évidemment des grandes discussions qu'on avait avec Mohamed sur Poliani, sur Max Weber. Donc voilà, Ibn Khaldoun, Max Weber, Poliani. Je pense que ça définit quelque chose d'un parcours, je vais essayer de le dire très rapidement, qu'on avait en commun avec Mohamed, sans du tout l'avoir pensé et agi comme commun. On avait aussi en commun, parce que je pense que ça a été important, pas forcément de façon positive, mais Mohamed avait
candidaté à ma succession au CJB. Un peu malheureusement, il avait été, je crois, éconduit de façon pas très positive par le comité scientifique. Il en était resté un peu malheureux, je pense. Mais en tout cas, je pense que ça a donné une idée de son envie de poursuivre un certain nombre de recherches, de venir travailler au Maroc et précisément de prendre pied dans cette dimension, dans cette double dimension transnationale. Alors je voudrais essayer de le dire. Je pense qu'aujourd'hui, par rapport à ces univers qui sont ceux de l'Algérie, de la Tunisie, du Maroc et de la France et de l'Espagne et de l'Italie, parce que je pense qu'il y a des choses qui se passent, je pense qu'il y a un double effet de transnationalité et je crois qu'il faut l'analyser au niveau du savoir. D'abord, je ne dis pas du tout ça pour critiquer ce que mon voisin a dit. Au contraire, j'ai beaucoup apprécié ce qu'il a dit, mais on ne peut plus penser que la sociologie de l'Algérie se fait en Algérie seulement, que la sociologie du Maroc se fait au Maroc seulement et que la sociologie de la Tunisie se fait en Tunisie seulement. Elle se fait aussi en France, en partie en Espagne, parce qu'on oublie que les Espagnols travaillent sur le Maghreb beaucoup. Et il y a des travaux espagnols, notamment sur les dynamiques migratoires. Je renvoie toujours, parce que c'est pas très connu, mais je renvoie aux travaux. Alors, il n'est pas sociologue, il est géographe, mais il y a un géographe qui s'appelle Juan David Souvanavong et qui a travaillé sur la route Alicante-Oran et qui montre de manière très précise et très intéressante comment, précisément, les routes migratoires se diversifient. Et que Marseille n'est plus l'aboutissement logique et culturel et quasi institutionnel qu'il était sur les routes migratoires des Algériennes que Alicante compte. Il y a des travaux très intéressants en Italie sur les migrations marocaines. Donc il y a une transnationalisation qui se fait, je dirais, entre les deux rives de la Méditerranée, qui est très ancienne, évidemment, sur les sciences sociales. Et je pense aujourd'hui que je crois qu'il y a assez de temps qui est passé pour qu'on puisse l'accepter comme un fait social, tranquille, serein, et que je crois qu'on n'a plus ou on n'a pas à essayer de construire des jeux de concurrence entre ce qui serait une recherche diasporisée faite par des Français ou pas tout à fait français, mais enfin quand même un peu français, et puis au contraire une recherche très territorialisée qui serait marocaine ou tunisienne. Je pense qu'aujourd'hui il y a une transnationalisation et que quand on est des sociologues ou des anthropologues qui travaillent sur le transnationalisme, le minimum qu'on a à faire, c'est de mimétiser l'objet, et c'est-à-dire d'être au moins aussi transnationaux que ceux sur lesquels on travaille. Voilà. Moi, c'est un point de vue que je partage assez avec moi-même, donc c'est une manière très pratique de partager. Voilà. Mais il y a aussi, je dirais, une transnationalisation qui se fait alors peut-être pas à l'échelle du Maghreb, mais qui en tout cas se fait aussi sur des circulations, sur des échanges et qui sont aussi, je dirais, horizontaux, si on le prend au sens géographique du terme. Et je pense que c'est très important. Donc il y a un double phénomène de transnationalisme et je pense qu'il faut l'accompagner. Je pense que Mohamed est très représentatif de ces débuts de carrière, de ces débuts de réflexion qui étaient vraiment en prise sur ces deux transnationalismes. Je pense que c'est dommage qu'il n'ait pas pu aller plus loin, pas simplement du point de vue de sa maladie, etc., qui est effectivement, hélas, une très bonne raison de s'arrêter, mais parce que je pense aussi que dans sa vie, c'est pour ça que je citais son expérience malheureuse au centre Jacques Berck, il a fait partie aussi de ces gens qui ont essuyé un certain nombre de plâtres. On l'a rappelé discrètement ce matin, mais des programmes qui s'arrêtent, des grandes machines institutionnelles d'échange et tout, qui pouf, tout d'un coup se dégonflent comme des montgolfières. On en a connu un certain nombre, dont Mohamed faisait partie. Voilà, ce transnationalisme, il ne se fait pas de façon harmonieuse et rapide, mais il se fait petit à petit. Voilà. La dernière chose que je voulais dire, il me reste... Bon. La dernière chose que je voulais dire, c'était plus par rapport aux objets. Je pense qu'avec... En tout cas, moi, je partage quelque chose avec Mohamed, on est des chercheurs. D'abord, on est des chercheurs de terrain. Oui, c'est le terrain qui nous construit, plus fondamentalement que des postures épistémologiques ou méthodologiques. Et c'est le terrain qui nous construit parce que
je vais le dire à ma manière, parce que je ne peux pas le dire à la manière. Mohamed l'aurait dit, il était beaucoup plus sociologue que moi, donc il l'aurait dit de façon beaucoup plus académique. Mais moi, je dirais c'est le terrain qui nous construit, parce que c'est le terrain qui nous fournit les énigmes qu'on accepte. Et que quand on accepte les énigmes que nous fournit le terrain, c'est à partir de ces énigmes qu'on essaye de construire un certain nombre de généralisations. Moi, je dis souvent, il y a un terme en sociologie qu'on aime beaucoup, c'est monter en généralité. Moi, je ne pense pas qu'on monte en généralité, parce que je pense que la généralisation, c'est une spirale. Et donc, on part d'un centre et petit à petit, on fait des grandes boucles autour de ce centre. Donc, on ne monte pas, mais on tourne autour. Donc, on tourne autour du terrain. Alors, je veux... Et je pense, pour finir, que justement, avec Mohamed, on fait partie de ces gens qui ont commencé à travailler sur des objets en s'apercevant petit à petit qu'un certain nombre de concepts, un certain nombre de cadres, même de cadres imaginaires, à partir desquels on pensait ces objets, étaient insuffisants justement à penser le caractère énigmatique du réel. Je vais le dire comme ça. Alors, je donne juste un exemple pour terminer là-dessus. On a commencé à travailler sur les migrations. Mohamed, moi aussi, sur les cités à Marseille, etc. On a commencé à travailler sur cette fameuse question qui était au cœur des débats et au cœur des sciences sociales, et y compris du militantisme dans les années 70-80, qui était la question de l'intégration, la question de la seconde génération. Mon camarade en face de moi sait de quoi je parle. On a été complètement formé dans cette question qu'on a. Alors après, il faudrait parler beaucoup plus pour comprendre pourquoi on était mal à l'aise dans cette question, parce qu'il y avait probablement un malaise intellectuel à être dans cette question de l'intégration. Mais on fait partie de ces sociologues ou de ces anthropologues qui ont eu la nécessité d'aller voir ailleurs. Pour Mohamed, c'est clair, il a suivi ces entrepreneurs qui sont allés s'installer en Algérie. Moi, j'ai suivi, alors je ne vais pas parler du Maroc, mais j'ai suivi les Algériens. À l'époque, je travaillais sur un phénomène qu'on appelle le trabendo, qui n'existe plus aujourd'hui en Algérie. Hein. Abdou, c'est fini le trabendo? C'est fini? Bon. Donc je travaillais sur le trabendo à partir de Marseille, qui était la grande ville, le centre énergétique, y compris du trabendo algérien, qui partait sur l'Algérie. J'ai suivi ces Algériens parce que c'était l'époque où la France a imposé les visas, c'était 87-88. Les Algériens ont laissé tomber petit à petit Marseille et les places marchandes, et tout ce commerce s'est complètement recyclé. Donc j'ai suivi les Algériens à Istanbul. À Istanbul, j'ai trouvé des Tunisiennes, donc j'ai travaillé sur les Tunisiennes qui travaillaient à Istanbul. Et après, un peu plus tard, j'ai travaillé au Maroc sur ces circuits commerciaux qui, aujourd'hui, les Marocains sont les champions de la logistique camion sur l'Europe aujourd'hui. Les Algériens sont battus, les Tunisiens n'existent pas. Les Marocains ont développé une logistique de transport absolument incroyable, un treillis, comme diraient certains, un treillis comme ça de bus, de réseau de bus sur l'Europe. Je finis. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que cet objet migration, on l'a fait évoluer, je dis rapidement, vers un objet qui est celui d'entreprises qui ne sont pas nécessairement des entreprises avec pignon sur rue, qui sont des entreprises en prise dans une espèce d'informalisation de l'économie transnationale dans ces sociétés. Et je dirais aujourd'hui, il y a un troisième objet, et on avait commencé à en parler avec Mohamed, je me rappelle de la dernière discussion qu'on avait eue dans un bistrot de la rue de la République. Et puis il faut dire qu'à la troisième bière, on avait oublié le concept, mais on était parti d'un concept. Et donc on avait eu une grande discussion sur, deux points, et je termine là-dessus, l'émergence d'une classe moyenne transnationale dans cette mouvance transnationale aujourd'hui, l'émergence d'une nouvelle classe moyenne. Nouvelle classe moyenne, pourquoi? Parce que précisément, et c'est là où ça en fait un objet qui est un objet résistant, c'est que c'est une classe moyenne qui ne doit plus rien à l'État, et qui ne doit plus rien aux États, et qui ne doit plus rien aux institutions à l'intérieur desquelles elle est née. Donc c'est une classe moyenne transgressive, qui est un phénomène de transgression, non pas parce que ces gens des classes moyennes ont tous des cheveux longs, fument des pétards et sont des rebelles, mais parce que c'est une classe moyenne qui a émergé en dehors de l'État, etc. Et je le dis en terminant, je pense que cette classe moyenne-là aujourd'hui, c'est un objet sur lequel je pense qu'on pourrait continuer à travailler, y compris en mémoire de ce que faisait Mohamed. Voilà, merci Michel.
Je crois que cette notion de transnationalisation éclaire bien le titre de notre table ronde, sociologie d'ici et d'ailleurs. Désormais, on y associera aussi la transnationalisation. Alors, il nous reste 10 minutes pour des questions. Oui, là-bas. Oui, bonjour. Je suis donc au LIS, au CNAM, et je suis un peu étonnée que dans l'interdisciplinarité, personne ne parle de la psychologie de l'orientation, de la psychologie du travail ou de la psychologie sociale. Je dis ça parce que je suis allée en Tunisie il y a quelques années pour former les premiers conseillers d'orientation psychologues. Donc il y a dû y avoir 5 promotions, je pense, et ils étaient venus au CNAM, ici, pour se former avec des échanges extrêmement complexes. Et nous parlions de sociologie aussi, puisque on ne peut pas parler de psychologie sans parler de sociologie, de mon point de vue. Donc, comme j'étais directrice du centre d'application à cette époque, on avait donc des rapports très étroits avec nos amis tunisiens, en particulier avec Mme Nicole Sfahi à l'université du Bardo. Même chose au niveau du Maroc. Par contre, je ne suis jamais allée en Algérie, je n'ai jamais pu travailler avec l'Algérie. En revanche, j'ai une petite fille qui est bi, on va dire, et donc je connais un peu les questions de l'Algérie par le biais de ma petite fille. Voilà. Donc la question, c'est, dans votre interdisciplinarité, les sociologues, où mettez-vous les psychologues? Existe-t-il? On peut peut-être prendre 2 ou 3 questions, puis ils répondront. S'il y en a d'autres, c'est à l'autre bout. C'est complètement à l'autre bout. Courage. Il faut être sportif quand on est sociologue. Merci. Donnez la main à la droite. Hein. Michel, quand on tombe un peu dans mes idées, il me semble que c'est la fin de la sociologie au Maghreb. J'ai l'impression que c'est la fin de la sociologie. On n'entend pas. J'ai dit que Michel me comporte à mes convictions, mes idées, mes réflexions, que nous assistons de plus en plus à la fin de la sociologie au Maghreb, ou de la sociologie comparative, ou de la sociologie... et nous allons rentrer un peu dans un objet sociologique localisé, local. Et ça, tous les efforts qui ont été faits, j'ai l'impression qu'on recule. Et ça, on recule pourquoi? Parce que quand on prend les programmes gouvernementaux d'échange interuniversitaires, ce qui revient aux sciences sociales, c'est moins de 1% dans les projets. Donc il y a très peu de projets, et en sciences sociales, c'est le parent pauvre. L'Union européenne ne finance plus de programmes sur les sciences sociales ou en sociologie. Les gens qui s'intéressent à la région du Maghreb, je l'ai dit ce matin, j'ai l'impression qu'ils se raréfient de plus en plus. Il y a un problème de relève. Il y a très peu d'étudiants. Avant, on recevait des étudiants qui venaient travailler sur l'Algérie, sur la Tunisie, le Maroc, etc. De moins en moins d'étudiants ne s'intéressent à cette région. Donc, du coup, quel est le devenir d'une sociologie, d'une réflexion sociale dans les pays du Maghreb si il n'y a pas d'échange? Parce que, de mon point de vue, dans l'échange, il y a les problèmes de mise à niveau. C'est une problématique importante qu'il faut soulever dans ce type de débat. Mohamed, je l'ai dit ce matin, n'est qu'un prétexte. Il nous donne l'opportunité de réfléchir sérieusement sur nos sociétés. Et on ne peut plus réfléchir, parce que le débat qui a été animé dans les années 2000, c'était relancer la réflexion sur la région en sciences sociales. Le FSP est venu parce que la science sociale était en crise dans la région. La question, qu'est-ce qu'on pourrait faire dans l'avenir? Merci. D'accord. Une dernière question et puis vous pourrez répondre si besoin est.
c'est à l'autre bout. Oui, non, mais, Courage, c'est comme Olivier. ça, c'est le hasard des choses. Il faut lui prêter le micro. Oui, c'est juste une précision par rapport à Trabando que vous avez évoqué tout à l'heure. Donc j'ai entendu des gens qui ne savaient pas ce que ça voulait dire, monsieur par exemple. Donc en fait, Trabando, ça vient de contrebande. Voilà. Et on en retrouve encore du côté de du côté d'Oujda, Ahfir, un petit peu Saïdia, Berkane. Donc ce sont des villes qui sont vraiment au nord-est du Maroc, près de la frontière algérienne. Et il y a encore de la contrebande, notamment par rapport à l'essence. Voilà. Donc on voit de jeunes adolescents sur des mobylettes avec des jerrycans de part et d'autre. Voilà. Donc qui font la navette entre l'Algérie et le Maroc pour vendre de l'essence à moindre prix. Merci. Donc, si vous voulez à vous la parole, répondre. Oui. La pluridisciplinarité. Oui, la pluridisciplinarité. Enfin, j'ai pas vraiment de réponse à votre question, mais je pense que, bien évidemment, je veux dire, travailler de concert lorsqu'il s'agit de plusieurs disciplines, ça peut apporter, je dirais, une plus-value considérable. Et je pense qu'en Tunisie, en particulier, vous avez raison, il y avait une bonne tradition de psychologie sociale. Sauf que en psychologie sociale aussi, il faut faire la différence parce que les psychologues sociaux, soit ils viennent de la sociologie, soit ils viennent de la psychologie. Très souvent. Et ça ne donne pas les mêmes profils. Hein. Moi, je sais que la première génération des psychologues sociaux, entre guillemets, ou enfin, je sais comment on peut appeler ça, étaient beaucoup plus des sociologues qui sont allés vers la psychologie et qu'aujourd'hui, c'est exactement le contraire qui arrive. C'est-à-dire, d'ailleurs, même peut-être pour les sociologues, moi, ma génération, on avait dans les modules qu'on suivait un module de psychologie sociale. Aujourd'hui, il a disparu, il n'existe plus. Aujourd'hui, la plupart des psychologues sociaux viennent de la psychologie, ils vont un peu plus vers le collectif, entre guillemets, vers le sociologique. Et je crois qu'à Tunis, en particulier, c'est vrai, il y a pas mal de gens qui travaillent sur les représentations sociales, et qui ils se définissent comme psychologues sociaux essentiellement. Et d'ailleurs, même après la Révolution, il y a eu pas mal de travaux autour de ça aussi, c'est-à-dire sur l'opinion publique, sur des choses comme ça, qui sont des thématiques classiques de la psychologie sociale, qui ont pu fleurir après la Révolution. Mais j'ai moi aussi un commentaire sur l'exposé de Michel sur la recherche transnationale, etc. Je suis tout à fait d'accord avec toi et je pense que ce qu'on observe, par exemple pour la Tunisie aujourd'hui, le montre très bien. Il y a énormément de gens qui travaillent sur la Tunisie post-révolutionnaire, sur l'ANC, sur le Parlement, sur les élections, sur des Italiens, des Suisses, des Belges, des Espagnols, bien sûr des Français, etc. Alors ça, c'est une vérité et moi je crois à cela. Je crois que désormais on peut plus, le provincialisme ne paye pas, ne donne rien, ne peut que produire des choses médiocres. Mais en revanche, je pense qu'il est important de dire que ces doctorants, par exemple, qui débarquent à Tunis, qui sont hébergés par l'IRMC, etc., ont énormément de ressources supplémentaires par rapport aux Tunisiens, d'accord, et qui créent des situations de compétition complètement déloyales par rapport aux locaux. Ça, on le voit. C'est-à-dire qu'on a d'abord, bien sûr, des écarts de formation énormes. On a des problèmes de langue énormes pour les Tunisiens. Ces doctorants viennent avec des allocations de recherche qui dépassent le salaire d'un professeur d'université chez nous. Ils sont soutenus par des institutions. Ils ont accès à des fonds documentaires à distance. Ils ont tout pour être beaucoup plus performants que les collègues, que les pairs. Et ça, c'est vrai que ça crée des situations parfois un peu délicates. Moi, par exemple, je suis à l'IRMC. Nous avons un séminaire doctoral. Moi, je vois mes doctorants n'y vont pas parce qu'ils se sentent bloqués. Rien que par la question de la langue. Parce qu'ils se sentent bloqués, parce qu'ils voient vraiment l'écart qui les sépare exactement de jeunes doctorants, très souvent très 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 performants, qui sont doctorants qui ont déjà publié 5 ou 6 articles dans des revues à comité, parce que la compétition est tellement aussi forte ici que exactement ça, il y a beaucoup d'émulation qui créent, je dirais, des écarts énormes. Voilà. C'est pas pour, je ne fais que décrire une situation, c'est pas pour dénoncer cela. Hein. Mais je crois que l'avenir, c'est ça, c'est la transnationalisation de la recherche. On ne peut pas faire. Et le fait d'ailleurs de mettre en avant, je dirais, une sorte de légitimité d'autochtonie ne règle pas le problème du tout. Voilà. C'est pas parce qu'on est des Tunisiens qu'on peut faire. Sur la deuxième question, vous voulez répondre sur ce que... Ce n'est pas par rapport à la deuxième question, mais je voulais juste
dire un petit mot tout à l'heure. Donc, Michel il partage pas tout à fait l'idée de parler un petit peu de la sociologie algérienne. Mais ce que je voulais dire, ce n'est pas, je ne mets pas en question que la sociologie est universelle, mais plutôt je voulais parler des thématiques qui sont traitées. La société algérienne maintenant vit des transformations importantes. Il y a l'exode rural, il y a des métamorphoses économiques, tout ce qui s'ensuit. D'ailleurs, dans les années 2000, on a eu en Kabylie tout un mouvement qu'on appelait la Rouche, qui mérite d'être étudié. Comment subitement l'État a disparu devant une autre structure ancestrale qu'on appelle la Rouche, qui a substitué à l'État et qui a encadré toute une population de plus de 8 millions d'habitants pendant 6 mois, 7 mois où il y avait des événements. Donc ça mérite de voir finalement qu'on pensait que la société est passée à autre chose, que maintenant on parle d'un État et tout ce qui s'ensuit. Finalement, ces structures ancestrales existaient toujours et étaient capables de canaliser, de structurer de la société. Donc c'est des thématiques, et je pense que, comme j'ai dit tout à l'heure, que les thématiques malheureusement étudiées sont souvent liées un petit peu parce que la majorité soit ils ont fait leur formation en sociologie ici en France ou ailleurs, donc ils sont toujours un petit peu coincés dans ces thématiques de Bourdieu, des autres, enfin. Donc ce que je voulais dire, donc il y a un petit peu, à mon avis, un petit fossé entre les attentes de la société par rapport à ce qui se fait. Donc je pense qu'il y a eu... D'ailleurs, avec Madoui, on avait un projet. Je lui ai parlé un petit peu, par exemple, de la structure par exemple, mon L'Arche à moi, il y a 14 villages structurés. Je peux vous dire que nous avons la charte des 14 villages et chaque année, il y a une réunion des chefs de famille et chefs de villages qui se réunissent et pour même faire sortir une sorte de la charte, même qui guide même le mariage, ce que vous allez donner comme dot pour la mariée, tout ce qui s'ensuit. Et généralement, même quand il y a conflit, on ne peut y aller vers la justice une fois que nous avons épuisé ce que la structure sociale peut apporter comme solution à tout ce qui s'ensuit. Donc c'est des thèmes, à mon avis, qui sont importants, qui méritent d'être étudiés, qu'on mérite de pencher un petit peu sur ces questions. C'est ça que je voulais dire. Donc on avait un petit projet. Bon, je lui ai parlé, il voulait faire l'étude, mais malheureusement on n'avait pas le temps de le faire. Et moi-même, je ne suis pas sociologue, donc je ne pouvais pas m'aventurer. Et je ne connais pas dans mon entourage, du moins, les gens qui sont en mesure de le faire. Donc voilà ce que... Et pour les échanges, justement, Abdou avait raison tout à l'heure de dire qu'il n'y a pas ces échanges-là. C'est tout à fait normal que, comme j'ai expliqué tout à l'heure, la formation maintenant qui se fait en arabe, donc ce qui fait, il n'y a pas cette ouverture d'esprit vers d'autres documents et tout. De plus en plus, nos étudiants maîtrisent pas très bien les langues. Donc ce qui fait, on est un petit peu encloisonné. Donc ça pose un problème. Ce n'est qu'à travers ces échanges qu'on peut justement se développer. D'ailleurs, et pour parler un petit peu de l'apport justement de la diaspora pour aider au développement, Madoui m'a demandé d'organiser ensemble un colloque et c'est lui-même qui a écrit l'argumentaire. C'est lui qui m'a donné l'intitulé, c'est l'immigration hautement qualifiée, retour des compétences expatriées, enjeux, réalité. Il a écrit l'argumentaire et j'ai promis de le faire, on devait le faire au mois de décembre. Il y avait sa maladie puis son décès et le colloque il est maintenu pour le mois de mai, le 18 et le 19 mai à Bijaya, mais juste un petit changement dans l'intitulé pour des raisons que je ne vais pas expliquer. On l'a appelé immigration qualifiée et développement des pays d'origine, mais le reste, l'argumentaire, tout c'est lui qui a écrit. Je voulais être fidèle à ce qu'il a écrit, j'ai gardé tel qu'il est et j'ai promis de le faire et il y a l'engagement du président de l'université pour le faire et normalement on va se faire, Inch'Allah. Et ceux qui veulent venir, soit communiquer, soit participer, ils sont bienvenus. Okay.
Oui, c'est des débats très compliqués, donc il faut répondre. Alors, pour embrayer sur ce que tu disais, je vais juste donner une anecdote. J'étais hier dans une soutenance de HDR avec un ami qui est doyen de l'Université de Bruxelles et qui disait « Ouais, il y en a marre, on a 7 postes à l'université, au FNRS, qui est le CNRS belge. Sur les 7 postes, il y a 4 Hollandais qui ont des CV de 40 mètres de long, des Allemands et des Américains qui viennent candidater à Belgique. Nos candidats belges font pas le poids. » Voilà, donc je pense que je le dis comme ça, avec un peu d'humour, mais en même temps sérieusement, pour dire qu'on est toujours le dominé de quelqu'un aujourd'hui dans une mondialisation qui touche autant la recherche que ce qu'elle touche d'autres domaines. Et ce que tu décris, c'est des effets de mondialisation. Alors, il se trouve que dans nos zones, mondialisation recoupe des vieilles adhérences coloniales et qui fait que c'est pas toujours simple de se dépêtrer de ça. Mais la recherche et les sciences sociales se mondialisent. Je veux dire, moi, j'enseigne à l'école des hautes études. J'ai 50% de mes étudiants qui sont italiens, turcs, bon, très peu de maghrébins, je le regrette beaucoup. Mais voilà, donc il y a cette mondialisation. Autre chose que j'ai essayé de dire, peut-être je l'ai dit de façon maladroite, je m'en excuse, mais je pense encore une fois que nos objets se transnationalisent eux-mêmes et que pour être en phase avec ce terrain, puisque c'est lui qui nous porte, il faut que nous aussi nous transnationalisons. Il y a quelque chose qui est un ennemi commun aujourd'hui qui s'appelle le nationalisme méthodologique et donc il ne faut pas penser que ce qui se passe en France ne s'explique que par une sociologie sur le territoire français et pareil pour l'Algérie, etc. Donc il y a une transnationalisation des objets qui est, je pense, ce qui est aujourd'hui le vif de ce qui se passe dans nos régions. Et ça, il faut que nous transnationalisons aussi les choses. La dernière chose que je voulais dire par rapport à Abdou, je m'excuse, je ne parle pas en sociologue, mais moi j'ai l'impression qu'il y a une crise très profonde de la sociologie aujourd'hui. Les enseignements de sociologie s'étiolent. Je vais le dire là aussi avec un peu d'humour. Il y a de moins en moins de gens qui sont formés comme sociologues et il y a de plus en plus de gens qui font de la sociologie. Donc il faut chercher l'erreur. Et je veux dire, quelque part, il y a une erreur. Il y a de plus en plus de gens qui font de la sociologie, qui viennent de Sciences Po, etc. Je veux dire, les 8 derniers recrutements CNRS en section 36 sont tous des gens qui ont fait Sciences Po et Normal Sup. Je le dis très concrètement, c'est une économie de la recherche. Donc il y a de plus en plus de gens qui sont sociologues, qui font de la sociologie. Et quand on va dans les universités, il y en a de moins en moins qui se forment. Donc il y a là un hiatus qui est une crise, qu'elle soit épistémologique, méthodologique, institutionnelle ou politique, mais il y a une crise de la discipline. Et je pense que je crois qu'en France, on ne la regarde pas encore avec assez d'acuité. Je me tourne vers Michel Lallemand, mais je pense qu'on ne regarde pas encore avec assez d'acuité ce qui est en train de se passer du côté de la sociologie. On a des grands maîtres. Moi, je me souviens, c'est aussi une anecdote, j'avais fait venir Alain Touraine au Maroc. Les Marocains étaient très contents. En Touraine, il y avait 400 personnes, un amphi comme ça, qui vibraient d'émotion tellement Touraine, c'était important pour eux. Pas pour moi, je tiens à le dire, mais bon, c'est autre chose. On a le droit d'avoir ses amis quand même. Bon. Et Touraine nous a fait une déclaration, mais sidérante. Moi, j'étais sidéré. Touraine a dit, la sociologie, j'essaye de le dire presque mot à mot, la sociologie, c'était la science du fordisme. La société fordiste est morte, la sociologie doit mourir. Il disait ça devant 400 Marocains qui étaient en train de découvrir la sociologie, qui avaient un appétit de savoir formidable. Il les a frustrés, le mec. Mais c'est incroyable. Je veux dire, il les a mis dans un état de frustration totale. Et toutes les questions, c'était de dire « Non, non, mais c'est pas possible que vous disiez ça, etc. » Et il s'est accroché à son idée. Ceci dit, je pense qu'il a peut-être pas complètement tort et qu'en tout cas, il faudrait regarder avec un peu plus de lucidité le fait qu'il y a quelque chose aujourd'hui dans la sociologie qui est une transformation qui ne se fait pas et qu'il y a quelque chose qui est en train de mourir dans cette discipline. Voilà. Mais bon. Alors on va peut-être arrêter là pour laisser la place aux autres tables rondes. Résistons. Merci beaucoup à tous les quatre pour cette table ronde très, très intéressante. On a une petite pause café là, qui nous attend à l'extérieur. Donc si on ne veut pas se retarder trop sur le programme de l'après-midi, peut-être on prend juste 5-10 minutes maximum sur cette petite pause café, s'il vous plaît. Bien, on va reprendre, si vous voulez bien. On va reprendre.
vous êtes décalée comme présidente, vous n'êtes pas au centre des choses. C'est une présidente discrète alors. Un garçon au milieu. Ah voilà, ben oui, forcément, toujours au milieu bon. Donc votre rattachement, c'est pas simplement Hommes et Migration, vous êtes aussi à la Cité de... Je suis responsable des éditions, du département édition. Du Musée national de l'histoire de l'immigration. Bien, alors on va avancer sur la dernière table ronde de l'après-midi, donc qui a pour thématique vieillissement des migrants et accès aux droits, qui est une des thématiques les plus récentes sur lesquelles Mohamed Madoui avait entamé un travail. Donc c'est Marie Poinceau qui est responsable des éditions au Musée national de l'immigration qui nous a fait le plaisir de bien vouloir animer cette table ronde. Je vous laisse peut-être présenter les autres intervenants. Merci. Bonjour, je suis extrêmement touchée de venir animer cette dernière table ronde en hommage à Mohamed Madoui. Je voudrais peut-être rappeler dans quelles circonstances j'ai été amenée à le rencontrer parce que je pense que ça permet aussi de comprendre un des états d'esprit qu'il avait dans la conduction de ses travaux de recherche. Je pense que Mohamed est venu à la Cité nationale de l'histoire de l'immigration dès lors que cette cité a ouvert ses portes en 2007. Et il est venu nous voir en nous expliquant qu'il souhaitait qu'au CNAM, les problématiques migratoires soient davantage prises en compte dans les enseignements et peut-être dans les recherches. Et on a tout de suite considéré qu'on pouvait avoir une collaboration tout à fait intéressante et équilibrée, dans la mesure où notamment son travail au LIS lui permettait de rassembler des travaux de recherche sur les phénomènes migratoires que la revue pouvait publier sous forme de synthèse d'articles comme nous le faisons habituellement, mais qu'il pouvait de nouveau être restitué, présenté aux étudiants, notamment des masters pro et recherche, avec à chaque fois d'étonnants, des interventions dans la salle tout à fait passionnantes, qui sont, à mon avis, le fruit d'une expérience professionnelle qui amène ces professionnels à réfléchir sur leur pratique et sur leur rapport à l'autre, et également l'idée de finalement faire passer des savoirs produits par la recherche dans les pratiques professionnelles pour identifier de nouveaux questionnements qui soient mobilisés par les travaux de recherche comme un peu un cercle d'énergie qui perdure. Et donc, nous avons ensemble travaillé sur 3 dossiers de la revue Hommes et Migration qui sont pour nous, pour la revue Hommes et Migration, une incroyable chance de renouer avec ce qu'on appelle le milieu social, le milieu du terrain, des acteurs professionnels, agents de service public, bénévoles et professionnels des associations. Il faut dire que cette revue est née dans ce milieu-là. Depuis 2007, elle est éditée par le Musée national de l'histoire de l'immigration. Un des risques, c'est qu'elle se coupe du terrain en étant protégée, mais aussi un peu cloisonnée dans une institution patrimoniale, culturelle et artistique. Et donc je pense que Mohamed Madoui se sentait assez proche de l'identité et de la ligne éditoriale de la revue. Ensemble, donc, nous avons fait paraître trois numéros en 2007 avec toujours une collaboration en duo très complémentaire, Mohamed Madoui travaillant avec Marcel Gégère. Ils ont sorti donc Nouvelle figure de l'immigration en France et en Méditerranée qui interrogeait ces nouveaux profils de migration, de nouvelles circulations entre le Maghreb et l'Europe. En 2011, nous avons publié un numéro qui s'intitulait « Travailleurs sociaux et migration », qui était de nouveau une façon de comprendre comment l'action sociale prend en compte les phénomènes migratoires à plusieurs niveaux, à la fois en tant que public, des publics qui se diversifient et dont les principes, les codes, les usages sociaux bougent, évoluent, enfin changent par rapport à des publics plus traditionnels, mais aussi au sein des équipes
équipes, l'université introduite dans les équipes de travail social, et interroger beaucoup des questions de discrimination qui sont assez fortes et qu'on n'a pas toujours le courage d'identifier, puisqu'on imagine que le travail social, c'est essentiellement un travail fondé sur l'égalité de traitement, le respect de la personne, des principes de solidarité. Et puis ce numéro, donc, qui est paru en 2015, début 2015, pardon, qui s'appelait Le troisième âge des migrants, et que donc nous allons vous proposer, on va vous proposer des petits extraits à travers deux auteurs qui ont accepté de venir parler de leurs travaux et de la publication qu'ils ont faite dans ce numéro. Mais avant ça, je voulais vous proposer d'entendre Bergamote Fernandez, qui est chargée de mission à la ville de Saint-Denis et qui a participé avec Mohamed à un projet intitulé Atelier de l'accès aux droits fondamentaux, qui avait remporté un prix d'innovation publique en 2013. Donc on va partir du très concret de cette expérience. Et puis ensuite, Emmanuel Jovelin, que je présenterai rapidement, et Fatima Mezouche prendront la parole pour exposer les contenus de leurs articles. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je remercie Aïssa Kadri de m'avoir proposé de dire quelques mots en hommage à Mohamed. C'est très émouvant pour moi d'être ici cet après-midi. Mohamed, qui fut mon professeur il y a 10 ans de cela, qui était également mon directeur de thèse ces dernières années, mais aussi et surtout qui était un compagnon d'ouvrage à la ville de Saint-Denis, où je travaille en tant que chargée de mission à la citoyenneté. À propos de Saint-Denis, Mohamed me disait quel beau laboratoire tu as là. Et je lui répondais oui, quelle belle terre d'innovation. Et effectivement, nous avons. Nous rendrons hommage aujourd'hui à l'homme discret et d'une bienveillance rare, aux chercheurs convaincus que les hommes peuvent cheminer ensemble vers une société plus douce, et ce sont ces mots, aux professeurs disponibles et toujours à l'écoute. Mais il faut saluer aussi l'artisan de terrain qu'il était et qui a contribué justement à la mise en place des ateliers d'accès aux droits fondamentaux de la ville de Saint-Denis. Quand j'ai fait part de ce projet à Mohamed en 2012, il n'a pas hésité un seul instant à s'engager dans cette aventure pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il avait résidé à Saint-Denis et était très très attaché à cette ville, parce qu'il était généreux et avait le souci de partager son savoir, et enfin parce qu'il était soucieux de mener un débat apaisé autour du phénomène migratoire. Les ateliers d'accès aux droits fondamentaux sont le fruit d'une très belle coopération entre la ville de Saint-Denis, le CNAM, la CIMA d'Île-de-France et France Terre d'Asile. Ils ont été créés en vue de développer une réflexion objective et une culture territoriale commune autour des questions migratoires. Ils permettent en effet de fournir aux acteurs de terrain des outils conceptuels et juridiques communs, notamment par l'articulation entre la sociologie des migrations et le droit des étrangers en France. Ces ateliers réunissent 2 fois par an des acteurs très différents de l'action publique, des intervenants associatifs, des élus, des habitants, des acteurs institutionnels. Et durant ces espaces-temps, nous formons ensemble aux aspects sociologiques et juridiques d'une thématique migratoire, par exemple les guichets de l'immigration, le travail des étrangers en France ou encore le regroupement familial. Ils sont l'occasion de nous remémorer les droits protégés par les textes internationaux et qui font écho entre hier et aujourd'hui. Je pense notamment à la liberté de circulation, au droit d'asile, au droit au respect de la vie privée et familiale, à la liberté de conscience. Ils sont aussi l'occasion de rappeler que l'accès à un statut juridique en France, matérialisé par le titre de séjour, est la condition nécessaire de l'accès aux droits sociaux.
Sans cela, nous savons que le travail d'inclusion sociale devient complexe pour les intervenants de terrain. C'est pourquoi Mohamed, qui était très attaché au croisement des regards entre chercheurs et praticiens, a été d'un grand soutien depuis la création des ateliers et jusqu'à ce que la maladie s'impose. Sans son engagement, les ateliers de l'accès aux droits fondamentaux n'auraient pas vu le jour. Ils n'auraient pas non plus été récompensés, comme l'a dit Marie, en 2013 par un territoriat d'or dans la catégorie citoyenneté. C'est un trophée donc décerné par l'Observatoire national de l'innovation publique. Et c'était une très belle victoire, une victoire inouïe pour Mohamed et moi, qui étions deux enfants de l'immigration. Aujourd'hui, c'est sous le regard bienveillant de Patrick Vassallo, élu de Saint-Denis et l'un des piliers des ateliers. C'est aussi sous le regard bienveillant donc d'Aïssa Kadri, qui a pris le relais dans cette aventure des ateliers d'accès aux droits fondamentaux, que je dédie à Mohamed et au nom de la ville de Saint-Denis, le territoriat d'or des ateliers d'accès aux droits fondamentaux. Merci à lui et je salue aussi au passage tous les étudiants et les anciens étudiants de Mohamed qui sont les héritiers de son regard sur le monde. Merci. Mohamed Mouadioui était rentré au comité de rédaction de la revue en 2010 et il a été vraiment un des défenseurs acharnés des thèmes liés aux problématiques sociales, cette question de l'accès aux droits, cette question de l'accompagnement des personnes, la lutte contre les discriminations. C'était vraiment des questions qu'il souhaitait qu'on traite de façon insistante. C'était un membre extrêmement actif et volontariste dans la lecture des articles, dans l'aide à la redéfinition ou la révision des articles. C'est vraiment un collaborateur extrêmement méticuleux et attentif et il va beaucoup nous manquer dans notre petite communauté de fabrication de cette revue. Alors malheureusement il n'est plus là, mais j'espère que la convention que le Musée national d'histoire de l'immigration avait signée à l'époque sous son impulsion avec le CNAM va pouvoir rebondir, se développer, se déployer pour qu'effectivement les collaborations, peut-être même dans d'autres domaines que celui de l'édition, puissent se faire. Nous avons beaucoup de ressources au musée à proposer, notamment aux étudiants qui suivent les enseignements ici, aux chercheurs également. Et peut-être pourrons-nous avoir un jour l'idée de faire des ouvrages état des savoirs, des expositions, déployer différentes ressources pour favoriser cette diffusion des savoirs vers des audiences de plus en plus larges. Le dernier numéro de la revue posait une question simple. Les migrants vieillissent-ils comme tout le monde? Mais quand on pose ce genre de questions, finalement, on s'aperçoit qu'il y a toute une réalité très peu connue en France parce que les recherches ont démarré il y a à peine 40 ans sur le phénomène des vieillissements des migrants, qui nous viennent à l'esprit, bien sûr en termes de conditions de vie, de dépendance familiale, sociale et sanitaire, des questions de précarité de logement, de soins, de dispositifs publics pour la prise en charge des personnes, et puis malheureusement aussi des fins de vie, des situations d'isolement, ou non, une grande diversité dans la compréhension du décès par la famille, par l'entourage, par le service public, et puis une diversité de rites funéraires. Et donc, c'est toutes ces thématiques-là que le dossier a souhaité traiter. Et dans une première partie, donc, nous avons essayé de voir quelles étaient les formes de prise en compte des migrants âgés dans l'accompagnement social et sanitaire. Et donc Emmanuel Jovelin, qui est sociologue et professeur des universités à l'Université de Lorraine, nous a proposé un article où il interrogeait finalement cette énigme du non-recours aux droits sociaux et aux soins des migrants âgés. Emmanuel, je vous laisse la parole. Merci Marie. Donc avant
de vous proposer l'article que Mohamed m'avait demandé donc, dans la revue Hommes et Migration. Je vais revenir 3 minutes sur ma rencontre avec lui, puisque c'est surtout ça aussi qui nous réunit, pardon. Moi, la première fois que j'avais rencontré Mohamed, je ne me rappelle plus, mais ça date. D'abord, il y a des choses qui nous initiaient tous les deux, c'était nos travaux communs, hein, notamment la sociologie de l'immigration, hein, donc la jeunesse et puis les vieux immigrés et les questions de discrimination. Et quand je l'ai rencontré, il m'a dit, tu sais, ça faisait un bout de temps que je voulais te rencontrer parce que j'aime bien ce que tu fais et tu sais que ma femme est travailleuse sociale. Donc il m'avait dit ça, je dis ah bon, d'accord, oui, parce qu'il a lu ton bouquin sur les travailleurs sociaux d'origine étrangère. Je dis ah bon, c'est très bien. Donc il faut qu'on collabore ensemble. Donc ça revient à ce que disait tout à l'heure Michel ce matin, par rapport à ces soucis, à chaque fois donc d'aller à la rencontre de l'autre et en même temps aussi d'étendre donc les réseaux. Ça, c'est les premiers points. Ensuite, je dirais le deuxième point de rencontre, c'est la revue Hommes et Migration, parce que j'ai publié des articles, je crois, dans des revues qu'il dirigeait, un article sur les jeunes issus de l'immigration confrontés à la discrimination, et puis après, donc, celui-ci récemment sur l'accompagnement social et sanitaire. Troisième rencontre, j'avais, je ne sais pas si c'est les malheurs ou les bonheurs, je dirais plutôt les bonheurs, des candidats à la chaire du travail social. Alors, lorsqu'on candidate à la chaire du travail social ici, c'est pire que les élections. Donc, quand tu as fini, tu es complètement usé parce que tu es obligé de voir tout le monde. Et donc, je demandais à Mohamed, qui me guidait un tout petit peu dans cette grande maison qui n'est pas facile, qui je devais rencontrer, comment, et tout ça. Donc, si tu rencontres tout le monde, hein, même les nouvelles technologies et tout ça, tu arrives là-bas, il te dit, ben, le travail social, ben, je ne connais pas, mais ça doit être difficile pour vous. Hein. Et là, tu dis, je suis plus travailleur social, mais bon, non, mais c'est quand même difficile, voilà. Donc, Mohamed était là comme guide par rapport donc à ma candidature. Et puis après, donc, un dernier élément par rapport les troisième élément, c'est lors de son passage, lorsqu'il a passé son HDR. Hein, donc, parce qu'on était un peu dans la même galère, je dirais, parce que moi, je passais aussi en même temps, j'étais en train de travailler sur mon HDR. Il a soutenu, je crois, 8 mois avant moi, quelque chose comme ça. Et donc, il m'a passé, juste après sa soutenance, il m'a passé donc son HDR. Et lorsqu'on regarde sa trajectoire, hein, donc notamment dans l'introduction donc de son HDR, c'est-à-dire il raconte sa vie hein, avec pudeur, et on voit aussi ces soucis qu'il avait effectivement de la réussite, comme le disait encore Michel ce matin, parce que c'est-à-dire vraiment, et moi j'ai pris son introduction comme modèle pour faire les miens. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on voit un peu cette question des parcours parallèles par rapport à où j'explique aussi, moi, mon arrivée à l'âge de 17 ans, comment est-ce que finalement j'ai cheminé jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez, donc, et c'est ça, donc, voilà un peu Mohamed. Et puis, dernier élément, Marcel Jagère et moi-même, nous avons coordonné donc un dernier numéro de la revue de CEDIAS, Vie sociale, sur les parcours de vie des immigrés âgés. Et donc, je l'avais appelé. Et je lui ai demandé s'il voulait contribuer, et donc il a contribué donc à un article sur les vieillissements des migrants à l'épreuve des sciences sociales. Donc c'est un peu la poursuite de l'article qu'il a rédigé donc dans la revue Hommes et Migration autour de cette question, comment est-ce que finalement les sciences sociales se sont saisies de cette question donc des migrations, des personnes âgées migrées. Alors, et donc, Mohamed, donc, dans cet article, et puis je poursuivrai après par rapport à l'accompagnement social assez rapidement, il disait donc les passages à la retraite, donc pour répondre pas à la question qui était posée, les migrants vieillissent-ils de la même manière que les autres, notamment les migrants âgés. Donc, il disait, les passages à la retraite des immigrés est toujours un moment difficile, car le travail a toujours structuré leur projet migratoire et leur vie en France. La vieillesse leur est tombée dessus à l'improviste. Ils vont chez le médecin et disent « je suis malade ». Je suis malade de la retraite. Ils vivent cette période de leur vie comme une maladie. L'immigré à la retraite se sent partout étranger. Il n'est plus de nulle part, puisque les passages à la retraite lui ont fait perdre sa raison d'exister en France, le travail. Et que l'exil de plusieurs décennies lui a fait perdre ses repères en terre natale. Solitaire, il tente de continuer autant que possible l'existence qu'il a menée jusqu'alors. Il se réfugie dans les mondes qu'il connaît, qui a été les siens, pendant de nombreuses années, mais dans lesquelles il ne trouve plus naturellement
sa place. Donc voilà un peu donc, quelques phrases de son dernier article. Et donc, nous avons... j'avais répondu à un appel à projet au ministère de l'Intérieur sur l'accompagnement des personnes âgées immigrées. Et donc, pendant 4 ans, j'ai donc dirigé un travail, je dirais, de recherche-action sur l'accompagnement des personnes âgées immigrées auprès des professionnels, travailleurs sociaux et puis des professionnels médico-sociaux aussi, travaillant donc auprès des personnes âgées immigrées. Alors, globalement, qu'est-ce qui est sorti donc des... Alors, lorsque Mohamed m'a demandé l'article, on n'avait pas encore fini. Hein. Je lui avais dit, écoute, je n'ai pas fini, mais fais quand même ce que tu as. On verra après. Donc voilà, donc c'est l'article qui est sorti donc dans la revue Immigration. Et donc, nous avons, durant cette période, formé et en même temps aussi fait des focus group, à peu près avec 700 travailleurs sociaux, plus de 1000 étudiants, hein, pratiquement dans toute la France. D'abord, on a commencé par les Nord-Pas-de-Calais, la Lorraine. Ensuite, nous avons étendu vers les Sud pendant les 2 dernières années. Alors, globalement, il est ressorti donc que les professionnels essayaient de répondre à la précarité des situations. Hein, donc, c'est-à-dire face à des situations jugées complexes et précaires, comme en témoignent d'ailleurs les rapports de la mission parlementaire, beaucoup d'entre eux connaissent des conditions sociales fragiles. Et donc, des personnes qui sont venues soutenir l'expansion économique de la France pendant les 30 Glorieuses, qui ont répondu aux besoins de main-d'œuvre dans le secteur du bâtiment, des services et de l'industrie, qui connaissent une pension de retraite inférieure à la moyenne, une intégration imparfaite à la société, un mal logement manifeste, une santé fragile et un accès aux soins défaillant. Et donc, face à toutes ces situations, les professionnels chargés donc de leur accompagnement se sentent démunis, hein, et donc se disent parfois impuissants. Et des ressentis donc qui s'expliquent en partie par la précarité de certaines situations, mais aussi et surtout par l'interrelation des difficultés rencontrées et repérées. Et donc, l'association donc de toutes ces difficultés liées aussi à la vieillesse et au parcours migratoire révèle aussi en même temps les difficultés de la spécialisation des dispositifs et des champs de compétences. Ensuite, un deuxième élément, c'était les professionnels essayent de déjouer les difficultés d'accès et de non-recours aux droits. Et donc, par rapport donc à cette question des difficultés d'accès et de non-recours aux droits, un certain nombre de facteurs principaux donc sont ressortis des discussions et des entretiens avec les professionnels qui parlent donc des parcours du combattant par rapport à ces publics. Et donc, ils ont souligné la complexité des systèmes de protection sociale français et aussi les difficultés des démarches nécessaires à l'ouverture et au maintien des droits par rapport à ces publics. Et donc, ils ont expliqué aussi qu'il faut qu'il y ait une attention particulière qui doit être portée à l'information sur l'accès aux droits et aussi aux renseignements sur le fonctionnement du système de protection sociale. Ils ont souligné aussi la large appréciation qui est laissée aux agents des guichets administratifs dans l'évaluation des critères qui ouvrent le droit au bénéfice des prestations sociales. Et donc, la question de l'absence d'information est beaucoup ressortie par rapport donc à ces professionnels. Un autre élément, c'est les manques de confiance et les déficits de support. Et donc, en fait, les intervenants ont constaté ce que nous avons appelé une posture d'humilité, hein, une posture d'humilité par rapport aux personnes âgées migrées qui, malgré les longues années de présence en France, ne se sentent pas chez eux, hein, ou ils ont peur de gêner, ils n'osent pas demander. Et donc, c'est-à-dire que nous avons un public qui a dû développer aussi une méfiance vis-à-vis des administrations. Et donc, ensuite, un autre élément, par rapport aux professionnels, ils essayent de déjouer les difficultés de non-recours aux soins et à l'aide au domicile. C'est-à-dire que, hormis les non-recours aux droits sociaux, les professionnels témoignent des situations de non-recours aux soins de santé et aux aides permettant donc de pallier la perte d'autonomie.
les causes avancées sont en partie les mêmes que celles identifiées concernant donc les recours au droit. Manque d'information, attitude à nos demandes, mais les professionnels rencontrent aussi des situations de renoncement, des renoncements aux soins pour raisons financières, comme dans les cas des personnes les plus démunies ou de celles qui veillent à économiser leur argent pour essayer donc de l'envoyer au pays. Certains professionnels ont émis aussi l'hypothèse de l'influence du facteur culturel, notamment pour l'entrée donc dans les maisons de retraite. Un autre élément donc, qui est ressorti, pour terminer, c'est la question de l'interculturalité. Donc, c'est-à-dire au niveau de l'accompagnement social, les professionnels ont d'énormes difficultés, enfin certaines difficultés par rapport donc à ces publics, et donc nous sommes dans un secteur où l'approche intra-ethnique est beaucoup pratiquée. Mais en même temps, par rapport à cette approche intra-ethnique, nous sommes, en fait, nous avons, parce que pour certains professionnels partaient du principe que le fait qu'ils soient ou qu'elles soient d'origine étrangère et de prendre en charge, d'accompagner des personnes d'origine étrangère, que les choses étaient faites, sans penser à un moment donné la distance critique et nécessaire qui doit se poser entre eux et les personnes qu'ils accompagnaient. Et donc voilà un peu donc globalement les différents éléments donc qui sont ressortis par rapport à tout cela. Donc en conclusion, donc nous avons abordé un élément que nous avons appelé en fait c'est-à-dire développer l'éthique de l'altérité face à ces personnes âgées migrées. Donc une éthique donc qui permet donc d'ouvrir au dialogue avec les personnes donc âgées immigrées. La première consiste à comprendre la position de la personne, de la questionner pour mieux la comprendre et d'intégrer ses préoccupations. Et cette attitude constitue donc un premier pas vers une relation d'aide ou de soins permettant de considérer la personne en tant que sujet. Ensuite, il y a un deuxième élément par rapport à cette éthique de l'altérité, d'expliquer la position du professionnel pour resituer son statut et ses missions. Dans ces cas, on peut mettre en avant les statuts des soignants plutôt que celui d'hommes ou des femmes, et aussi expliciter les missions d'accompagnement social des patients, quel que soit son sexe. Troisième étape, c'est l'étape des négociations, qui consiste donc à autoriser l'ouverture au compromis en fonction des contraintes de l'environnement. La négociation implique la recherche d'un accord fondé sur la compatibilité des intérêts de l'usager et du professionnel. Et donc, il s'agit d'œuvrer à la reconnaissance de l'autre, tout en respectant les contextes de l'intervention sociale et soignante. Voilà, merci. Fatima Mezouche, vous êtes sociologue et chercheur CNRS au laboratoire Pacte à l'Université de Grenoble. Et vous aviez proposé de vous interroger sur le choix du rituel d'inhumation des Maghrébins en France, qui ont séjourné en France, en montrant qu'effectivement ce choix ne va pas de soi, qui cristallise de profondes angoisses. Et donc vous souhaitiez également, à travers cette intervention aujourd'hui, nous parler d'exemples d'actions qui ont été proposées suite à la mission parlementaire qui portait sur la question du vieillissement des migrants et pour nous montrer un peu quels ont été les résultats de ces actions. Je vous laisse la parole. Rebonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs de ce colloque pour m'avoir associé à cet hommage. Merci beaucoup. Donc, comme on l'a dit depuis ce matin, souvent, Mohamed Madoui s'intéressait à l'accès aux droits des personnes âgées immigrées. La situation des Chibani le préoccupait fortement, comme le disait tout à l'heure Monsieur Boukhrif. Alors, lors d'un échange avec Mohamed, nous avions évoqué les travaux de la mission parlementaire et nous en étions restés aux préconisations qu'avait formulées cette mission parlementaire dans son rapport pour améliorer les conditions de vie des immigrés âgés.
mais Mohamed n'a pas eu le temps de voir se concrétiser certaines de ses préconisations. Et donc, je profite de ce moment, de cet hommage, pour vous en livrer quelques exemples. Alors, juste quelques mots peut-être pour poser le contexte de cette mission parlementaire. Fin 2012, sous la pulsion du président de l'Assemblée nationale, a été créée une mission d'information sur la situation des personnes âgées immigrées. Alors, en réalité, cette mission d'information faisait suite à un colloque national qui avait été porté par une administration centrale du ministère de l'Intérieur, où j'étais chargée de mission sur la question des immigrés âgés. Et cette mission parlementaire a fait un gros travail, un travail important, un travail d'envergure, puisqu'elle a auditionné plusieurs associations, des chercheurs, des politiques. Elle s'est rendue également dans les pays d'origine des immigrés âgés, donc en Algérie, au Maroc, et elle a élaboré un rapport intitulé « Une vieillesse digne pour les personnes âgées immigrées, un défi à relever d'urgence ». Et dans ce rapport, 82 propositions. Donc toutes n'ont pas été suivies d'effet à ce jour, mais il y a eu quelques avancées. Mais avant de vous en citer quelques-unes, Marie, si vous le permettez, je voudrais juste revenir un petit peu sur les difficultés qui ont été pointées par la mission parlementaire par rapport à la situation des personnes âgées immigrées. Donc, comme l'a dit Emmanuel Jovelin, des difficultés par rapport à l'accès aux droits, du fait notamment d'une mauvaise maîtrise ou d'une non-maîtrise de la langue française, du fait de la complexité de nos dispositifs et de nos services de droit commun, du fait plus généralement de leur parcours migratoire, du fait également d'une législation sur l'immigration et l'intégration qui est mouvante, et aussi un fait qui est ma foi méconnu, ce sont les entraves administratives. Alors cela a été pointé par la mission parlementaire avec une remontée du terrain par les associations. Alors qu'est-ce que c'est que ces entraves administratives? Certaines personnes âgées immigrées qui résident notamment, principalement dans les foyers travailleurs migrants et les résidences sociales ont reçu un avis d'apposition sur lequel était cochée par défaut la case célibataire. Or, ces hommes sont mariés, leur femme est restée dans le pays d'origine, mais eux sont mariés et on ne leur reconnaissait pas ce statut d'homme marié. Donc du coup, le fait que cette case célibataire soit cochée, eh bien, ça avait de fortes répercussions sur certains droits, sur certaines prestations sociales. Alors, pour en revenir donc aux avancées de la mission parlementaire et de son rapport, donc 82 propositions, et parmi elles, quelques-unes qui auraient fortement intéressé Mohamed Madoui. La première avancée, c'est l'attribution d'une carte de résident permanent. Les personnes âgées immigrées, en général, pour la majorité d'entre elles en tout cas, ont... Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la question du vieillissement des personnes issues de l'immigration? Moi, j'en aurais peut-être juste une, parce que moi, j'ai eu personnellement l'occasion de travailler sur l'accès aux soins des personnes âgées en perte d'autonomie en Allemagne, dans une ville où j'ai eu l'occasion d'assister, de recueillir l'existence de toute une panoplie d'actions publiques spécifiques qui avaient pour vocation précisément de faciliter cet accès aux soins des personnes âgées issues de l'immigration. Alors, la communauté immigrée en Allemagne, c'est plutôt la communauté turque, avec souvent une distance linguistique qui est encore plus forte, enfin, entre ces turcophones qui sont arrivés, pareil, dans les années 50, 60. Enfin, c'est surtout en Allemagne à la construction du mur de Berlin, c'est-à-dire au début des années 60, que l'immigration en provenance de Turquie a été vraiment importante. Et donc, il y a des réponses de l'action publique qui sont prises par des acteurs locaux. C'est pour ça que l'expérience de Saint-Denis m'intéressait spécifiquement, parce que c'est souvent aussi par des initiatives locales, par des mobilisations d'associations et avec le soutien
de collectivités locales que des modèles intéressants voient le jour. Donc moi, en tout cas, j'avais été très intéressé par ce que j'ai vu en Allemagne, et j'aurais voulu savoir un peu concrètement aussi, d'une certaine façon, enfin, je sais pas, dans le cas de Saint-Denis ou dans d'autres, quel type de dispositifs au fond sont mis en œuvre, qui soient des dispositifs tout à fait concrets, quoi. Alors, donc sur Saint-Denis, alors les dispositifs concrets, moi je dirais qu'avec Mohamed, on s'est beaucoup questionné justement sur la question des ateliers d'accès aux droits fondamentaux. Ils s'adressent à qui? Oui, et c'est quoi les ateliers en fait? Alors les ateliers, ce sont des espaces-temps où on se forme. C'est-à-dire que l'idée, c'était vraiment de se former au concept en sociologie des migrations. On a aussi un peu de philosophie politique, par exemple sur le droit de visite et le droit de résidence, qui sont des questions très actuelles, et de l'articuler avec vraiment des outils très juridiques, avec des juristes. Donc tous ces outils, en fait, on s'est aperçu sur la ville. On est parti de quoi? On a constaté qu'il y avait vraiment une information très parcellaire en termes de droits des étrangers et en termes de concepts de recherche. C'est-à-dire que chaque groupe, les associations ou les professionnels ou les intervenants, les professionnels sociaux ou professionnels de santé, avaient un bout d'informations sur ces questions-là, et que finalement il n'y avait pas de lien de cohérence. Voilà. Donc l'idée, c'était vraiment de, on va dire, uniformiser le savoir en matière sur ces questions-là, puisque chacun avait un peu son opinion, opinion commune, et de rétablir un petit peu finalement un peu d'homogénéité dans ces questions. Donc c'était vraiment ça le constat de départ. C'était l'information parcellaire en matière de droit et en matière de recherche. D'où l'idée, effectivement, de créer une culture territoriale commune. Et de manière, effectivement, à partir du moment où on a une culture territoriale commune, on a aussi une cohérence dans l'action et dans l'intervention publique, que ce soit au niveau du terrain des professionnels sociaux, en passant par les associations, en passant aussi par les élus qui ont aussi une marge d'intervention sur ces questions-là. C'est aussi comment, en termes d'intervention politique, on se positionne et à quel moment on intervient de manière à avoir une intervention opportune dans ce parcours-là d'accès au séjour en particulier. Voilà, c'était ça le constat de départ, effectivement. Je dirais pas conclure, mais de mettre des points de suspension pour continuer les travaux et les débats. En tous les cas, je dirais merci à Mohamed de nous avoir réunis ici, et à partir donc à la fois de ses travaux, de sa mémoire, de pouvoir débroussailler des pistes de recherche pour le futur et de continuer à échanger entre nous, à travailler ensemble. Alors, merci à vous toutes et tous pour votre patience, surtout, votre écoute, vos témoignages, vos interventions remarquables qui ont à la fois conjugué, disons, analyse, témoignage, information sur l'histoire des sciences sociales, l'histoire du Maghreb, des rapports France-Algérie, France-Maghreb, de développer des analyses pointues sur des objets personnels sur lesquels vous avez particuliers, sur lesquels vous avez travaillé, qui ont conjugué aussi et qui sont développés avec émotion, amitié, convivialité. Merci beaucoup. Alors, c'est un colloque extrêmement riche, une réunion très riche, stimulante, qui ouvre à ne pas douter
des pistes nouvelles, des opportunités de nouvelles recherches, de nouveaux travaux, de nouveaux contacts et surtout de nouveaux échanges pour le futur. Je remercie vraiment le CNAM et toute son équipe, l'administrateur qui a été vraiment toujours là, et notamment avec, j'allais dire en gros, les dominés, puisqu'on a fait ici, dans cet amphithéâtre, un grand colloque sur les réfugiés politiques, les exilés, il y a l'été dernier, qui a été aussi un acte de solidarité extrêmement important et qui aujourd'hui aussi nous offre l'opportunité avec ses enseignants-chercheurs, son secrétariat, tout son personnel, l'opportunité de travailler, de discuter autour de ces questions de l'immigration, du Maghreb, de la Méditerranée, des rapports franco-maghrébins, et donc d'un certain nombre de questions extrêmement importantes qui se posent à nous aujourd'hui dans un contexte, j'allais dire, difficile et sensible. Alors, moi, je ne veux pas, disons, prendre de votre temps, parce qu'il y a énormément, j'ai noirci des pages et des pages. Je ne vais pas prendre de votre temps, mais je vais pointer un point ou deux qui me semble important dans, disons, à la fois dans l'état des lieux, mais aussi pour pouvoir continuer à travailler ensemble, pour pouvoir échanger. Alors, j'évoque Mohamed très vite parce que moi je l'ai quitté finalement quasiment à 10 jours de sa mort. Je l'avais vu ici, on a beaucoup échangé. Il était bien fatigué, il m'avait dit qu'il allait faire une opération, il me demandait mon avis et donc je lui ai dit oui, il faut la faire parce qu'il souffrait beaucoup et il pensait que ça allait le soulager. J'ai dit si ça te soulage, oui. Il avait l'air très optimiste, donc je lui ai donné donc mon avis et on a beaucoup échangé et disons, en parlant, il pensait à son travail, il pensait à ses recherches, il pensait à ses étudiants et je ne sais pas vraiment, je veux dire, surfait ce que je dis, parce que je lui ai dit, je suis content que tu viennes parce que tu reprends, parce que moi j'avais suppléé à ses cours et il était là en me disant, oui, vraiment j'étais là pour repartir et là, j'en peux plus, il faut que je fasse cette opération. Et du coup, on a parlé de ses étudiants, certains voulaient les faire soutenir, on a donc discuté sur les soutenances de ses étudiants, sur ses travaux, et il était très optimiste sur l'avenir pour pouvoir construire et travailler. Donc voilà, je veux garder cette image de Mohamed combattant, militant, engagé, et qui était là, qui ne cédait pas à la maladie. Malheureusement, il est parti, il a été perdu pour ses amis, pour les siens, pour la recherche, pour les rapports franco-maghrébins et particulièrement franco-algériens. Alors, je dirais très vite que Mohamed, pour le caractériser, mais on en parlera peut-être entre nous, c'est quelqu'un qui est une figure de l'entre-deux. C'est quelqu'un qui est véritablement qui est là pour mettre en relation, faire échanger, développer des relations, des échanges, mettre en place des conventions, susciter des idées, des débats, susciter des programmes de recherche, ça a été dit. Et de ce point de vue-là, c'est un homme de l'entre-deux. Et c'est un homme dont la figure est disons, toujours à la fois, c'est quelque chose qui émerge, j'en parlerai peut-être dans un instant, d'un point de vue, disons, de cet espace de mondialisation. Aujourd'hui, on a, disons, une émergence, une affirmation d'intellectuels, je dirais, du mixte, ou d'intellectuels métissés, ou d'intellectuels qui s'inscrivent dans cet espace transnational et qui tentent de développer des actions intellectuelles, des actions de recherche et des actions de type universitaire ou des actions de citoyenneté, de solidarité dans, disons, l'espace monde à partir d'un lieu. Mais ce lieu, ça peut être n'importe, tout à l'heure ça a été dit par Michel Peraldi, ça peut être n'importe quel lieu. C'est quelqu'un qui est un intellectuel dont l'action est déterritorialisée, mais qui est
qui regarde, là pour le coup, beaucoup vers le sud et surtout dans l'espace méditerranéen. Voilà, donc je garde cette image de lui, c'est une figure d'intellectuel qui a émergé, ça a été dit par Karim ce matin, en fait qui a émergé pour ce qui est de sa trajectoire. On peut dire, et pour ce qui est du Maghreb et notamment de l'Algérie, cette figure a émergé à partir du désenchantement développementaliste, c'est-à-dire à partir de la fin des années 80, début des années 90. Je ne vais pas très loin dans l'approche de ce moment historique, cet espace-temps qui part des indépendances aux années 90, qui est un espace-temps... Disons, il y avait beaucoup d'illusions, il y avait beaucoup d'engagement, de volonté de construire l'avenir dans ces pays. Et puis, progressivement, on voit les choses s'effilocher, se déliter. Puis, on a ce basculement des années 80-90. Lui, il est à cette charnière, c'est-à-dire il participe, disons, d'un espace de socialisation, ça a été dit politique, universitaire, politique, qui s'inscrit dans une espèce de contexte tiers-monde, dans un contexte de lutte internationale, notamment à partir des années 68-70, tiers-mondiste, anti-impérialiste, et qui donc est le produit d'une université, notamment algérienne, qui est dans la continuité de l'université française. L'université française, 10 ans post-indépendance, voire l'université française, donc, qui est héritée à partir des années 60 et qui est occupée par un certain nombre d'enseignants-chercheurs, je vais vite, ce qu'on appelait à un moment les pieds rouges, ensuite les coopérants, les jeunes coopérants, ensuite les 68 arts qui arrivaient ici et qui arrivaient en Algérie et qui ont formé toute une génération des années 80, disons jusqu'aux années 80. Puis on a ce basculement, et ce basculement, je dirais aussi un mot de la recherche, parce que la recherche a été extrêmement importante à ce moment-là, au Maghreb et en Algérie, en Tunisie, au Maroc et en Algérie. Elle a été extrêmement importante, stimulante et féconde à ce moment-là. Notamment en Algérie, il y a un certain nombre de témoins ici, il y a eu, disons, dans les années 60, un centre d'études et de recherche en sciences sociales, le CERDES, où a officié Pierre Bourdieu, qui était déjà là dans les années 60, mais qui est revenu en 67, qui a développé à partir avec beaucoup d'enseignants-chercheurs du CNRS, de l'école des hautes études, qui n'était pas encore l'école des hautes études, des recherches sur l'Algérie. On peut dire d'ailleurs que la sociologie, puisqu'on parlait de la sociologie française est née en Algérie, d'une certaine façon, puisque c'est au sein de l'ARDES que les premiers travaux de Bourdieu sont développés, qu'il y a eu les premiers statisticiens qui ont été en relation avec les sociologues dans des grandes enquêtes sur l'Algérie et qui ont rejoint après l'INSEE et qui a eu, je ne peux pas citer tous les noms, qui a eu à ce moment-là effectivement une orientation de la sociologie qui était l'orientation bourdieusienne, Bourdieu, Sayad, et notamment à travers travailler en Algérie, où ont participé des gens de l'INSEE, le déracinement, sociologie de l'Algérie, etc. Et tout ça a commencé à ce moment-là. Pour le Maroc, c'est Paul Pascon. Pour la Tunisie, tout à l'heure, on disait Duvigneau et d'autres. Et donc, il y a eu un moment fort d'échange, j'allais dire franco-maghrébin et franco-algérien particulièrement, de développement de la sociologie. Et tout ça, d'une certaine façon, bascule à la fin des années 80, 90, où Mohamed est là, et que donc, il se pose la question de quoi faire, comment faire. D'ailleurs, il a choisi d'être journaliste plutôt que d'aller faire de la recherche ou de l'enseignement, et puis à partir d'un certain nombre de désenchantements, il émigre vers la France. Donc on a, je disais tout à l'heure, cette figure qui apparaît à ce moment-là, une première vague de migration d'intellectuels algériens à partir des années 80-90, qui ne trouvent plus leur place dans, disons, des institutions qui se massifient, qui, contrairement à ce qu'on croit, qui ne se démocratisent pas, mais qui se massifient, et qui
désinstitutionnalise, hein, pour aller vite, et qui ne s'y retrouve pas, qui du même coup cherche donc à trouver, à donner du sens à leur travail, à leur vie, etc., qui émigrent. Et Mohamed est un peu emblématique de ça. Alors, je dis ça parce qu'il y a une question centrale qui traverse toute cette réunion depuis ce matin, c'est la question de l'autonomie des intellectuels et l'autonomie des chercheurs et de l'autonomie des universitaires du point de vue de la recherche. Alors, on s'aperçoit qu'à la fin des années 80 et 90, disons, il n'y a plus d'autonomie de la recherche, puisque je ne vais pas décrire comment s'est mis en place la réforme de l'enseignement supérieur en Algérie en 71, puisque là, les sciences sociales, le discours politique à l'époque disait qu'il faut décontaminer les sciences sociales. Hein, il faut les opérationnaliser. On avait supprimé l'ethnologie, l'histoire, la philosophie, enfin supprimé, on les avait revus d'une manière à les expurger, disait-on, de leur dimension coloniale, et du coup on technicise des choses et on a effectivement on arrive à domestiquer les savoirs. C'était même je crois une notion qu'avance Mohamed dans son analyse du champ de la sociologie en Algérie, puisqu'il a écrit un article sur cette affaire, et que donc il y a une domestication des savoirs, et que du coup, les objets sont des objets, disons, du politique. Hein. Je me souviens, c'est la révolution agraire, c'est la gestion socialiste des entreprises, c'est le statut du travailleur, donc ce sont ces objets qu'il fallait étudier. Et effectivement, on avait une espèce de translation de la sociologie vers le droit, puisque les grands chercheurs étaient dans l'institution de droit, notamment autour de la revue algérienne de droit, où ils discutaient de la voie algérienne, des capitalismes d'État, etc., et des effets des réformes. Voilà en gros pour cette phase. Alors la question de l'autonomie est importante. Et je crois qu'on n'en est pas sorti. Hein. Cette autonomie des intellectuels, des universitaires, elle n'existe pas aujourd'hui. Elle n'existe pas dans nul, j'allais dire, même si elle est ici ou là, certains intellectuels la portent, elle ne peut pas inférer de construction d'un champ intellectuel au sens où Bourdieu en parle, c'est-à-dire un champ d'échange, d'altercation intellectuelle avec un système de revue, d'édition libre, autonome, etc. Et donc ça n'existe pas encore, même si ici et là, pour ne pas noircir le tableau, des choses existent, des choses se font. Donc la question de l'autonomie me semble importante. Alors, cette question de l'autonomie, je dirais, bon, même à partir de là, elle se repose d'une autre façon, hein, et notamment dans ce que je caractérisais tout à l'heure comme ces intellectuels diasporiques, ces intellectuels métissés, ces intellectuels déterritorialisés, qui d'une certaine façon peuvent être l'aiguillon, quelque part, disons, de questions qui fâchent, et notamment dans l'interrelation avec leurs collègues européens et français. Alors, la question de l'autonomie se pose alors sur une deuxième variante, une deuxième dimension, je n'irai pas beaucoup plus loin, c'est la question de l'immigration, l'émigration-immigration. L'émigration-immigration aussi pose cette question de l'autonomie. Pourquoi? Parce que si je reprends Sayad, hein, l'émigration-immigration montre une autre voie d'émancipation que l'émancipation par la nation. Et en ça, elle est subversive. En ça, elle remet en cause l'ordre national. En ça, d'une certaine façon, elle remet en cause l'ordre national. Et de ce point de vue-là, l'immigration est quelque chose qui, disons, fait penser à quelqu'un qui peut parler de l'autre côté et qui peut, d'une certaine façon, poser les bonnes questions, hein, et être en rupture avec les discours normatifs qui ont lieu dans la société nationale. Et permet donc de sortir de cet enfermement national ou des enfermements nationaux. Alors, la question de l'immigration est importante puisque, notamment pour l'Algérie, je vais vite, c'est à partir de l'immigration que le mouvement national
s'est développée, que l'idée indépendantiste a été posée et que, d'une certaine façon, dans cette continuité, l'immigration reste subversive pour l'État-nation. Alors, dans cette optique, l'immigration pose problème à l'État-nation. Et pour ce qui est de l'Algérie, malheureusement, disons, dans ce processus, la construction d'un champ intellectuel, disons, national, voire même partagé, n'a pas pu se développer puisque, du point de vue de ces exils, du point de vue de ces départs, notamment disons, aggravé par le début de la guerre civile, il y a une ambivalence de l'État-nation algérien vis-à-vis de ses émigrés, vis-à-vis de ses intellectuels. Dans la mesure où je disais que l'immigration est subversive. L'État-nation est donc dans cette ambivalence. Ils sont partis. C'est nous qui les avons formés. Et donc, quand ils réussissent, c'est bien. Il les montre vraiment, disons, en exemple, mais quand ils commencent à développer des positions critiques ou des travaux qui remettent en cause les processus de domination locaux, ça devient des traîtres et ça devient, disons, des personnes qui n'ont pas droit de citer. Et du coup, on est, disons, dans un discours extrêmement ambivalent, qui développe des fractures intellectuelles très fortes, qui sont des fractures. L'Algérie, de ce point de vue-là, c'est spécial. Hein. Peut-être que pour le Maroc et la Tunisie, les échanges peuvent se développer, sont en train de se faire ici ou là. Il y a des reconnaissances de part et d'autre d'un certain nombre d'intellectuels diasporiques et les échanges se font. Mais du point de vue algérien, il faut dire que jusqu'à récemment, les choses n'ont pas pu se faire, on peut dire jusqu'aux années 2000, avec des allers-retours de l'État-nation qui, disons, veut susciter ces échanges, veut construire ces échanges, mais en même temps, il n'y a pas les moyens et les choses se font. Alors Mohamed est, de ce point de vue-là, emblématique parce qu'il n'a jamais cédé aux choses, il a essayé de développer, de construire dans cet exercice de limite. Dans cet exercice de contrainte. Comment construire donc un espace d'échange? Comment reconstruire ou construire un espace d'échange? Comment construire des lieux de partage, d'échange, de débat? Et qui se font d'ailleurs à travers, j'allais dire, les médias, à travers ces nouvelles technologies de l'information et de la communication. Comment passer au-delà des enfermements nationaux? La question reste posée. Il me semble que, je crois que, disons, l'intervention de Messama ce matin est parue très pessimiste parce que dans, disons, la mondialisation aujourd'hui, on a quelque part, d'une certaine façon, une internationalisation des systèmes d'enseignement qui correspond à une internationalisation des systèmes productifs qui donne une place assignée aux systèmes d'enseignement des Suds comme des systèmes, disons, dominés. Et de ce point de vue-là, les systèmes d'enseignement du Sud ne sont là que pour, disons, produire des élites dans lesquelles on coopte, ou d'une certaine façon, où sont de la main-d'œuvre locale pour des multinationales qui investissent dans ces pays. Et donc, on est un peu j'allais dire, dans l'aporie de ce point de vue-là, puisque, disons, les choses étant celles-là, comment avancer? Comment avancer? Je crois que notre réunion ici et beaucoup d'autres réunions, et notamment le fait que les choses commencent à bouger de point de vue disons, des pratiques de solidarité, de citoyenneté, on peut penser on peut donc, sur les pas de Mohamed, essayer d'aller de l'avant et de construire
ces espaces et peut-être ici démarrer et continuer des choses à partir du CNAM, qui a une place extrêmement importante, aussi bien dans la pratique que dans les représentations des jeunes et des jeunes étudiants au Maghreb aujourd'hui. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Merci. Alors, je vais essayer de faire encore plus court. Voilà, parce que l'heure tourne et qu'il y a un cocktail qui nous attend. Il faut absolument qu'on boive un verre à la mémoire de Mohamed. Voilà, moi j'ai souhaité aussi m'atteler un peu à suivre les traces de Mohamed qui ont été dessinées, qui ont été révélées par les différentes contributions aux différentes tables rondes aujourd'hui, pour essayer juste de relever des choses, moi, qui m'ont frappé, qui m'ont intéressé, qui m'ont interrogé. Et je le fais vraiment en béotienne des travaux de Mohamed, parce que bien que je l'ai côtoyé au Griot et au Lise depuis 2002, je me rends compte aujourd'hui que j'étais très très mal informée de ses travaux. Donc voilà, j'ai pris des notes tout au long de cette journée, dont je vais rendre compte très très partiellement et très personnellement. En partant du constat en fait, il a été très difficile aujourd'hui de distinguer, de séparer le chercheur de l'homme, et le parcours de recherche, le parcours de ces objets de recherche, de la trajectoire personnelle de Mohamed. Hicham Jamid l'a souligné ce matin. Et ça se note depuis son intérêt pour les figures migratoires alternatives qu'il représentait lui-même d'une certaine manière, jusqu'à son intérêt pour les migrants vieillissants, les Chibani, qui font écho à l'attachement, l'admiration qu'il vouait à son père. Donc voilà, c'est aussi... j'ai essayé de rendre hommage aussi à ces allers-retours entre son parcours et ses recherches. Alors, il y a une première chose qui m'a frappée, c'est bien sûr la question des nouvelles figures migratoires et de la sociologie de l'immigration. Qu'est-ce que ça fait à la sociologie de l'immigration ? Puisque donc son parcours est assez représentatif d'une nouvelle figure migratoire, mais c'est surtout l'originalité du positionnement de Mohamed qui nous invite à porter un nouveau regard sur la sociologie de l'immigration. Notamment en s'intéressant aux élites, à une forme d'élite migratoire, donc des questions autour des spécificités des migrations de cette élite, et que devient l'intelligentsia maghrébine lorsqu'elle franchit les frontières pour faire sa vie ou pas, d'ailleurs, peut-être originellement pas pour faire sa vie, mais qui finit par la faire. Donc ça, c'est son propre parcours, poser ce genre de questions, mais ensuite, dans les travaux qu'il a réalisés et qu'il a accompagnés, c'est un fil rouge qu'il a tenu. Et de ce point de vue, le projet présenté par Mohamed Benguerna est significatif de ce déplacement du regard vers des immigrés atypiques, des populations émigrées qui ne correspondent pas aux stéréotypes de l'immigré, tel que véhiculé notamment par une certaine sociologie de l'intégration, une sociologie de l'immigration qui est aussi une sociologie de l'intégration. Donc ça va de l'élite scolaire, les diplômés, ingénieurs, à la petite bourgeoisie entrepreneuriale qui renouvelle aussi la sociologie de l'immigration. Les nouvelles figures migratoires, on y est revenu ce matin aussi par l'intermédiaire de Messama Khalifa qui a montré aussi en quoi ce que ces nouvelles figures doivent aux politiques publiques et aux politiques d'entreprise.
notamment aux multinationales, liées donc à la fuite des cerveaux. On a appris aussi que même ceux qui sont occupés, même ceux qui occupent un emploi au Maghreb, beaucoup d'entre eux veulent émigrer. Toutes ces personnes-là méritent un intérêt égal à celui du réfugié, de l'exilé pauvre, qui s'impose aujourd'hui comme un référent symbolique, qui est aussi organisateur des discours politiques, des discours de politique publique. Donc je pense aussi que c'est à ce déplacement de regard que nous invitait Mohamed, et comme Michel Perraldi l'a souligné tout à l'heure, il a contribué à faire émerger la classe moyenne transnationale comme objet de recherche à part entière, un objet sur lequel on pourrait travailler donc dans les pas de Mohamed. Donc c'est finalement un autre type de population invisible sur laquelle Mohamed a jeté une lumière. Sur cette sociologie de l'immigration et plus largement de la mobilité sociale, on est par ailleurs revenu sur les conditions socio-historiques d'émigration et d'immigration, comme nous y a invité Karim Khaled, et aussi les conditions institutionnelles de l'accueil, les ressources sur lesquelles les immigrés peuvent s'appuyer pour réaliser un projet migratoire. Et ça aussi, d'un point de vue personnel, je crois que le parcours de Mohamed montre aussi comment des rencontres ont été des appuis, des ressources pour réaliser ce qui apparaît, moi je ne le savais pas à vrai dire, ce qui apparaît véritablement comme un programme méritocratique, quoi. C'était une revanche qu'il voulait prendre sur une destinée sociale à laquelle il était appelé. Et donc, quand on a parlé du parcours de Mohamed, on est revenu, on a mis en avant ce combat personnel qu'il a mené avec une grande ténacité, qui explique cette trajectoire exemplaire de promotion sociale et cette trajectoire de miraculé, comme dirait Bourdieu. Mais on a pu aussi voir souligner le rôle des collectifs et des institutions qui permettent la reconnaissance et la valorisation de ce type de parcours sinueux qui traverse les frontières et qui traverse aussi les espaces professionnels à travers la trajectoire. Donc voilà, de ce point de vue-là, sa trajectoire elle-même nous invite à réfléchir à ce que son caractère extraordinaire, statistiquement totalement improbable, doit aux conditions